L'interview Radio Punch. Le replay. Hip House Radio Punch. Come on and dance. Come on. Come on and dance. Hip House style. Come on. En exclusivité sur Radio Punch. The best radio. Salut à tous et bienvenue sur Radio Punch pour une nouvelle émission. Je vois Jean qui panique, qui t'arrive, t'as perdu ta caméra, c'est ça? Allez, on est un petit peu en retard, on peut pas toujours commencer à l'heure comme la dernière fois, hein. Faut bien qu'on ait pas forcément des problèmes, mais là on discutait, on était bien. Donc on reçoit un invité de marque ce soir, hein, puisque c'est Christophe alias Tom Pooks. On va d'abord voir si Jean va bien. Jean, ça va? Salut les copains, eh bien, écoutez, moi ça va, super, hein. On a eu le Covid il y a 2 semaines, vous le savez, on revient. Un peu plus même. 2-3 semaines, et on revient en pleine forme. Voilà, alors on va dire un petit coucou à Christophe avant qu'on le présente. Salut Christophe, merci d'avoir accepté l'invitation. Hello, bonsoir tout le monde. Voilà, je réglerai ta caméra après. Mais si, c'est bon. Voilà, parfait, c'est génial, c'est en direct. On voit le bon monsieur. Voilà, c'est parfait. Allez, je vais faire des petits rappels d'usage avant que Jean tu présentes notre ami. Bien sûr. Alors, je vous rappelle que cette émission peut toujours s'écouter pour les plus fous sur le stream de la radio que je vous mets là en haut, hein, donc ça c'est le stream en direct. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est Twitch. Voilà, on diffuse en même temps sur Twitch maintenant. Il y a moins de latence et surtout, on n'est pas striké par Facebook. Hein. Vous savez que le dieu, les robots Facebook de Mark Zuckerberg surveillent si on passe pas des morceaux avec droit d'auteur. Mais c'est pas le cas. Enfin, si c'est le cas, mais je les couperai s'il faut. Donc Twitch, vous pouvez y aller. Il y a le lien dans la description. Vous pouvez cliquer dessus. Ça vous amène directement sur la page de Twitch. Voilà. Donc il y a plein d'autres choses à vous annoncer, mais on le fera tout à l'heure. Jean, je te laisse présenter notre invité. Alors, ce soir, nous recevons un artiste à plusieurs facettes, un DJ, producteur, compositeur, gérant de label, mais surtout organisateur d'événements, Monsieur Family Picnic. Hein. C'est aussi mon vieux copain, parce que faut savoir qu'avec Tom, on était au collège ensemble. C'est un vieux pote. Il a traversé 3 décennies de musique électronique. Il a, que ce soit des collaborations au niveau musical, compositeur, remix, ou que ce soit les artistes qu'il a pu inviter dans ses festivals, il y a des grands noms comme Fafa Monteco, Francesco Farfa, Joy Kitty Conti, Didier Sinclair, Alex Milan, Carl Cox, Joss Wink, Sven Vath, Richie Houghton, John Dalbach, Darren Emerson, et j'en passe évidemment, et oui, des parce meilleurs. Que tu pourrais presque citer la moitié. Et donc ce soir on est ravis on avait Tom qui était venu en guest pour l'interview de Sébastien, mais ce soir on est content d'avoir notre ami Tom. Christophe, on l'appellera Christophe aussi parce que c'est son prénom, donc je trahis pas un secret. Donc Christophe, je suis ravi de t'avoir parce que t'es un vieux pote à moi. Et juste préciser, Christophe, tu vas nous expliquer, Joy ce soir aurait dû être là. Oui, voilà. On a Joy qui malheureusement est un peu malade. Il devait être avec toi. Très souffrant, Joy, très souffrant. Voilà. Et il se réserve un petit peu parce que demain ensemble on fait une soirée au PZ à Montpellier. Ouais, regarde, j'ai même le flyer. Yes. Voilà, ça c'est demain, on en reparlera. Hein, donc demain vous pourrez assister à ça. Il est excité comme une puce, mais bon, il faut qu'il se repose parce que comme il mange que des salades, il mange pas de viande, pas de machin, pas de lait. Il mange des œufs là. Ouais. Il doit m'écouter, comme il peut pas dire grand chose, il doit pester comme un fou. Mais non ti faccio fare una figura di merda, te lo giuro, fratello. Je lui ai dit que je lui ferai pas honte. Mais je vais quand même lui faire un petit peu honte. Ouais, quand même, au minimum. Mais on en a discuté. On fera sûrement l'interview de Joy tout seul un peu plus tard. Et avec le guest Tom Pooks. Ça sera donc on fera l'inverse. Ça sera voilà. Donc allez, c'est parti. On a une habitude, Christophe, dans notre émission, c'est de faire les choses chronologiquement. On prend un petit peu le temps et on aime bien parler d'histoire, l'historique, etc. Donc pour démarrer, j'aimerais que tu nous évoques, c'est la question qu'on pose à tout le monde à chaque fois, tes premiers chocs musicaux, tes premiers contacts avec la musique, même si ça remonte à longtemps, pas forcément la techno, les raves, etc. On va y venir bien sûr, mais que tu nous racontes un peu la musique, comment ça a démarré, remonte un peu dans le passé, s'il te plaît. Il y a des direct, on va sortir des casseroles. Déjà, je voudrais, ça me fait plaisir d'être avec toi, et ça me fait très plaisir aussi d'être avec toi parce que jamais j'aurais cru qu'un jour tu serais devenu un délinquant de la musique électronique.
Et il y avait des prémices quand même, Jean, mais là aussi détraqué, ça m'a fait très plaisir. Eh ben écoute, ça nous fait très plaisir à nous aussi. Alors écoute, pour te parler des débuts, en fait j'ai commencé dans le, on va dire, dans le showbiz. Je devais avoir 16 ans à peu près et j'étais danseur dans. Vous entendez là ou pas? Bien sûr. Très bien. Parce que le fait de le dire, je me sens pas très bien déjà. Non mais c'est très bien. Je suis content que tu abordes le sujet. Parce que sinon il l'aurait fait. Je t'inquiète pas. Salopard. En fait, les gens qui sont très proches de moi, même mon ex-vie et les gens qui sont très proches de moi, même ma petite fille encore la dernière, sont au courant que j'ai été danseur pour mes débuts dans la nuit, dans la musique, et c'était une troupe qui s'appelait Krypton, si je me souviens bien. Putain, j'ai tout qui me revient là. Le boss c'était Serge Lescure. Et puis c'était les premières fois où on jouait dans des discos mobiles. Il y avait des danseurs, Marvin, comment il s'appelle, Sébastien Adigadou. Putain, c'était long ça. Putain, je te parle d'un truc là de ouf là. Mais vraiment, j'avais 16 ans quoi. Et j'ai commencé à danser là-dedans. Un jour, je dansais sur la piste avec une copine qui s'appelait Carole. Et puis on dansait, on faisait des trucs, du rap combat, ça s'appelait. Et un jour, le mec il me dit, mais au lieu de danser sur le dance floor, viens sur la scène. Et puis je suis allé danser sur la scène. Et puis je suis resté avec eux 3 ans, je crois. Sur des tournées, donc c'est là que j'ai commencé la musique, le spectacle de la nuit quoi. Quand on était ensemble au collège, les souvenirs que j'ai j'ai plein de souvenirs de toi, mais les souvenirs effectivement, je me rappelle que tu avais des Pat Ewing. T'avais des Patrick Ewing. Et ça, c'était dur de trouver des Patrick Ewing sur la ville de Béziers, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a des photos, non? Non, j'ai pas, mais je me rappelle. À l'époque, il n'y avait pas les iPhones, on pouvait pas. Merci, Jean, merci beaucoup. Ah bah oui, je m'entraîne. Bien sûr. Je me rappelle des Patrick Ewing. Je me rappelle que tu faisais du taekwondo, vu que moi je faisais du kwankido et on parlait d'arts martiaux déjà à l'époque. T'étais souple. Ouais, tu faisais le grand écart latéral, je crois. Ouais, voilà. C'est ça. Et comme moi aussi, donc du coup on se mettait dans le préau, on faisait le grand écart. On parlait taekwondo et je sais que par contre moi j'ai jamais été un très bon danseur. Par contre toi tu t'avais vraiment une espèce d'aisance. C'est marrant parce que je pense que peu de gens le savent. Au niveau franchement au niveau de la danse, tu faisais un coup de pied retourné car américain. Mais vraiment c'est vrai. Il a trop regardé Blue Sport à l'époque. Non mais c'est vrai, on était dans une espèce de période tu sais où il y avait donc les films de rap combat où il y avait tu vois des espèces de Blue Sport et tout. Donc et après c'est toute une génération quoi qu'on a appris à danser autour de ça quoi. Et puis ça a évolué rapidement avec ce rap combat mais sur de la, on va dire, de la dance un petit peu plus énergique, plus original et ouais, mais c'est vrai qu'à cette époque-là je faisais le car américain. Ouais, il y avait Tar, notre ami Tar, je voulais l'inviter ce soir pour qu'il vienne, notre copain qu'on appelait Hakim, enfin tu sais, tu te rappelles. Et lui aussi il était très à l'aise à la danse, il faisait du taekwondo aussi et quand on était dans le préau, je me rappelle pendant les cours de sport des fois on avait du temps et on s'amusait à se faire des trucs, c'était un mélange d'arts martiaux et de danse. Bon moi je dansais pas trop, j'avais un pote, mais vous étiez très à l'aise sur ça, je me souviens très bien. Ouais mais c'était il y a combien? C'était en 1991. D'accord, mais moi j'allais te dire bien 30 kilos. Il y a 30 kilos, 30 ans, 30 kilos. C'est ça. Après t'as autant que ça? Bah écoute, j'ai fait 100 kilos aujourd'hui, pile. Ah ouais. D'accord. Si j'avais un restaurant il y a pas très longtemps, oui, j'ai décidé de le vendre quand je suis arrivé à 112 kilos 700. Ah ouais. Ma femme me disait quand elle arrivait du mal à me reconnaître la nuit dans la maison, elle savait pas si c'était un sanglier ou moi. Et donc et puis quand elle allumait la lumière, elle me disait Chris, faut que tu fasses quelque chose. Et là, Chris allume la lumière. Ouais, là. Bon, il y en a qui se régalent de nos souvenirs là, mais c'est vrai. Et non, mais c'est vrai. Et alors, et du coup, je me rappelle que vous aviez un point commun avec Tar, qui était, moi, c'était mon meilleur pote, et toi, tu l'appréciais aussi beaucoup, parce que lui, il avait une grosse culture hip-hop, New Jack, R&B, etc. Et vous avez une connexion que je n'avais pas à l'époque, que j'ai maintenant, parce que moi, j'ai appris tout ce qui était hip-hop, New Jack, j'apprécie énormément maintenant. Après, par contre, sur le coup, j'avoue, j'étais un peu largué. Moi, j'étais vraiment déjà dans la techno. Enfin, tu te rappelles, j'étais vraiment dans une techno très underground déjà à l'époque. Déjà, ouais. Mais il y avait un côté un peu, je dirais, musique noire, on va dire, swing. Et pour moi, alors peut-être ça va les choquer, mais moi j'aime beaucoup la New Jack.
Ouais. Et je me rappelle que vous dansiez sur ce type de musique qui était un peu une sorte de rap un peu accéléré, quoi. Ouais, si tu regardes bien, c'est quand même les origines de la house music, quoi. Ça vient de la funk, ça vient de la new jack, qui est l'évolution de la funk un peu plus, on va dire, moderne, et là plus active, plus rapide et plus dynamique, quoi. Tu vois, moins dans la souplesse. Absolument. Et un peu plus dans le rythmique. Et puis regarde, new jack, acid house, et house music et tech house, et voilà, même quoi. si on parle de musique anglaise, les breakbeats et tout ça, s'il y a des morceaux new jack avec des rythmiques, si tu les réécoutes, tu dis mais c'est presque du breakbeat, c'est presque, tu vois, à la limite c'est du breakbeat mais avec des chants un peu soul, et du rap. Donc en fait c'était déjà des hybridations. C'est clair. Et alors moi j'avoue, je reconnais, j'étais pas très j'avais un peu des a priori. Tahar a vraiment fait un gros travail pour me déprogrammer, parce que moi j'étais un peu intégriste, on va dire. Après je me suis beaucoup calmé. Mais effectivement vous aviez ce côté très, je dirais, groove, en fait. Il y avait une espèce de groove. Je pense que ça, tu l'as. Et puis d'ailleurs, on le retrouve j'ai envie de dire, dans ta musique aussi. Il y a cette influence-là. Alors, je sais pas comment on peut l'expliquer ou quoi, mais moi, je ressens, en fait, si tu y a des gens avec leur influence, tu sens la sensibilité au niveau de leur musique après, si tu veux. Ouais. Que je suis carrément d'accord. En plus, si tu regardes, on parlait de New Jack et tout, mais même sur le rap français de l'époque, qui était pas super agressif, on était loin du rap américain, qui était dans la déclaration, tu vois, agressive d'une situation de société. Là, si tu regardais l'icône, c'était MC Solar, où il y avait déjà un énorme groove, et puis bon, le flow qu'il balançait, bien sûr, il y avait des textes, mais dans son flow, il y avait un groove qui complétait le groove musical. Et bon, pour moi, ça a été vraiment un départ, et on parle que de hip-hop là, ça a été vraiment un départ de sensation groove. Si tu danses pas, t'as pas d'émotion, t'arrives pas à retranscrire l'émotion sur une histoire. J'ai quand même une question, est-ce que ça marchait pour les meufs surtout? Est-ce que ça marchait pour les filles? C'est ça qu'on sort. Je me rappelle pas à cette époque-là si j'étais intéressé par les filles. Alors, s'il y a des biterroises qui nous écoutent, si les mecs ont des souvenirs. Ça leur plaisait, moi je le dis pour lui, ça leur plaisait, oui, bien sûr. Ce silence. Non, mais en fait, c'est quoi? J'ai des souvenirs que dans ces soirées-là, j'ai des souvenirs que de potes, quoi, que de délire potes. Voilà, on enlève des petits amis, mais le kiff total sublime, c'était un échange de rap combat ou sur une piste de danse, ou un kiff total en multipliant les performances, j'ai envie de dire. Et voilà, quoi. C'est marrant que tu dises rap combat, parce que c'est vrai que après c'est devenu dans le langage commun sous forme, on appelle ça des battles maintenant. C'est ça. Bah, en fait c'est exactement la même chose, c'est le truc, c'est rigolo, hein. Ouais. Non mais rien que dans le vocabulaire, c'est intéressant. Le rap combat, c'est donc comme quoi t'étais vraiment j'étais vraiment le début dedans, du début, parce que franchement je veux dire surtout dans nos contrées, qui en 89, 10, 11 écoutait du rap ou du jack, franchement pas énormément de gens, quoi. Moi je connaissais pas beaucoup. Non, parce que déjà c'était loin d'être notre mode à nous. On était un petit peu en retard là aussi, alors que c'était déjà très très puissant dans les States et en Angleterre, on va dire. Ah oui. Mais nous on était loin, on sortait de Claude François, donc on était loin. On était loin de tout ça. On est toujours encore un peu dedans malheureusement en France. Okay. Mais pour revenir sur les meufs, moi la première personne avec qui j'ai appris à danser dans ce truc un peu pointu, c'est, encore je le redis, c'est une copine à moi qui s'appelle Carole. Bon, c'était un garçon manqué un peu, mais elle était d'une rigueur sur l'entraînement et sur le groove, sur la souplesse. Enfin bon, moi ça a toujours été, quand on était au début, c'était un modèle, quoi. Et, donc après on s'est séparés parce que moi je suis rentré dans des trucs de danse un peu plus spectacle comme Krypton, et qu'elle est restée dans le noir plus underground, j'avais à dire. Mm-hmm. Mais ça a été un moment très très important. Ça a été un moment très important de ma vie, ouais. Il y a Nicolas 4 qui demande si tu te souviens de ta première coupole. Oh putain. Tu faisais du break ou pas aussi? Et ouais, on faisait du break sur. C'était comme t'as dit, c'était une espèce d'hybride. Une hybride un peu entre le combat, le break, c'était beaucoup plus dansant. On restait plus près de la danse que de la performance physique, si tu veux. Parce que moi quand je vois les mecs là, quand je les vois faire des trucs là, je dis mais c'est des chewing-gums, les mecs, c'est pas vrai, ils ont pas de colonne vertébrale. Bon, je te dis ça après quelques années, avec le regard de quelques années derrière, mais je trouve que ça perd un peu le suivi de la danse, en fait, hein. On est plus sur la performance.
Même si, quand tu les vois, tu te mets à genoux et tu dis, vous êtes des dieux, tu vois. Mais bon, voilà, nous, on voulait toujours quand même garder, voilà, on faisait une coupole, mais on faisait un tour ou deux, et puis on partait sur notre pas, et tout ça, on tournait pas pendant de longues minutes, quoi. Oui, parce qu'après, c'est autre chose. Après, le break pur et dur, c'est vrai que c'est presque de la gymnastique, quoi. C'est un entraînement, si tu fais que ça, tu fais des. Ah, mais grave. Les mecs, après, c'est. Quand tu les vois tourner, finir sur un point, sur le coude, tête, le mec qui est sur le coude, tout, ouais. J'arrive même pas à concevoir comme ils arrivent à le faire, tu vois. Donc, c'est de la pure performance. Le temps de travail que ça représente, parce que tu parlais, effectivement, il faut être hyper lax, mais en plus, c'est un temps de travail où forcément, on perd le côté un peu fun et entraînant de la danse. Alors, on est plus dans la performance, on est dans une espèce de truc de sportif de haut niveau. Exact. Tu parlais de gymnastique, mais je pense que c'est totalement ça. C'est une activité physique sportive, vraiment, pour y arriver, quoi. Ouais, ben Nico dit c'est devenu de la GRS le break maintenant. Gymnastique rythmique et sportif, je crois que c'est ça le terme exactement. Au fait, merci à tous ceux qui nous ont envoyé des étoiles, c'est super sympa. Merci de nous soutenir. Je suis content qu'on parle de ça parce que c'est vrai que les gens souvent, à chaque fois qu'on rencontre qu'on interviewe des artistes, c'est vrai que on se penche rarement sur les époques passées, et des fois on apprend mieux à comprendre l'artiste, même des fois l'artiste qu'on préfère, de par son passé. Et je me rappelle aussi, pour rester un peu dans cette époque-là, tu aimais bien aussi ce qu'on appelait la dance music, c'est-à-dire la musique, aujourd'hui on dit EDM, nous c'est un peu un mot qui est interdit chez nous, mais on va appeler ça de la dance music. C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil, la dance music c'est une évolution intelligente de la funk et qui restait dance, et encore pour moi dans la dance il y avait la dance tu sais qui était très radio peut-être, la dance radio et la dance que passait Sébastien au New York, une espèce plus clubbing on disait, clubbing, voilà, on était dans le clubbing un petit peu, c'était toujours des trucs un peu trifouillés avec une base, des remixes, c'était à fond de remix. Moi je me rappelle le samedi soir, j'étais avec mes cassettes et j'enregistrais je sais plus quelle radio c'était, je me rappelle plus, mais c'était que des edits, tu vois, que des edits, des remixes, des espèces de grosses phases musicales, et boum, t'avais une voix qui arrivait dessus d'un truc que tu connaissais à fond, tu disais merde, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et je faisais des cassettes où je les enregistrais, j'enregistrais les morceaux les uns après les autres, c'était je mixais ces morceaux pour en souvenir sur des cassettes que je me réécoutais après dans la bagnole ou au Walkman. Mais c'était le début en fait du mix, et ce que je savais pas à ce moment-là, je savais pas que le DJ existait à ce moment-là. J'ai une question à te poser, que je vais te poser depuis un moment, depuis que je te connais, si c'est l'occasion. Moi j'étais sensibilisé, si tu vois, à la musique électronique, c'est un sens-là, la house music, la new beat, la seed house, tout ça, à la fin des années 80. Comment toi tu as vécu, est-ce que ça te rappelle quelque chose, est-ce que tu appréciais, est-ce que ça te parlait, la période un peu avant la période dont on est en train de parler, c'est-à-dire fin des années 80, puisqu'on est la même génération, je crois qu'on est de la même année ou à un an près, 88, 89, tu vois, acid house, new beat, les smileys, les machins. Comment toi tu l'avais perçu cette époque-là? Est-ce que ça te parlait? Il y en a ça leur parlait pas plus que ça, il y en a ça les a fascinés. Est-ce que ça te évoque des souvenirs? Écoute, moi j'ai traversé cette période sans vraiment être conscient de ce qu'elle était en fait. D'accord. Moi j'ai commencé à me rendre compte de quelle était ça quand j'ai lu le livre de Garnier où il était à Manchester et que c'était son Summer of Love, et je dis mais merde, mais c'était ça qu'on a vécu, quoi, tu vois. Moi j'étais résident d'un club à cette époque-là qui s'appelait le Clubhouse, dont le flyer était un smiley avec des chaussures. On les a quelque part, mais ils sont pas dans le truc. C'est dans le flyer. Je vais les chercher, allez. C'est dans le flyer. Vas-y, je vais en chercher. C'est dans le flyer, tu tapes, tu vas à 95-16 et t'auras quasiment tous les trucs. Peut-être pas 96, ouais, peut-être t'as raison, 95. Jusqu'à 96. 14-15-16. Ouais, c'est 94-95. Donc, moi, c'était, pour moi, le smiley, c'était ça, c'était le Clubhouse, quoi. Et avec des gars qui étaient là, comme Jeff, Stéphane, le responsable, et pas mal d'autres gens, quoi. La Fabiola, qui était là, qui faisait notre groupe avant-gardiste dans le club, quoi, parce que je jouais trans allemande, acid trans,
une espèce de techno un peu rapide. Aussi, tu jouais aussi faut reconnaître que tu as joué ce qui aujourd'hui, on a, à l'époque, maintenant on appelle ça de la tech house, on appelle comme on veut. À l'époque, on appelait ça plutôt progressif, mais tu jouais aussi de la musique. On va y venir là. On a fait un petit pas dans le futur, mais musique qui était pas que. Tu passais aussi de la musique un peu plus une sorte de hybridation entre house et techno. On appelait ça de la progressive house. On a peu importe. C'est ce que pendant plusieurs années, jusqu'à tard dans ma carrière, on m'a reproché. C'était tout ce côté deep, tu sais, ce côté deep là qui depuis à partir de là, on est en 2022, ça fait 10 ans, on va dire, que la deep c'est la mélo, c'est le minimal très très doux, très très profond, c'est cette house ou cette techno très lente. Pendant des années, moi j'étais dans ça déjà, et les morceaux que je faisais, que je composais en 98-99 étaient déjà dans cette mouvance là, mais on me le reprochait parce que les gens n'y étaient pas encore. C'était pas à la mode, ouais. Donc ça, je suis bien passé pour en parler. Moi, j'ai joué de la deep depuis tout le temps. Et à l'époque, justement, que tu dis, même pas après, jusqu'en 99, début des années 2000, les gens n'aimaient pas trop la deep en France. C'était compliqué. Moi, je faisais souvent les warm-up grâce à ça. Donc, je jouais deep, rappelle-toi, ou petit mix entre amis. Mais on a fait un ensemble. J'avais joué deep, moi, au début. C'est bien pour l'apéro, pour que les gens, mais dès que les gens, il faut que ça bouge, ils en veulent plus, ils en voulaient pas en tout cas. Ouais, voilà. Mais les gens à cette époque-là, ils disaient que c'était trop mou, que c'était une musique d'apéro. Mais vrai. Tu rejouerais la même chose que ça maintenant, tu jouerais à 2h ou 3h du matin. Tout à fait. Je sais pas si t'as été écouté les dernières prods et les derniers mix de Tale of Us par exemple. Bien sûr. Ou Colin, ou Bun Boomer, t'écoutes, tu dis mais j'ai loupé un truc quoi. Ouais. Tout a diminué en vitesse et on est exactement dans tes ouvertures en apéro ça, quoi. Que je jouais. Et c'était Miguel Campbell à la Villa Rouge là, quelques années. Je m'étais régalé et ça me faisait bizarre de voir parce que Miguel Campbell il joue que de la deep il joue rarement et les gens kiffaient. Bon après c'était Miguel Campbell au platine, alors est-ce que ça y fait sûrement, mais moi je suis témoin d'ailleurs, je peux dire, parce que je suis venu te voir quelques fois au Clubhouse, même si on a fait un petit bond, on va y revenir juste avant, on va arriver juste à la période d'avant, mais moi je me rappelle que justement j'étais surpris à une époque, justement moi c'est l'époque où je venais, c'était l'époque où le tempo s'accélérait, où il était de bon ton que tout soit trans ci, trans core ça, trans allemande, acid trans, ça s'accélérait, ça devenait un petit peu, tu vois, de la psychédélique, la Goa, tous ces trucs-là. Moi, j'aimais pas du tout ça. D'ailleurs, si je peux faire une parenthèse, cette époque-là, c'était le début, je m'appelais pas encore Tom Poux. C'était l'époque où j'allais rentrer chez les sales gosses. Vas-y. Et j'étais avec Max, le sale gosse, qui était à l'époque mon phare dans la nuit. Ouais, si on va en parler, bien sûr. Et puis on avait trouvé mon nom d'artiste qui était Vanoura en fait. Comment tu dis ? Vanoura. Comment t'écris ça ? Vanoura, Vanhura. Ça a été pendant un petit peu de temps, mais tu vois, ça avait des consonances, tu vois. Il y a des fly avec Vanoura dessus ? Je suis pas certain. Ça, c'est marrant. C'est comme Space, Tonio, il s'appelait DJ Space. Ouais, DJ Space, c'est clair. C'est clair. C'est vrai ça. Non, mais c'était ça avait ces consonances dont tu parles là, ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, du coup, maintenant, on va revenir à la période justement, parce que on était dans, voilà, donc, on a parlé de la dance music, la new jack, le hip-hop, toutes ces influences. Il y a eu un moment où ta vie a basculé, j'ai envie de dire. C'est la période. Alors, pareil, anecdote. On s'était pas perdu de vue, mais disons qu'on n'était plus ensemble en classe. Après, moi, j'étais parti en école hôtelière. Toi, je sais pas où t'étais allé après la Madeleine. T'as fait quoi ? T'es allé où ? Moi, j'étais à Paul Riquet à l'école hôtelière. Alors, attends, j'ai fait la Madeleine juste après le collège, hein, c'est ça ? Oui, juste après la seconde, tout ça, tu vois. Madeleine, voilà. Mais après Madeleine, j'ai fait Pézenas, Jean Moulin. Ah, voilà, Jean Moulin Pézenas. Voilà, je suis parti de Béziers. Et après, je suis revenu sur Béziers pour finir au Pic. D'accord. Et après du Pic, je suis passé à la Trinité. D'accord, Trinité. Et donc... Biterrois, quoi. Voilà. Je me souviens que à ma première rave... Seigneur. Alors, pas ma première soirée techno, qui était un an plus tôt, en 92, mais première rave, c'était dur on sortait pas plus que ça, on n'est pas non plus la génération, tu vois, on avait quoi ? On avait 16 ans, 17 ans. Il y a Anthony Adam qui nous a rejoint. Salut Anto. C'était en 93, hein. Et je vais à une rave des Gluck Family. Gluck. Oula. Guy Lamour, Remix, Sabot, toute cette tribu. Et
Et ça, c'était au domaine de la Dragonnière, à Vias, plage, sous un dôme en extérieur. Et ah oui, je m'en souviens. Je vais. Alors, il y avait une chill-out room à l'entrée où tu voyais Sabot avec sa tenue de prêtre. De Sabot. Merci de Basic Groove qui débarque. Merci à tous. Il y a un raid de Basic Groove d'Anthony Adam. Et donc, je vais à cette soirée. Tu vois, moi j'étais un peu en mode sur l'école anglaise alternate. Je venais masque à gaz, tu vois les masques, les trucs un peu vraiment la rave anglaise, vraiment british. Tu vois, ouais. Voilà. Et puis je te croise. Et je ne savais pas que la techno, puisque c'était pas la techno en elle-même, je parle de techno, je parle pas de house, etc. Je parle de techno, on n'en avait pas jamais parlé. Et puis je te vois, et je te vois un peu interpellé. Début 93, tu sais, c'était le début des raves. Et tu me dis, ah si, on rediscute et tout, et je sentais que t'étais... surpris. Il sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai loupé? Voilà. Il y a un passage que j'ai loupé. Ouais. Voilà. Et ça, c'est pareil. C'est un souvenir aussi que je voulais évoquer avec toi parce que mais tu sais quoi, je m'en souviens, mais clairement. En fait. Tu te souviens? Ah, mais clairement. Ah, excellent. De ma surprise de te voir là, de dire mais qu'est-ce que tu fais là? Je crois même que tu as dit qu'est-ce que tu fais là? Je dis écoute, moi, tu me connais. Tu sais que après, c'est vrai que j'étais pas un gros fêtard. Moi, c'est vrai que c'est plus la musique. Je suis sorti, mais pas. Je sortais pas comme un fou. Tu vois, j'étais pas un rat de club ou de rave, même si j'ai fait ce qu'il fallait, mais je me souviens, je t'avais vu là, et après, donc c'est là où la période importante, il faut qu'on l'a pas, parce qu'on a interviewé notre ami Max, évidemment, pionnier. À l'époque, t'avais les Gluck, t'avais les Sales Gosses, et t'avais quelques autres, peut-être Dragon Force, il y avait des trucs comme ça, mais est-ce que tu peux nous expliquer justement la rencontre, le basculement dans l'univers techno, techno qui a fait que d'un coup ça a basculé, c'était plus ce côté black, musique noire, le corps, la danse, et que d'un coup il y a cette espèce de truc qui arrive. Raconte-nous ça. Écoute, je pense que c'est d'abord une histoire de rencontre. Des gens que j'ai rencontrés à un moment dans ma vie. C'est un petit clin d'œil pour quelqu'un, ça. Non, c'est vraiment une histoire de rencontre. En fait, quand moi j'étais dans le, comme je te disais, je sortais de Krypton et de toutes ces choses-là. Et puis, moi j'ai toujours été le plus jeune de plus âgé, donc, qui me traînait un petit peu partout, à coup entre Queen et des DJ anglais. Et un jour, ils m'ont amené aide-moi, à la frontière espagnole, Ça a Delcel? Non, ça c'est à Gironde. Rajdeng. Au Rajdeng, et j'arrive dans cet endroit-là. Et là, j'arrive dans une salle. Donc on me baptise, tu vois, on me baptise pour rentrer dans une soirée rave. Donc je suis baptisé avec tout les clopes, le chapeau, tout le truc, quoi. Et quand je rentre là-dedans, que je vois dans ces différents niveaux d'estrobo, et je te vois une espèce de gros black aux platines, et je dis mais qu'est-ce que c'est cinglé, quoi. Puis là je commence à voir les lumières qui changent, tout qui bouge, et je me dis mais c'est dingue, quoi. Et à un moment donné, je suis au milieu de la piste, et c'est assez choquant parce que je suis en train d'essayer de comprendre ce qui se passe là, tu vois. Je suis là, j'ai tout qui bouge en plus, qui évolue dans mon corps et tout ça, et je suis en train de me dire mais je comprends pas ce qui se passe, mes mains qui se déforment, il fait chaud, tout le monde est collé, tout le monde a la tête baissée, et puis à un moment donné, je sais pas quoi, je me suis retrouvé avec la tête en l'air. Alors que je sais pas pourquoi je me suis retrouvé la tête en l'air, alors qu'elle était en bas, tu vois, et je tournais la tête à droite à gauche, et tout le monde avait la tête en l'air, tu vois, comme ça, tout le monde la tête en l'air. Et puis je dis mais qu'est-ce qu'il faut? Et puis là, je sais pas pourquoi, je me rappelle pas, j'étais poussé, tiré par un truc, et j'ai levé mes deux bras comme ça, et j'ai fait et mais le truc, déjà ça s'est passé en quelques fractions de secondes, parce que j'ai été surpris par ce que j'étais en train de faire. Et puis au moment où je suis surpris parce que je suis en train de faire, donc c'est une fraction de seconde, tu vois, je me rends compte que tous les mecs à côté de moi, ils font pareil. Et je me suis retrouvé avec tout le monde qui faisait et on se regardait, je dis mais qu'est-ce qui se passe, on est possédé, tu vois. Et l'autre au platine, une espèce de gros monsieur tout noir qui faisait comme ça, quoi. Et puis ça a duré quelques secondes, et puis tu vois une espèce de pris dans une espèce de flow.
Et là, j'ai été, c'était une claque monumentale parce que je me suis dit, mais moi, le mec à côté là et la meuf devant, mais je les connais pas, tu vois. Et pourtant, on n'a jamais parlé, tu vois. Mais tu ressentais le truc de fou. Et en plus, ils étaient espagnols, et puis moi, j'étais français, tu vois. Et puis, à ce moment-là, je parlais pas un mot d'espagnol. Mais on a tous levé les bras au même moment dans ce truc-là. Puis je me suis dit, wow, mais qu'est-ce que c'est? Et puis j'ai voulu le connaître. Et quand je suis rentré sur Béziers, à cette époque-là, on m'a tout de suite, sur les réseaux, tout ça, sur les réseaux de potes, on m'a dit, écoute, si tu veux écouter de la musique, ils en vendent dans un magasin qui s'appelait MK2. Et voilà. Donc d'abord avant ça, le grand monsieur noir, c'était qui? C'était Karl. On s'en doutait. Je m'en doutais, mais c'est quand même. Ce monsieur, c'était Karl. Et donc, quand je suis rentré avant MK2, parce que là, j'ai sauté un truc, et j'ai rencontré MK2 parce que j'avais été au magasin de disques sur Avenue Foch. Music Factory. Exact. Avec Lolo Man. Coïncidence, il vient d'arriver sur le chat. Il vient d'arriver sur le chat. Salut Lolo. J'en profite pour dire aussi bonjour à Peter Black, à tous ceux d'Anthony Adams qui sont venus nous rejoindre. Ils ont fait un petit raid de l'émission d'Anthony, c'est super sympa. Il y en a quelques-uns qui sont sur Twitch. Il y a Bartox Canada qui pensait qu'il était tout seul, Kylian, mais non, Kylian, t'es pas tout seul sur Twitch. Regarde, il y en a d'autres. Voilà. En tout cas, bonjour à tous et bienvenue. Et n'hésitez pas à poser des questions. Et si vous avez des anecdotes, même sales sur Christophe, n'hésitez pas à me les envoyer en MP. Surtout, pas d'anecdotes sales. On fait que du propre. N'hésitez pas. On blanchira entre temps. Surtout, j'ai une anecdote là qui date il y a quelques jours à peine, que je vous raconterai tout à l'heure, de ma soirée avec Joy à Hibernation. Et ceux qui étaient avec nous là, les Bubbles et les autres, sont au courant de ce qui s'est passé. Et franchement, je vous le raconterai tout à l'heure. J'ai noté, hibernation, anecdote. Ouais, d'accord. Ouais. Mais c'est super important ce dont on parle là, parce que c'est vrai que et c'est marrant, tu sais quoi, on s'est croisés, on a eu l'occasion même de se voir longtemps, il y avait des soirs au Corrigan, tout ça, puis on s'était vu entre temps, mais je voulais réserver, si tu veux, ces questions, je voulais te les poser en fait, si tu veux, parce que pour moi ça me fascine toujours de savoir d'où ça vient le début. Ah, il y a Joy. Non, c'est Joy qui parle? Je sais pas, qu'est-ce qu'il dit? Joy. Bonsoir, je m'appelle DJ Salade. Ah, ça va rester. Alors Joy, fais gaffe. Hein. Ouais, parce que ça va rester. Il est où? Il est sur le chat. Il est sur le chat de Facebook. Il parle français alors, Joy? Un peu, faut pas parler trop vite, mais si ça concerne la salade et les femmes, il comprend tout de suite. Ah voilà. Il est où? Je le vois pas, comment vous faites? Et sur le chat de... C'est sur le chat. Ah, il y a Emma. Salut Emma. DJ Salade. Fais gaffe, Joy, on va empirer. Joy, qu'on refera venir dans cette émission tout si tu seul. Veux bien, Joy, on t'interviewera. Tout seul. Ah, mais il y aura Christophe quand même Christophe pas loin. On sait jamais. DJ Salade, il est pas con celui-là. Putain, elle va rester celle-là. Ouais, attention parce que. Elle va rester. Ben, remets-toi bien, repose-toi bien pour un bon set demain. Écoute, j'ai acheté tous les médicaments de la terre. Hein. Si avec ça il va pas Vitamine bien. C en poudre, la pure. Ouais, il faut mieux la battre directement. Si avec ça il va pas mieux, parce que. Mais voilà, donc je dis, je suis content parce que je voulais te poser ces questions, et comme nous, les interviews, on prend ça très au sérieux, très à cœur, on va dire en tout cas. Je voulais le réserver ces questions. Tu sais, des fois il y a la magie de la première fois, et c'est très important, même pour moi, tu vois, j'aime bien que les gens me racontent leur première. Attends, coucou Nikita. Oh putain, Nikita. Et donc c'est vrai que ce que tu racontes, c'est fort. Donc le Music Factory, bon évidemment c'est. Nikita avec j'étais à l'école aussi. Hein. Oui, elle était au collège Paul Riquet, moi, avec moi. Elle était, je sais pas si c'était pas. Ah oui, ça me semble. Non, il me semble que c'était Jean Moulin. Ah non, Jean Moulin, j'ai une connerie. Nikita, c'était Jean Moulin. Oui, c'est Jean Moulin, il me semble. Vas-y, Aude. Dis-nous, si t'étais à Jean Moulin ou Paul Riquet. Si t'as des choses à dire, Aude, on t'appelle. Non, ne parle pas de la voiture avec Marco quand on partait au bord du canal, qu'on a fait. Ok, on t'appelle dans. Quelle heure il est là? Pour l'instant, il est 23h. Allez, on t'appelle Aude tout à l'heure. Et tu sais que ma mère me disait, il y a quelques temps, elle me disait, tu sais que Jean Moulin, c'est une des années scolaires que t'as fait où t'as été le moins à l'école. Et tout ça, c'est à cause de Nikita, tu vois. Ah ouais, déjà. C'est la période un peu AC2N dont on parlera tout à l'heure ou pas? Jean Moulin et Paul Riquet, tu vois. Donc... Ah ben voilà, t'as fait les deux, pardi. Mais voilà. Paul Riquet, c'était Colombo, mon Les deux, mon capitaine. Putain, je t'assure. Paul Riquet. Donc oui, alors Music Factory, MK2. Donc, c'est là où j'ai acheté le Red Ice. La première fois de ma vie, je suis rentré là-dedans, dans cette espèce de nouvelle. Alors, Red Ice ou Red One? Red One, pardon. Voilà. Ah, Red parce One. qu'il m'a mis Red Ice, mais j'ai compris que c'était Red One, t'inquiète. Red One. De Dave Clark. Ça te rappelle, c'était un picture disc. Exact. C'était un picture disc qui était rouge ou rose foncé. Je vais le mettre, regarde, je vais mettre la pochette, bouge pas. Parce
On fait les choses bien. Alors, pochette, coup de cœur. Je crois que c'est le premier disque que j'ai acheté de ma vie en fait. D'accord. Je crois. Ah putain. Il était rouge, ouais. C'est ça, rouge. Grand classique celui-là. Ouais, un peu rose, ouais. Eh ben dis donc, c'est le premier disque que j'ai acheté de ma vie. Et donc c'était à Music Factory quand je suis rentré. Music Factory. Est-ce que c'était Lolo qui était ce jour-là? Oui, c'est doit être Lolo Man. Ou est-ce que c'était non, c'était un autre mec fou complet qui sautait partout. C'était pas celui qui était oh purée, Lolo est de nous. Il va trouver. Oh là là. Tu vois bien qui on veut dire. C'est pas celui qui était. Maintenant, il est sur Toulouse, un petit peu plus âgé que bien sûr que nous, et qui était très. Pas à te pousser, mais presque. Il avait une espèce de façon de te vendre entre guillemets les disques. C'était. C'est 22h, c'est pas 23h, non. On va lui dire. Ouais, les 22h, ouais, c'est mon PC qui était pas à l'heure. Non, c'est bizarre, c'est moi qui me suis trompé. Surtout qu'on a une horloge radio pilotée derrière qui est toujours à l'heure, forcément, radio obligée. Ah, ouais, les 22h. René, mais à 23h, on balance avec René, voilà, René, ouais. C'est bien René, d'accord. C'est ça. Voilà, René, merci. René, merci Loloman. Ouais. Donc il est sur Toulouse actuellement, René. Ouais. Je crois qu'il était plus vivant, tu vois. Non, si. Et avant Music Factory, moi j'ai acheté les disques, parce que c'était au même endroit, ça s'appelait New Sound. C'était Eric Sauvant qui était. Eric. Qui réparait les amplis dans l'arrière-boutique et qui vendait les disques aussi. En cachette derrière, comme d'habitude. Il n'a pas changé. Il y avait aussi il vend les disques en cachette derrière. Il y avait une cabine de DJ pour faire école de DJ dans le fond, au fond du magasin, cabine de DJ pour s'entraîner. Exact. T'as connu aussi Oui, carrément. Mais en fait, si tu veux, rapidement, je me suis rendu compte que ce qui était joué, c'était plus ce son-là. Moi, je l'avais acheté parce que j'avais adoré le Picture Disc que je connaissais pas encore à l'époque. C'était tout nouveau et c'était. Il était tout rouge, c'est ça. Hein. Ouais. Ça, c'est le deuxième morceau là qu'on écoute là. C'est la phase B. Je sais pas si tu l'as joué celle-là aussi. Ouais, j'ai joué bien sûr. Ouais. Grave. J'aimais plus. Au début, j'ai acheté pour l'autre. Et après, j'aimais plus celui-ci. C'était très très bon. Et après, si tu veux, c'est là comme ça que je suis rentré dans l'univers du disque. C'est là, je sais pas si tu t'en rappelles, mais c'est là qu'on avait tous nos rendez-vous, nos flyers et tout ça. Pour les soirées. Il y avait pas Internet. Donc c'était flyer et le rendez-vous, c'était les magasins de disques. Magasin de disques. Voilà. On trouvait les disques, mais à la base, on allait là-bas pour prendre les flyers. Chaque semaine, ouais, tout à fait. Ouais. Et puis c'est là que j'ai commencé donc avec les disques. Et puis rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, le côté un peu plus transeux, qui n'était pas la majorité de ce qui était vendu à ma Music Factory, et ben c'était pas là quoi. Et puis c'est là que j'ai rencontré après quand les salles Gloss, Max avait ouvert MK2. Ouais. Et donc MK2 aussi dans la rue de je sais plus comment elle s'appelle. Pas la rue de l'Aiguille. Vers la mairie, c'était. Je sais comment elle s'appelle cette rue. Il habite au-dessus, Max. Oui, je vois, j'y passe devant des fois pour aller. Oui, c'est un petit truc qui remonte pour l'ancien tribunal. Oui, à la cathédrale aussi. Oui, tu la place qui est en face de la mairie à gauche. Et donc dans le sous-sol, donc il y avait un magasin qui tu rentrais, et les disques à droite, à gauche, le bureau, la caisse en face à droite, et tu descendais là, et tu descendais dans une cave, et mais c'est là où j'ai appris à mixer en fait. Ah ouais. C'est là où j'ai appris à mixer, ouais. Et alors, qui c'est qui t'a prémixé alors, Rix ou Max? Non, parce que Rix après. Rix il a appris en même temps. Il est venu. Il a dû apprendre en même temps que toi. Hein. Non, Rix savait déjà mixer. Max savait déjà évidemment mixer. Stéphanie Misseri savait mixer aussi. Alors, qui c'est qui t'a appris alors? J'ai fait mes classes un petit peu avec tous, mais Stéphanie m'a beaucoup accompagné. Dans le mix technique on va dire. Et voilà, quand je me retrouve dans cette espèce de cave là, à mettre du son plein la gueule et à faire des trucs, à passer des heures et des heures et des heures à essayer de mettre deux disques au même tempo, parce qu'à cette époque là il n'y avait pas de CD de CDJ et il n'y avait pas de mode synchronisé. Non, il n'y avait pas de sync. Et donc là t'étais sur des vinyles avec des MK2 et après ça a été des MK3 je crois. Et donc ces MK2 là, c'était la tête de lecture, le diamant, tu le mets, ça bouge, ça gratte, il y a des cracks, et puis surtout tout se faisait au pitch quoi. Ouais. Donc c'était une époque que les gens d'aujourd'hui ne pourraient pas comprendre en fait. Ouais, bon maintenant le vinyle revient un petit peu, ils comprennent les bases quand même, mais bon. Rue de l'Aiguille. Mais il doit se dire par contre qu'est-ce qui devait se faire chier à mixer avec ces trucs là quand même. C'est vrai qu'il doit se dire ça quand même les jeunes. Non, moi je respectais toujours mec comme Eric, comme Rix qui faisait non seulement c'était au tempo mais ça tournait grave, ça cutait, ça mettait plusieurs trucs en même temps. Chaque fois je le regardais, je disais il y avait des techniques qui étaient différentes parce que les personnages il y en a un autre aussi, c'est Sébastien après qui oui, non mais après c'est après ouais. Mais justement pour les Salles Gosses, ce qui est intéressant avec les Salles Gosses, c'est qu'ils avaient des profils déjà différents parce qu'Escalofrio
Ouais. Il mixait pas comme Max, qui mixait pas comme Rix, qui mixait pas comme Stéphanie. Ouais. Et donc du coup c'était enrichissant quand même parce que c'est vrai que pareil Escalo aussi qu'on a interviewé, lui il avait un sacré background au niveau musical. Ouais, c'est un bon DJ. Alex c'est un très très bon DJ. Ouais. Donc oui, effectivement, on a retrouvé, c'est rue de l'Aiguillerie. Après, on nous a dit il y avait Case Record, mais ça, c'était le magasin de Rix et de Roger. Là, on parle pour les Bitterrois. Hein. Et, c'était sous le magasin de Mr. Wesselborg. Ça me parle pas, ça. Je sais pas ce que Mr. Wesselborg. Qui a dit ça? C'est Nicolas Cade. Non, pas du tout. Wesselborg. Bon. Connais pas. Donc du coup c'est là que tu as fait tes armes en tant que DJ. Bon pour l'instant c'était donc là le sous-sol d'MK2. Tu as acheté tes disques à MK2, j'imagine. Ouais. MK2. Et la première fois où c'était devant du public? C'était dans une soirée sale gosse et c'était dans une bergerie je crois. Dans une bergerie parce que j'ai plein de souvenirs qui me viennent d'un coup là et j'avais accompagné c'était pas si c'était ce jour-là ou quoi mais j'ai un souvenir qui me revient là où j'étais dans une soirée parce que je traînais tout le temps avec Rix à cette époque-là. On habitait plus ou moins souvent chez lui, Bubble, moi et pas mal d'autres gars. On était tous ensemble et souvent j'amenais Rix puisque moi j'avais le permis et lui pas. Et j'avais une voiture aussi et donc la menée quand on a joué en soirée et je me rappelle d'une soirée où c'était pas ma voiture, c'était la voiture de mon papa. Oui. Et mon papa qui travaillait chez Saint-Gobain je crois ou un truc comme ça, c'était Saint-Gobain cette époque-là, il vendait du produit de façade. Mm-hmm. Et donc je prends sa caisse un soir et puis matin, enfin dans la nuit, je l'amène et puis j'amène Rix jouer dans cette bergerie. Je crois que c'était sur Narbonne, un truc comme ça. Et puis on est dans la soirée. Rix est dans la voiture. Si je me trompe bien, moi je suis dedans en train de mixer. Et puis là d'un coup toutes les portes qui s'ouvrent. La police qui rentre par toutes les portes en même temps dans cette c'est confus, c'est très très loin donc c'est confus un peu mais ça s'est passé à peu près comme ça, je sais pas comment qui était où exactement mais oui c'est ça. Toute la police qui rentre par tous les côtés en même temps dans la salle. Donc on coupe le son, ils sont en train d'embarquer tout le monde. Donc il y avait quoi? Il y avait 500 personnes, un truc comme ça. Ils mettent les menottes au poignet. Elle est où ta voiture? Moi je vais vers ma voiture, tu vois. Je vais vers ma voiture et puis je les mets dans le dos attachés et puis je dis c'est ça là ma voiture. Il me dit ouvre. Je dis je sais pas, j'ai les mains attachées. Il me dit mais il y a quelqu'un dedans. Alors je tape, je dis Rick, ouvre. Rick, ouvre. Et lui, il me fait un gros doigt comme ça. Il me fait ta gueule, Poux, tu fais chier. Je dis, Rick, putain, ouvre, il y a les keufs, viens, ouvre, il faut que t'ouvres. Il y a sa tête complètement endormie qui sort tout noir, tu vois, de la voiture. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Sors, tu vois pas qu'il y a les Condés, là? Il me fait, ah merde. Donc il ouvre la bagnole, donc l'autre, il l'attrape. Il était noir, donc il était coupable, tu vois, en plus. Donc il l'attache, il fait, je dis, Eric, bon, voilà, ils sont là. J'explique rapido parce que l'autre, il venait de se réveiller, il était à l'arrière de ma bagnole. Donc il me dit qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis ils sont en train de fouiller, ils cherchent, je sais pas ce qu'ils cherchent. Et là on entend donc il y a des mecs qui étaient en train de fouiller dans la voiture et là on entend chef, j'ai trouvé. Eric il me regarde, il me dit Poux, qu'est-ce que t'as fait Poux? Je dis putain, j'étais avec toi, j'ai rien fait, j'étais là, j'ai rien fait. Et le mec il sort du sac de ma voiture, de la voiture de mon père, il sort un sac de 5 kilos, un sac en plastique transparent comme ça, avec une espèce de poudre dedans, il dit j'ai trouvé, chef, j'ai trouvé. Le Saint Graal. Rix il me regarde, mais s'il avait eu les mains détachées, il m'aurait coupé en morceaux. Moi j'ai mes grands yeux comme ça, et 5 kilos de cocaïne. Je comprends pas, tu vois, je comprends pas du tout. Je dis mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et là je vois sur le truc, je vois une référence machin, tout ça, façade monocouche. Voilà ça, un truc comme ça.
Et je dis, mais espèce d'abruti, tu vois pas que c'est de l'enduit de façade là? Regarde-le, abruti. Et l'autre, et là, donc Eric, il a plus voulu me tuer tout de suite, et parce que je faisais pas mal de conneries à cette époque-là quand même. Et bon, du coup, ils nous ont pris, ils ont regardé, ils ont vu que c'était de l'enduit de façade et ils nous ont laissé repartir. Mais je crois que c'était la première soirée où j'ai joué. Ah ouais, d'entrée les menottes. D'entrée, ça commence, ça la couleur. Mais bon, tu sais, c'était l'époque où on nous courait après dans les champs parce qu'on faisait de la rave. Ouais, bien sûr, ouais. Les DJ, c'était des vendeurs de drogue. Enfin bon, voilà quoi. Ça revient toujours. Ah, et la fameuse avec l'hélicoptère à la fin qui est venue. C'est moi qui l'ai organisé. Ah ouais. Ben oui. En fait, à l'époque, il y avait les sales gosses. Celle-là, elle est revenue cette soirée. Bah tous les sales gosses, non, mais c'était pas les sales gosses qui avaient fait ça. Oui, non, mais ils y étaient. C'était deux DJ Goa qui s'appelaient Loa et Ludo. Oui. Et leur groupe, c'était les Maoris. Oui. C'était les Maoris. Et les Maoris avaient un lieu, ils avaient un lieu qui est tombé, qui a été annulé, enfin, 2 jours avant l'événement. Et puis moi, j'étais dans le coin, quoi, tu vois. Donc, enfin, je suis du coin, quoi, entre Mont-Blanc, Béziers. Et ils me disent, Poux, est-ce que tu peux pas trouver un truc, là? Trouve-nous un terrain et tout. Donc moi, je vais dans mon village. Et je vais voir des parents d'amis à moi. Je leur dis, putain, j'ai besoin d'un terrain pour faire une petite fête, pour un anniversaire. Est-ce que dans la forêt, est-ce que vous avez un terrain? Et parce que mon pote Michael David Balsalobre m'avait dit, ben vas-y, mes parents ils ont un terrain, on va faire les grillades tout l'été là-bas, entre Mont-Blanc et le golf. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Et Saint-Thomas. Je crois que c'était Saint-Ibéry, moi, sur la commune, mais c'est à cheval entre Mont-Blanc. Non, c'est pas Saint-Ibéry. Ça serait entre Mont-Blanc et la commune de Béziers, puisque le golf c'est Béziers, je crois. Oui, tout à fait. Et donc, je vais aller voir, ils me disent, ben d'accord, qu'est-ce que tu fais? Ben je dis, on vous donne. Apprend plus sur cette fameuse soirée. On vous donne tant d'argent. Et j'en parle pas parce que s'il y a la police qui nous écoute, c'est la prescription. Bon, on leur file de l'oseille, on leur file 3000 balles. C'était en 96, donc la prescription. Je leur file 3000 ou 4000 balles, je crois. Et je leur dis, vous nous le laissez, on en a besoin pour 2 jours, le temps de monter le truc, de faire la fête et de débarrasser, tout ça. Donc, les Maoris annoncent cet événement-là, et donc rendez-vous, c'était à l'ancien Décathlon. Parce que maintenant, c'est un grand frais. Attends, il y avait d'abord un premier pass, c'était devant la mairie. Ah, peut-être, ouais. Devant la mairie avec des passeurs. C'est ça. Qui t'amenaient au parking de Décathlon. C'est ça. L'ancien Décathlon. Et puis après, tu prenais tu prenais la traverse. Tu traversais, t'allais, tu sais pas où. Derrière le Rouge-Gorge, là-bas. Ouais. Et tu traversais les champs. Je crois qu'Infrared était passeur là-bas. C'est possible. Infrared était passeur, je crois, à la mairie. Et là, on était là et on faisait la caisse dans les chemins, quoi. Donc on encaissait les mecs. Directement la bagnole. C'était 100 francs. C'était 100 francs à l'époque. On les prenait, on les encaissait dans les poches et tout ça et on faisait passer les mecs, quoi, tu vois. Sauf qu'il y a eu 3000 personnes, en fait. C'était un anniversaire un peu qui avait dérapé, tu vois. Et donc c'était la première fois où je faisais une fête où c'était même pas moi l'organisateur. Moi, j'avais juste aidé à coordonner, à trouver le lieu et voilà, c'était les autres, les organisateurs. Et voilà, c'était 3000 personnes. Donc c'était ouf complet, tu vois. Et donc, l'événement se passe. Le matin arrive, 7 heures du matin, 8 heures du matin. Et là, moi, j'avais fini d'aider. Il m'avait dit, bon, c'est bon, Poux, on a fini, va faire la teuf, quoi. Et là, moi, c'est 8 heures du matin. Je fais mes potes, tiens, fume un peu. Prends une machine. Il faisait jour, déjà. Ah oui, on prend une pastille parce que c'était le matin, qu'on voulait se la faire cool, quoi, tu vois. Et au moment où on est là en train et qu'on commence à se dire, c'est bon, on commence à sentir les choses qui se montent. Et puis on est assis comme ça. Et putain, je vois un hélicoptère, mais à 5 mètres, 6 mètres au-dessus du dance floor. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que tu m'as donné? Tu t'es trompé, c'était un complet. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc l'hélico qui tourne. Et en fait, il se pose dans un champ un petit peu à côté. Donc tout le monde est effrayé. Qui c'est qui sort de là? L'adjudant-chef. Cantagril. Le fameux. On en a parlé. L'adjudant-chef Cantagril, les lunettes comme ça, en train de hurler comme un putain. Mais qu'est-ce que vous faites? Tout ça. Et nous, on leur dit, mais non, mais on a un papier. C'est notre pote qui nous a autorisé à faire un anniversaire. Et l'autre, il dit, mais vous me prenez pour un con. Il y a 3000 tarés avec du son, on vous entend toute la nuit. C'est un gros anniversaire. T'es dans un creux, parce que pour le temps de trouver, ils ont. Mais non, vous pouvez pas parce trouver. Que c'était entre le golf et Mont-Blanc. T'avais un trou. Dans la forêt. Exact. Tout ça, le son allait partout, mais ils savaient pas que c'était là. En plus, on était sous la garrigue. Ils ont tourné toute la nuit, les flics, pour nous trouver. Je te dis pas quand on est parti de là. Bref. Et c'est en rentrant de cet événement-là
en rentrant de cet événement-là je suis allé chez Rix et tout ça, qu'on s'est fait une after dans notre monde et que j'ai pris, qu'on m'a surnommé Poux à ce moment-là. C'est marrant, bah voilà, parce que la question va être posée donc. Et voilà, parce qu'on était donc en after de l'after et puis on délirait parce que on parlait de tous les mots qui finissaient avec le mot xe. Ouais. Donc il y avait caillou. Hibou, genou, et puis moi j'étais comme ça, je fais Voux, d'accord. Voilà, c'est venu comme ça, et après comme j'étais le dernier à être arrivé dans la tribu des sales gosses, si on peut dire que j'y étais un petit peu, on m'a surnommé Tom Poux, comme le Tom Pouce, voilà. Allez, j'ai une petite surprise, j'ai retrouvé une archive. Tu vois, parce que pareil, je savais pas, tu vois. J'ai une petite archive pour vous. Regardez, on l'avait passé déjà pour les sales gosses. Sans mono. Apéro techno dans un bistrot de Béziers. C'est la première étape dans le parcours du raver. La nuit vient seulement de tomber. Sur place, les habitués récupèrent le flyer. Ce dépliant donne les clés de la fête. Chaque rave est entouré d'une bonne dose de mystère. Le lieu doit rester confidentiel jusqu'au dernier moment. Avec le flyer en poche, le participant peut commencer à remonter la piste. Cap sur un petit hameau isolé à 20 km de Béziers. Et là, alors c'est pas un frère. Direction Ouveillan, vous traversez Ouveillan et à l'entrée de Puxac, vous retrouvez quelqu'un qui vous donnera un plan de la soirée. Des grands yeux sur la tête. Un premier passeur filtre les arrivants, pas de mot de passe, juste une astuce. Et un truc infaillible, la musique. Ouais. La musique, ils arrivent, ils ont le poste, ils ont la techno. Déjà, c'est un signe. 94, La méfiance est de la partie, le dispositif n'est pas gratuit, les organisateurs de rave jouent au chat et à la souris avec la police, qui aimerait bien empêcher la tenue de ces manifestations sauvages. Quelques kilomètres plus loin, un second passeur délivre le plan d'accès. Nous arrivons à destination, c'est vers 1h30 du matin que l'affluence est à son comble. Les raves rassemblent généralement entre 500 et 2000 personnes. Elles sont organisées par différentes tribus. Tribu, c'est un Maxou, t'as reconnu de dos qui se regroupent autour d'un mouvement. Là, la tribu des sales gosses, c'est un peu un mouvement d'idées qui est porté par des gens qui nous rejoignent autour d'une musique et d'une façon de penser, quoi, qui est la rave, quoi, et qui est le mouvement techno. Voilà. Une bonne fête, c'est une fête qui dure longtemps. Ça s'arrête pas à 6h du matin comme dans une boîte de nuit. Il y a un autre les fêtes, elles durent 2 jours, quoi. Et c'est en quelque sorte une communion, quoi. Généralement, on essaye de trouver des lieux qui sont assez mystiques, comme des églises, des châteaux, des choses comme ça. Les gens sont vachement différents. Les gens, ils sont vachement plus pisses ici, quoi, qu'en boîte. Les gens, ici viennent pas pour boire et se taper sur la gueule, quoi. Les gens, ils viennent ici pour s'amuser, faire la fête et faire des connaissances, tout ça. Ouais, il a tout dit. Ce soir, un ancien chef près de Brisson fait l'affaire. Les 4 activistes de la tribu des sales gosses ont mis 3 semaines pour préparer l'opération, avec un budget de 40 000 francs, presque un prix plancher pour qu'une soirée soit réussie. Pour résister à la fatigue, les danseurs boivent un peu d'alcool, mais avalent toutes sortes de fortifiants, comme les smart drinks, des gélules à base de vitamine B3 censées donner la pêche. D'autres substances moins légales, comme l'ecstasy ou les acides, circulent également en toute impunité. C'est vrai, c'est faux. Je crois que c'est tous les mouvements qui sont un peu comme ça, autant le rock que le reggae, que les concerts, que tout ce qui est ralliement à la musique. De toute façon, on n'y peut rien, c'est comme ça. La drogue, on s'en fout à la limite, quoi. Je veux dire, moi, spécialement, ça me regarde pas, quoi. Ces derniers mois, les raves se sont multipliés dans la région. Le phénomène rassemble un public de plus en plus nombreux, attiré par ces soirées renversantes. Renversantes, ah ouais, pas mal l'idée. Ah, c'était fort. 94 les enfants. Voilà, j'ai retrouvé ça. C'était une belle illustration, c'est bien. Ouais, mais écoutez, de ce qu'on était en train de raconter là. C'est ça, on agit, on est en direct, c'est le live. C'est parfait. Tu veux qu'on mette un morceau de l'époque, Christophe, de l'époque un peu. C'était une Dragon Force. T'as raison. Oui, c'était Dragon Lolo Force. qui dit Dragon Force. T'as raison, Lolo. C'était pas les Maoris. T'as raison. C'était pas les Maoris. C'était Dragon Force avec Ludo et Loa. Et alors que les Maoris, c'était Pat. Maori, mais à coup de pas. Mais c'était il y a tellement longtemps. Oui, non, mais c'est bien. On a toujours quelqu'un qui rappelle. Merci, Lolo. Ouais, renversante. C'est ça. Et ils sont bons ces journalistes quand même. Bon, en tout cas, c'est une archive de fou. Ouais. Je pense qu'on la repassera celle-là de temps en temps. Pour l'occasion. Bon, on l'avait passé pour tous les sales gosses. Digital Express. Oui. Ah ouais. C'était. Alors il y a deux morceaux. Alors il y a celui-là, il y a l'autre.
Parce que Digital Express, quand tu m'as envoyé ça, attention, il y a 2 maxi. Je me suis dit, putain, j'espère que c'est celui-là. Et il y a 2 morceaux, parce qu'ils ont fait autre chose. Parce qu'en fait, explique qui c'est des Digital Express. C'est. Ils avaient un côté commercial hein, qui était pas celui-là, quoi. Enfin, qui était pas. Ouais. Attends, il y a celui-là aussi. Est-ce que c'est celui-là? Faut que t'avances un peu là. Alors le problème de ce cartoucheur, on n'a pas la possibilité. Cette musique là, on n'y comprend rien, c'est toujours le même son. Ouais, ça fait boing, boing, boing. Non, on n'a pas encore la possibilité d'avancer. C'est vrai que c'est casse-pied. Si je peux me mettre en mode edit, mais c'est le bordel. Ouais. Mais le temps que ça commence, ça va se dire des trucs. Alors parce que pour rebondir sur un commentaire qui a été fait, effectivement, de toute façon, pour reprendre ce que disait Alex et Scalofrio, de toute façon, de la drogue, il y en a partout. Il y en a dans le collège de ma fille, dans le lycée de ma fille, il y en a dans les clubs, dans les discothèques. À la télé. Avant, on disait les clubs de musique électronique, mais maintenant, dans les discothèques où ils passent la fête à la saucisse et la boiteuse, dans le sport, il y en a aussi dans les clubs de sport. Le moindre club de rugby, les mecs, ça mettent. Voilà, ils se lopent pas. Donc, la drogue, c'est un fléau. Il y en a qui l'utilisent pour avoir de meilleures sensations avec la musique. D'autres qui l'utilisent pour oublier la vie de merde qu'ils ont ou simplement pour faire la teuf de manière un peu plus originale. Mais bon, voilà quoi. Je reviens. Je pense que ce qu'il a dit Alex, c'est X-Trax. Ouais, c'est ça, X-Trax. C'est ça, c'est la bonne pochette. J'allais te poser la question. C'est ça, exactement. Donc, c'est bien ça. Rix jouait pas mal de trucs comme ça pendant une période. Il y avait pas mal de trucs comme ça. Oui, c'est vrai. Ben DJ Mija justement et c'était X-Trax, je crois. Ça, Mija qui avait fait un truc qui avait fait quelques-uns là. Et ce que tu disais là, je reviens sur la drogue. Il y a pas mal d'interviews qu'on a fait. Il y a des gens qui nous l'ont dit, hein, que quand ils étaient sous acide, ils voyaient la musique autrement. Ouais, ça a été dit. Et dans le rock aussi. Hein, c'est une autre perception, mais oui, mais je veux dire, le rock, la prise d'acide et de stupéfiants, ça a commencé d'abord dans le rock. Ça a influencé toute une génération. Bien avant, ne serait-ce que l'époque des Doors, c'était bien avant la musique électronique. Sûr, et les mecs qui partaient beaucoup plus loin que nous. Enfin, que tout ce que les mecs de la musique électronique ont fait, quoi. Hein, parce qu'à part l'ecstasy et le LSD, 2-3 trucs un peu trucs. Ça n'a pas été une espèce de développement de la drogue ou une marche. Tu vois, les mecs ils se développaient en même temps que leur prise de drogue, quoi. Ce qui est dommage, c'est que des fois les choses étaient mal dosées, notamment pour les acides, le LSD, et c'est tellement de la micro-chimie que le problème c'est que on en connaît des copains qui ont perché, qui sont jamais redescendus parce que la dose était beaucoup trop forte. Ou alors qu'ils en prenaient, tu vois, quand t'en prends le soir avec tes potes tous les soirs de la semaine, à te faire péter un plomb parce que tout le monde en a pris le lundi, le mardi, le jeudi et tout ça. Je veux dire, non, mais je veux dire, il faut en parler. C'est la drogue, de toute façon, elle existera toujours, elle existe toujours. Ça, c'est clair. Donc le mieux, c'est pas de dire ça n'existe pas ou alors il faut bannir. Non, le mieux c'est de dire il y en a. Si vous en prenez, parce qu'on peut pas l'empêcher, maîtrisez-le, faites-le dans les bonnes conditions, faites-le. Il faut voir comment vous voulez l'apprendre. Si vous voulez l'apprendre pour un moment festif, ou si vous voulez l'apprendre comme un mec accro qui va en prendre du lundi au vendredi, voilà, et qui va péter les plombs parce qu'il sera avec ses potes. Ce que Jean tu disais, c'est que par exemple pour les extasies, normalement le dosage était vraiment très précis, sauf que les mecs qui faisaient ça. Ils faisaient ça à l'arrache dans des trucs avec ils avaient pas. Allez, on fait ça. Et du coup, plus pour le buvard d'acide. Ouais, le buvard d'acide, ouais, mais c'est ça. Les TAS, c'était très important parce que suivant d'où ça arrivait, il y avait des trucs, c'était violent, quoi. Ça arrivait du Brésil, ça arrivait d'Angleterre. Ici, enfin, je me rappelle, il y a quelques années, les gens, ils en prenaient dans la nuit 2, 3, 4. Et voilà, au tout début, en 92, 93, si t'en prenais la moitié d'un, ça te faisait toute la nuit complète et tu faisais pas n'importe quoi. Enfin, ça a été une évolution aussi, comme ça s'est vulgarisé. Les mecs ont fait plus de business avec et donc ils ont dit on va faire des doses moins fortes et on va pouvoir en vendre plus. Mais bon, c'est important parce que c'est proche de nous, c'est proche du milieu de la musique électronique, mais ce n'est pas que ça. C'est proche aussi du milieu du rock, du milieu du hip-hop. Chaque musique a sa drogue. Et aussi, c'est pas que un courant musical, c'est aussi une génération, hein. C'est-à-dire une tranche d'âge. Hein. Voilà quoi, c'est l'école, le lycée, les sportifs maintenant. Donc le mieux, c'est de dire voilà.
prenez-en que de la manière la plus positive possible, c'est-à-dire sans tomber accro. Ouais. Il y avait aussi des associations, je sais pas si tu te souviens forcément, des associations qui en fait testaient alors évidemment là on fait pas la promotion de la drogue, en plus moi j'en ai jamais pris, mais non mais ça fait partie de l'histoire. Ce que je veux dire c'est que c'est vrai que il y avait des associations qui se mettaient à l'entrée des soirées et qui testaient les produits pour voir si ce que tu prenais c'était pas un produit dangereux, de la mort, un produit trop dosé. Parce que souvent les problèmes viennent effectivement aussi des produits qui sont trop dosés ou qui sont coupés avec des produits vraiment dangereux, quoi. Et ces gens-là, ils étaient là ça permettait d'éviter à certaines de percher, de déraper, parce qu'il y avait, comme je te disais, quand ça venait des pays qui avaient une autre culture que nous, c'est-à-dire la musique dance, c'est-à-dire la musique, le dance floor et tout, cette drogue-là n'avait été faite que pour développer les sensations sur une piste de danse. Quand c'est arrivé chez nous, il y a des mecs qui s'en battaient les rouleaux complètement de pourquoi c'était pris et dans quelles conditions c'était pris. Pour eux, ils voyaient comme business et ils voyaient que c'était fait, voilà, donc ils ont mis des saloperies dedans, ils les ont coupés, ils en ont servi pour faire de l'argent, revendre, etc. Oui. C'est pas que ils sont plus méchants les nôtres que les autres, hein, les vendeurs de drogue. C'est que les autres, ils ont évolué, ils ont fait leur business avec une culture qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire que je le dis pratiquement sur chaque interview, mais quand nous on écoutait Claude François, les Allemands ils écoutaient Kraftwerk. Et les Anglais, les Anglais ils étaient déjà et ils étaient très loin devant. Donc ils avaient, voilà, pour eux c'était un style de vie, un mode de vie, et tu filais pas une pastille pour un mec qui c'était pas pour aller danser sur un dance floor. Chez nous, les mecs ils en donnaient même pour aller chercher le pain, voilà quoi. Alors Jean-Brice, il y a une très bonne bande de Loloman sur le chat. Je suis déçu que t'aies pas répondu. Si, je l'ai vu, je l'ai vu, c'est Ecstasy, Fantasy, on joue un peu sur les mots quand même. Merci Loloman. Pardon. Pardon. Tu comprends pas. Je tourne un petit peu hargneux. Tu comprends pas. Tu lèves le bras. Je tourne un petit peu hargneux quand même. C'était chaud ça aussi, cette période, parce que c'était ça, hein. Ah oui. C'est cette période-là. Là, l'émission, tu la regardes, à l'époque c'était la house music, l'acid house. Genre si on mettait un extrait d'un certain bootleg. Ah bah oui, c'est vrai. J'ai fait un bootleg de ça. Allez, on le tente. Non, carrément pas. Personne l'a vu, Jean l'a jamais passé. Ah bon? On l'a jamais passé. C'est une exclue. Alors, ça me ferait plaisir. Tu sais pourquoi on l'a pas passé? Parce qu'on avait peur que Facebook, on avait fait un test. Bon. Si, il y en a un qui avait scratché. Non, c'était bon. Allez, on le tente. C'était les inconnus. Allez, petits bootlegs. Allez, petit bootleg. Pas jusqu'au bout, mais. Vidéo, attention, vidéo et sonore. C'est parti. Ouais, je me suis fait chier. Alors, attendez, je vais l'agrandir parce que là, c'est pas génial. Le nouvel amusement des jeunes, c'est l'acid house. Attends, je vais le remettre. On va le remettre. Oh putain, pourtant c'était bien. Non, mais je le remets, mais en grand. Voilà. Le nouvel amusement des jeunes, c'est l'acid house. De la new beat. Facile. Là, musique, fait par ordinateur. Il a repris les images d'archives de l'émission. J'ai fait le son et après j'ai fait la vidéo. Ça vous plaît bien, après là, quand même, hein? Moi ça me plaît bien. Bien. Monsieur de Chavannes. Oui. Monsieur de Chavannes, complètement belge. C'est un rework de On se calme. Bien sûr. C'est pas moi qui ai fait le morceau. Oui. Monsieur de Chavannes est complètement belge. Et c'est important. Monsieur de Chavannes, vous avez une émission à scandale. Oui, à la cite, oui, au dealer. L'apologie de la drogue. C'est vrai qu'il y a une ambiguïté là-dessus. C'est pas fait de certains. Patrice Carbouze. Des paroles qui ont été modifiées. Tu vas payer. Mais non, enfin, on voit tous les mots là. Comme ça, ma poule, enfin. Adolf Hitler, un nazi, je crois, extrêmement violent. Adolf Hitler, un nazi, qui a eu d'énormes problèmes. Nous, on a juste un peu la trouille. Adolf, tu vas payer. Il y a peut-être un malaise quelque part. La house music. House, c'est ça, house music. L'acid house. Le nouvel amusement des jeunes, c'est ça. L'ecstasy est une drogue très dangereuse qui fait vraiment un ravage partout. Je n'ai jamais rencontré d'ecstasy. Ça dansait comme ça à l'époque. Comme il y a des beats. avec les badges smiley forcément.
house, la new beat, c'est propre différent. L'acid house, la new beat, c'est tellement fort. L'acid house, la new beat, c'est propre différent. L'acid house, la new beat, c'est vrai que c'est totalement différent. Je pense qu'il y a une erreur d'interprétation. Le new beat, je dis bien new beat et non pas acid music. C'est très difficile de savoir ce que c'est que l'acid music. C'était à la pyramide là. Oh putain, la pyramide à Nîmes, non? Non, dans le nord, Pas-de-Calais. C'était une boîte en forme de pyramide de Khéops. Des paroles qui ont été modifiées. Sur l'original belge, c'est Ecstasy. Non, c'était le temple. Le mot est remplacé par Fantaisie. Nous avons découvert ce produit un peu choc qui fait vraiment un ravage partout. Vous éclatez, se défoncer. Des paroles qui ont été modifiées par ordinateur. Des paroles qui ont été modifiées. On va conclure s'il vous plaît. Bonne nuit à tous, à mardi, salut, merci, au revoir. C'est hallucinant, hein. Bravo Jean-Bruce. Bravo. Je t'applaudis quand même parce que c'est. Merci. Voilà, c'était une petite exclue. Ça fait longtemps que ça a été fait. C'est le truc qui m'a pris le plus de temps de toute ma vie. Il faut pas savoir le temps que ça prend. On le mettra sur le YouTube de Facebook. Tu t'imagines que là, on nous pétait les rouleaux parce qu'ils avaient remplacé Ecstasy par Fantasy. Et que là, maintenant, il y a des mecs qui ont des textes qui disent qu'il faut mettre le feu au pays, qu'il faut tuer un tel ou un tel. Et on dit, ouais, mais c'est quand même un mode d'expression quand même. C'est vrai que ça va loin, hein, ce qui est autorisé, c'est vrai. T'imagines ? Alors c'était notre ami Kevin. C'était donc la première fois c'était donc Ecstasy donc Rock to the Beat. Et après Acid Rock. Oui, il y a eu Acid Rock. Putain, je sais pas si tu te rappelles. Party Rock. Non, c'était Frank de Wolf qui avait fait un morceau qui s'appelait Acid Rock. Oui. Et en France, ça avait été banni, donc il avait changé. Le maxi, c'est Active Rock. Active Rock, ouais, voilà. Ils ont changé la pochette, le vocal, les deux versions. Le morceau le même. T'as Active Rock pour la France et Acid Rock pour tout le reste du monde. Voilà. Ça fait honte, hein. C'est énorme. Ça fait honte. Voilà. Active Rock. Voilà. J'ai préféré regarder Claude François qui était. Voilà. Claude François. Voilà. Pas cracher sur le François. Oh, tu pourras. Et j'ai fait un bootleg des Inconnus, on le sortira une prochaine fois. Ouais, celui-là, il est extraordinaire, mais on peut pas tout sortir. Non, on peut pas tout sortir. Déjà, on a fait l'honneur de présenter ça, Christophe. D'ailleurs. Non, je m'amuse, je fais des trucs. J'ai Nicolas Guerrier qui m'a formé sur la vidéo, tu vois. Donc je fais vidéo et le son, et je m'amuse comme un enfant, quoi. On parle de drogue, je viens de téléphoner au flic. Ah merde, on a été balancé. C'était par lui en plus, par Nicolas. Mais est-ce que tu te rappelles de cette époque-là, parce que je te l'ai envoyé dans les morceaux que tu m'as demandé, mais il y avait il y avait le Lil Louis aussi, tu te rappelles, oui. Cette époque-là qui était les prémices de l'autorisation, enfin tu vois, voilà, la commercialisation. J'ai peur qu'on soit banni. Alors attends, moi on parle dessus, vas-y. L'acceptation. On l'avait déjà mis, il me semble qu'il n'y avait pas eu de problème. L'acceptation de la house music par cette originalité. Et là, comme tu avais une meuf qui était en train de prendre son pied sur un morceau avec une rythmique très hypnotique et minimaliste, qui caractérise la musique électronique, hein. Mais comme il y avait une meuf qui me prenait son pied dessus, tout le monde a dit: ah mais il est bien ce morceau, hein. Ah mais il est bien. Ouais, mais c'est le même morceau qu'on fait, mais sans qu'il soit pas reconnaissable. Donc encore une fois de l'hypocrisie. J'adore ce pays. Ouais. Ce morceau, j'ai mis la pochette, attention, du premier maxi. Complètement parce que c'est devenu un gold, un classique que tout le monde connaît, même la gaffe qui a fait le lavabo là-dessus. Ouais. Donc si tu veux, c'est rentré complètement dans le. Mais d'ailleurs, attention pour les Français. Pour revenir sur les Français, c'est beau, il faut préciser, c'est pas la gaffe beau le lavabo. En Angleterre, où tu peux dire que c'est Lewis, mais en France, il faut préciser. Non, c'est comme Crazy Frog. C'est pas la musique. Non, c'est la musique. C'est le flic de Beverly. C'est pas une grenouille qui a créé le morceau. Harold Faltermeyer. J'ai ta montre. Voilà. On rigole, mais c'est tellement vrai. Et c'est vrai que ce morceau, en fait, si tu réfléchis bien, si tu le remets dans le contexte, c'est complètement révolutionnaire en fait. Parce que c'est pas vrai.
c'était l'époque de l'acid house, mais c'est plus rapide, c'est pas acide, ça fait un peu techno. Il y en a même qui disent que c'est un peu le premier morceau trance, un peu parce que c'est hypnotique, alors que c'est Chicago. C'est hypnotique, c'est minimaliste, t'as une rythmique basique et un clavier, et c'est tout quoi. C'est quoi? C'est l'ancêtre de ce qu'on est en train d'écouter depuis des années là, qui est une espèce de mélodique avec une rythmique, un clavier qui rentre et ça repart. Mais c'est ce qu'on écoute maintenant, mais il y a 30 ans. Ouais. C'est ça. Moi, alors pour info, je pense que j'ai dit, c'est mon premier maxi CD, parce qu'à l'époque j'achetais des maxi CD et des maxi vinyle. C'est pas mon premier maxi, mais j'avais eu c'est mon premier maxi CD que j'avais acheté, c'était Lil Louis. En fait, t'avais 5 versions, dont une de 12 minutes, je crois. Mais celle-là, c'est celle fait. Oui. Et comment t'expliques que 10 minutes et quelques. T'as une 808, t'as une basse, t'as une meuf qui jouit, ça dure 12 minutes. Moi, quand j'ai fait des trucs avec les films, ça n'a jamais duré 12 minutes. Je sais même pas si ça a duré 2 minutes. Comment il a fait, les Louis, putain. Elle devait être droguée, la fille. Ou lui, ou les deux. Vous étiez plusieurs. Ça se trouve, c'était un autre mec qui l'a fait, c'est même pas lui. Lui, il a fait qu'enregistrer. Comment tu fais pour que 12 minutes, et après t'as la version d'après qui dure 7 minutes, et tu la mets. Et j'écoutais le maxi, ça dure, si tu mets toutes les versions bout à bout, t'en as pour une demi-heure, où ça fait et tu te très hypnotique, très Chicago. Ça groove aussi, ça fait Chicago quand même, tu vois. Parce que déjà c'était nouveau à l'époque, comme tu dis. Et forcément, tu étais tellement expanté, comme on dit dans le sud de la France, avez-y, expanté. Alors pour ceux qui comprennent pas dans le chat, on vous fera un lexique un jour. Expanté, ça veut dire étonné, agréablement. Parce que là, entre biterrois, on peut dire ces mots. C'est comme punché. Christophe saura ce que ça veut dire. Voilà. Punché, c'est un coït. Voilà. Pour être technique. Voilà, c'est ça. Très bonne vanne. Voilà. Bon, on va revenir à notre invité, Christophe. Les artistes qui t'ont influencé, tu as parlé de la scène locale, tu as parlé de nos amis des Sales Gosses, mais qui sont les DJ? Bon, Carl Cox dès le départ, évidemment, il t'a choqué. Oui, il m'avait choqué en premier, mais c'est pas lui qui m'a. Qui sont les artistes qui t'ont influencé? Les DJ, je parle. Le premier. Après Karl, que je connaissais pas du tout, je savais pas qui il était. Voilà. Après, là où j'ai commencé à me poser sérieusement des questions, c'est au Clubhouse. Avant le Clubhouse, c'était le New York. Avec Sébastien, il y avait Sébastien, mais il y avait pas que déjà. Sébastien, quand je suis arrivé, que je l'ai rencontré avec sa chevelure blonde, tu vois, il n'avait pas de forte poitrine, mais il était mignon avec sa chevelure comme ça, ses yeux bleus, et sa voix très virée. Sa voix de la radio. Salut, vous êtes à la radio, c'est DJ Sébastien. Voix d'homme. Voilà. Et non, mais Seb, c'était. J'en profite qu'il est pas là parce que sinon, tu sais, il va croire des trucs, mais il peut les croire parce que c'est le premier mec que j'ai vu mixer comme ça, c'est-à-dire met le morceau. T'as l'impression qu'il jette le truc sur la platine, il fait tout son truc, il touche le pitch, il est comme ça, il parle à deux meufs, il se fait un coup à boire, il y a tout qui est calé, qui est rentré, le morceau, tu dis mais qu'est-ce que c'est cette bombe? Et là tu dis voilà, et l'autre il fait ça mais peinard quoi, tu vois, peinard vraiment. Sans toucher le plateau s'il te plaît. Ben oui, ça, tout au pitch. En respectant les harmoniques des morceaux. Bah oui, parce qu'il est musicien le monsieur. Je me rappelle quand on a fait la musique ensemble, parce qu'on a fait la musique ensemble quelques années après, beaucoup d'années après. Enfin pas tant que ça quand même, mais moi je faisais un petit peu de musique dans mon coin là, parce que j'avais été initié par Joy, mais et je mettais des heures et des heures à trouver un putain d'accord d'une basse. Quand je l'avais trouvé, j'étais trop content et il fallait rentrer un lead où il fallait rentrer des cordes, tu vois, donc il fallait repartir dans les trucs. Avec Seb, mais c'était pas du tout ça. Il faisait tout, la basse, le truc, la rythmique, parce qu'il y avait les rimes qui étaient tout ça, mais c'était dans quelques secondes. Harmonisé. Et quand c'était dedans, et il a fait ça en 4 minutes. Et alors après on fait quoi, Poux? Et là, ah merde, mais t'as fini là. Ouais. Mais moi, mec, j'aurais mis 3 jours pour faire ça, tu sais. Et voilà, donc c'est un musicien. Et donc ouais, voilà, tout en, il y avait pas maintenant les analyseurs de clés maintenant comme il y a maintenant. Mixilky et compagnie, les record box et tout ça qui t'aident. Et les générateurs d'accords. D'accord. Et donc voilà, lui tout était à l'oreille quoi. Et gros musicien dans son studio avec tous ses claviers, tous ses trucs et tout. Puis on a vécu un moment très très intense pendant le New York, et des histoires de cœur, des histoires de cul, des histoires de musique. C'était quelqu'un de qui j'étais très 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 proche, Sébastien. Et un jour où il était très très malade d'ailleurs, on avait raconté cette histoire quand à son émission. Lors de son émission, je veux la redire parce que c'était un moment qui m'a beaucoup touché. Donc c'était mon anniversaire, c'était un samedi soir et moi je bossais au New York. Je bossais au New York. Et lui il était très très malade, donc il s'était enfermé dans son studio. Il pouvait pas mixer, donc il avait été remplacé
par quelqu'un. Et il vient à 4h du matin parce qu'au New York, jusqu'à 3h, c'était un petit peu de la dance, pas commerciale, hein, à la basse, quoi. Et à partir de 3h, ça partait en couille, un peu plus, tu vois, underground. Et c'était une évolution. Et donc, à 3h30 du matin, il arrive avec son DAT, puisqu'il était plein de DAT à ce moment-là. Il arrive avec son DAT, il me dit, tiens, j'ai fait ça, là, pour ton anniversaire. Et puis il envoie un morceau, une espèce de bassline qui rentre, d'ailleurs on l'a appelé bassline de la basse, c'est basse, pendant des années, une bassline qui rentre super acide et tout, et il avait fait ça alors, en quelques heures, et moi j'étais comme ça, j'étais avec les yeux comme ça, j'étais en pleurs, en larmes, je sautais, bref, bon voilà, c'était le genre de mec qui peut te faire un morceau comme ça en 3 heures et qui marche grave, quoi. Donc il y avait ces basses, et il y a eu un monsieur que j'ai rencontré là, ça a été un grand tournant dans ma vie, c'est Francesco Farfa. Ah oui. Donc c'était avant 95, hein, donc c'était 92-93 je crois, où le New York reçoit Francesco Farfa. Je sais plus si c'était, je me rappelle plus dans quelle configuration c'était. C'était un des premiers, le club a effectivement recevoir, c'était la Boralis avec Garnier, c'est 93 justement, et Farfa c'était je crois 94, la même époque. 93, 94. C'est ça. Et là, je te vois je sais pas comment on peut dire. Alors en italien, Joy, il est souvent, on l'appelle souvent le sacerdote, et ça veut dire l'espèce de prêtre, tu vois. Mais Francesco, c'était plutôt le vaudou, le maître vaudou, quoi. Donc je le vois mystique, le club blindé de monde, parce qu'à l'époque du New York, dans ces moments-là, il virait toutes les tables, toutes les chaises et tout. C'était un gros dance floor. Il y avait un système son qui était magique, et l'autre aux platines, 1, 2, 3 platines, et c'était le Sébastien, mais 3 platines, mystique, cheveux noirs, yeux noirs. Ouais, il avait cette présence. Chapeau carrément de magicien, tu vois. Ouais. Et moi je suis tasé à mort, je regarde, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là il est en train de mixer, et il est en train de nous faire un truc, tu vois, une rythmique, très afro, machin, qui dure et tout, les gens qui crient et tout. Et à un moment donné, il rentre un morceau, et ce morceau, c'est le remix de Mori Kanté, qui s'appelle Yeke Yeke. Et là, c'était une période particulière, mais donc tu vois là, on est sur de la tech house, hein, on va dire afro pour l'instant. Et après ça. Et puis ça. Voilà. Et puis là, j'en ai la chair de poule. J'ai vu un club entier exploser. Tu vois, tout le monde, tu sais, quand je te disais que tout le monde s'est retrouvé les bras en l'air, mais tout le monde en train de hurler parce que tu sais, c'était très 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 minimaliste, très perché, très underground. Le caractéristique de cette musique-là, c'était qu'elle était pas du tout commerciale, et voilà, qu'on était pris dans une transe rythmique, tout ça. Et en plein milieu, c'était le seul mec qui arrivait à te mettre un Donna Summer, Mori Kanté, là, une espèce de remix que personne connaissait. Et là, la folie furieuse, quoi. La folie, enfin, j'en ai la chair de poule encore. Et là, j'ai dit waouh, mais c'était énorme. Mais il y a beaucoup de monde qui était à ce moment-là dans ce club, qui ont été marqués par ce mix-là. Et parce que voilà, tu l'entends, le remix de Mori Kanté, Yeke Yeke. Et c'était super prenant, puissant. Même Sébastien qui en avait déjà sous le pied, il était là, il a dit waouh, putain, encore une fois, il m'a mis une claque le vieux. et voilà, quoi. Donc à ce moment-là, moi, j'étais là en tant que teufeur, et puis il fallait s'occuper de Farfa. Quelques années après, il fallait s'occuper de lui. Quelques mois après, je sais plus trop comment ça s'est passé, ça. Ouais, ça s'est passé 3-4 ans après. Où en fait, bon, déjà là, je lui colle au cul parce que je suis fan. Et quelques années après, je crois que c'était 97. Donc moi, j'avais été déjà résident au Clubhouse. Donc je connaissais un peu plus la musique. J'étais déjà un peu plus axé, mais c'était de la musique dont tu parlais tout à l'heure, un petit peu transée, acide, progressive, tout ça. Et donc en 97, je le vois jouer dans une soirée. Il joue dans une soirée à Marseille. Et je le rejoins dans une soirée à Marseille parce que je voulais voir Francesco Farfa. Et l'événement se passe. Et à la fin de l'événement, donc il a hypnotisé tout le monde, tout ça. Et puis à la fin de l'événement, il faut le prendre, quoi. Il faut s'en occuper et l'amener à l'avion et tout ça. Et puis je suis le seul à parler anglais, donc je parle anglais avec lui et je m'occupe de lui toute la soirée. Et là, il prend une pistache dans notre monde parce que il se sépare de la copine avec qui il était à ce moment-là.
Francesco, quelqu'un d'extrêmement sensible. Quand il est amoureux, c'est pour la vie. Quand il est triste, c'est à mort. Et donc, moi, je pouvais pas le laisser prendre une pistache seul. J'ai pris une pistache avec lui. Et là, on a commencé à fusionner. Et au moment où je le ramène à son avion, il me dit, mais viens avec moi. Et je dis, mec, mais pas d'affaire. Il me dit, non, tu viens chez moi. Je dis, bon, ok, puis je prends un avion, je prends un billet avec lui et je pars avec lui en fait. Et je pars avec lui, donc ce qui se passe là, jour après jour, j'y reste pratiquement 1 mois et demi chez lui. Ah ouais. Et là en fait, ça a été, on n'a pas fait de musique pendant 4 semaines, à peu près un peu moins. Et pendant ces 3 semaines et demie, on va dire, ça a été que de l'introspection. Et c'est là que j'ai rencontré Francesco Farfa dans le deep, vraiment, inside. Et c'était la recherche. Faire de la musique parce que tu achètes des disques et qu'il faut les jouer les uns après les autres, c'est une chose. Ton nom de DJ, c'est une chose. Mais ce que tu as dans toi, est-ce que c'est vraiment la musique que tu joues ? Et donc moi, j'ai appris ça. C'est lui qui m'a appris ça. Et en plus de ça, à ce moment-là, il me fait rapidement rencontrer Joy Kitty Conti, qui est son homme de main de toi, compositeur. en italien, parce que je savais pas que. Pourtant, toi, t'es d'origine espagnole. Ouais. Mon père est espagnol, ma mère est italienne. Ah, ta mère est italienne. Ouais, donc, du coup, est-ce que tu parlais italien avec ta maman ou est-ce que c'est que sur le tard, tu as appris comment t'as appris l'italien ? Pas du tout. J'ai pas du tout appris italien par ma mère. C'est en fait quand je suis allé en Italie. Les Italiens, bon, Francesco parlait anglais, oui. Et quand tu arrives en Italie, à cette époque-là, donc il y a, t'imagines, ça fait quoi, 30 ans ? Quasiment 30 ans. Les Italiens parlent pas français, ils parlent pas italien. Anglais, à ce moment-là, les Italiens. Donc, au début, tu t'apprends les mots, des cochonneries, l'argot, des titous, des cochonneries, des machins, les formules de politesse. La base, quoi. La base, quoi. Quand tu dis, ça y est, les bonnes, c'est là, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, tu l'apprends en italien, et puis après, faut que tu saches les toilettes, où c'est, et puis il faut que tu manges, parce que je suis resté 1 mois et demi. Et puis, il faut que tu mettes des verres d'entre, et puis j'ai appris à parler italien sur le tas, quoi. D'accord. Donc maintenant, je parle plutôt couramment en italien, et c'est Joy qui m'a enseigné l'italien là, parce qu'en fait, si tu veux, il y avait le côté mystique, spirituel de Francesco, et Joy et moi, quand il m'a présenté Joy, Francesco, je me suis rapidement rendu compte que Joy était aussi débile que moi, et que voilà, c'était un musicien, Joy, en plus, un vrai musicien comme Sébastien, un G-son, et j'allais dire des trucs mais je peux pas les dire, et bon bref, et donc il aimait beaucoup plein de choses tordues, Joy, et donc là on a commencé vraiment à se mettre ensemble et à parler parce que lui baragouinait un peu le français, et puis voilà, et puis je me souviens de plusieurs moments où on mangeait tous les trois, où on faisait les cons avec Joy, et Francesco c'était le père au-dessus, le non, le papo, et il nous faisait fermer nos gueules parce qu'il pouvait pas manger tranquille, quoi, tu vois. Nous, lui faisait du bruit en mangeant, mais nous on faisait trop de bruit, il pouvait pas manger tranquille, donc il nous mettait des crapes. Je me rappelle une fois, il m'a appris à faire les pâtes, j'ai fait cuire les pâtes, mais 25 secondes de trop tard, quoi. J'ai pris un tampon, mon pauvre. Les Italiens. Ah, mais les Italiens c'était compliqué, c'est là que j'ai appris à les faire cuire, d'ailleurs. C'est pas al dente là. Et voilà. Et donc si tu veux, ça s'est passé comme ça, cette espèce de fusion, quoi, et c'est là que j'ai rencontré Joy, le Joy un peu profond, tu vois, que j'ai appris à connaître petit à petit. C'est une personne d'une gentillesse extrême, d'une sensibilité pratiquement même féminine, tu vois, encore plus, parce qu'il a plein de questions, de remise en question sur le pourquoi, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et comment je peux arriver à le transmettre. Et Joy, c'est vraiment une comment on appelle ça, c'est vraiment quelqu'un qui s'exprime et qui a la chance que quand il s'exprime, il écrit parfaitement ce qu'il a dans lui sur une machine. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est à cette époque-là que j'ai écouté pour la première fois le remix qu'il a fait de Rain Man, qui était pour moi une nouvelle révélation dans la musique électronique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce remix. Non, alors attends, il a pas été évident à trouver. Ah, tu l'as trouvé ? J'ai un extrait, mais il faut que je retrouve, parce que c'est le nom, c'est Tio quelque chose -O. Un remix de je sais pas, j'aurais dû lui demander. Ça m'aurait évité de dire des conneries. Il doit m'insulter là où il est. Je l'ai. Il est où DJ Salade ? Attends, c'est en 96. Oh putain, t'imagines ? Pourquoi il apparaît pas là ? Nikita le connaît bien, Joy.
Alors attends, c'est 96 et je l'ai normalement. Attends, c'est bizarre. Track coup de cœur 96. Ah ouais, il apparaît pas. 96. Ouais, ça date de 96. C'est Francisco Farfa avec Joy. Et c'est le nom. Attends, je le vois pas là sur mon truc. Sur Disco, oui, justement. Je le trouver, bah écoute. Je vais le trouver. Attends, mais. Ouais, bah si tu peux, c'est impeccable. Justement, ça faisait partie parce que bon, si Joy avait été là, c'est vrai que c'était la question que je voulais poser parce que si tu veux, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a des gens que tu vois dans la vie, tu les vois, ils viennent, ils vont, ils reviennent, tu vois. Mais lui, j'ai l'impression que il y a une connexion qui est un peu à part parce que j'ai l'impression que Ziet-O. Redman. Oui, c'est ça. Ah voilà, c'est ça. C'est Ziet-O, c'est ce que j'avais dit. Il est là, il écoute. T'as entendu tout ce que j'ai dit? Alors, fratello mio, hai ascoltato tutto quello che ho detto, hein? Sei un po' vergogna. Il dit du bien de toi. Hein. Alors, j'ai la pochette. Alors, je vais vous la mettre. La pochette, c'est ça. Il parle anglais, mais il parle français aussi. La pochette, elle est là. La pochette, elle est là. Et je vais le trouver sur YouTube, parce que je l'avais trouvé là. Donc, c'est On the Road. On the Road. Ouais, elle aime beaucoup. Nikita, elle connaît Joy, quoi. Ouais. Je sais, elle m'avait dit des choses sur Joy, mais je peux pas les dire à l'antenne. Ah non, on peut pas en parler. Là, parce que c'est plus possible. Hein. Parce qu'avant, quand il était jeune, on l'appelait le petit cheval. Alors qu'en fait, c'était déjà un bel étalon, quoi. Voilà. Donc on peut pas en parler. On parlait de ses cheveux, bien évidemment. Voilà, bien évidemment. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Une crinière hors du commun. Alors, il a dit c'est pas ça. Non, c'est pas ça, non. C'est pas ça. C'est pas ça. Ziet-O, c'est quoi ça? Si, c'est ça. C'est On the Road, from Redman, et c'est sur ça, parce qu'elle connaît pas la pochette, mais On the Road, et Farfa et Joy. Mais là, c'est Joy lui-même qui dit que c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, c'est peut-être pas la pochette, mais mets le morceau pour voir. Ouais, mais attends, je vais on va laisser Ben. Laissez-moi le trouver. Envoie-nous la pochette, Massi, qu'est-ce que tu fais? Attends. Et oui, c'est Massi. Même quand il est pas là, il est casse-pied, je te jure. Vous êtes comme un couple, comme moi et Benjamin. Ouais, mais c'est juste Sacha hier au téléphone qui me disait exactement la même chose. On dirait un couple. Ouais, ça, non, mais sauf que nous, on fait pas de sexe, nous. On fait pas de sexe. De toute façon, en plus, je peux pas rivaliser parce qu'il a des. C'est Ziet-O. Rainman, c'est le titre, Eddie. Oui. Rainman. Non, c'est On the Road, from the Rainman. Alors là, par contre, je suis désolé, mon petit Francisco Farfa, c'est que Discog ne se trompe jamais là-dessus. Je vais le trouver. Alors là, j'ai le remix de, comment il s'appelle là, le premier. Et je vais le trouver. Il est un peu plus bas. Je l'ai trouvé tout à l'heure, donc je vais le retrouver. Je vais rajouter Farfa. Non, c'est pas Farfa, c'est Joy Kitty Conti. Il y a les deux. Ah oui, ils sont tous les deux. Oui, ils sont tous les deux. Et ouais. J'ai bossé quand même un peu. Ah, t'as bossé. Ça y est, alors j'ai un extrait, ça y est, je l'ai trouvé. Allez. Alors là. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le bon? Je suis pas certain que ce soit ça. Ouais, On the Road, on va voir. Joy Farfa, Kitty Conti. Joy va le dire. Hein. Après, c'est tiré d'une compile. Hein. Je suis pas certain. Non, ouais, c'est bizarre. Je sais pas. Massi. Qui nous disent Joy, est-ce que c'est ça? Joy, parli. J'ai une idée. Per favore. On va écouter l'extrait sur Beatport, mais sur Beatport, c'est que l'extrait de cette compile. Tu crois qu'il mettrait le lien là? Il a rien à faire là. Qu'est-ce que tu fais? Et cuire les pâtes. Ah mais la pochette, je suis sûr que c'est ça. Ah ça y est, il a mis le lien. Il y a qu'à cliquer. Ah. Il y a qu'à cliquer sur le live. Fly inside. Oui, mais c'est ça. T'es sûr de ça? Oui, c'est ça. C'est la pochette arrière lui qui l'a mis. Moi, j'ai mis le devant. Attendez, regardez. Soyons fous, on est en direct. Je vais vous mettre mon écran. Mets le bon écran. Il est où mon écran? Mon écran, il est capture d'écran, c'est ça? Putain, le gros non, monsieur. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Petit message personnel. Audrey, j'ai ta montre. Alors, bon, ça marche pas mon écran, c'est pas grave. Allez, je vais quand même aller sur Discog et je vais vous trouver ça. Moi, je me souviens du remix de Bring Back the Summer, il dit à Nicolas. Au lit, je crois. Alors, Ziet-O. Ils ont fait plusieurs trucs, Joy et Farfa pour Ziet-O. C'est pour ça aussi. Ils ont fait plusieurs. Donc, Rainman, c'est celui-là. Voilà, donc, c'est la pochette. Donc, oui, en fait, il nous a mis. Non, mais c'est bien ça. Je me suis pas trompé, en fait. Hein. Ah oui, c'est les 900. D'accord, mais c'est non, c'est pas celui-là. Attends, je vais le trouver. Hein. Quelqu'un nous a envoyé un message, je pense, en privé. Là. Ouais, je vais regarder. Il dit quoi? C'est Nikita qui me demande de fermer ma gueule. Putain, mais Nikita, on peut rien. S'il te plaît, au moins.
On l'appellera après. Vraiment une délinquante, Nikita, je te jure. Non, c'est bon, j'avais bien la bonne pochette. Il y a Audrey qui demande si c'est la même Audrey. Non, c'est pas la même Audrey. Non, c'est pas la même Audrey. C'est l'autre Audrey. T'inquiète pas. Non, alors Joy, je me suis pas trompé. Toi, tu as bien envoyé la pochette arrière. Joy, il a envoyé la pochette arrière, hein, et moi, c'est bien la pochette avant que j'ai. Donc, c'est bien ça. Mais on n'a pas le morceau parce que j'ai impossible à trouver. Alors, c'est pas la même Audrey. Audrey, la mienne, c'est Audrey Alcotaz. Hein, c'est la compagne de notre ami Jérôme Bulbe, qui a des sérieux problèmes avec la tequila. Je sais pas si on a le droit d'en parler à l'antenne, mais on peut dire que c'est mal. Il faut mettre un message préventif. Voilà. À consommer avec modération. S'il vous plaît, ne faites pas comme Alcotaz, ne tombez pas dans l'alcool. Voilà. On vous rappelle que celui qui conduit, c'est celui-là qui est devant le volant. Voilà. Alors, Rayman, Farfa, On the Road. Et voilà. Donc, soit Beatport s'est trompé. Ce qui est possible. Ce qui est fort possible, ouais, malheureusement. Beatport. On n'a jamais passé autant de temps à trouver un morceau quand même. Hein. Pourtant, j'ai passé l'après-midi, mais il est introuvable. Même YouTube l'a pas, hein, donc. Alors attendez, parce que le temps que Beatport. C'est plus efficace pour fournir 2 € pour les machines à pince. Ça, c'est énorme. Donc en fait, on était au tropisme. D'ailleurs, je sais pas si toi, je t'as chopé le Covid, toi et Aude. Nikita, elle a pas chopé le Covid. J'ai demandé. Alors, c'est la seule de tout le cluster qui l'a pas attrapé. Sur 500 personnes, c'est la seule. Elle a pas dit pétard, là, Audrey. L'autre Audrey, elle a dit carrément pétard. Mais c'est pas possible de dire ça. C'est interdit. Donc, du coup, Aude, on était au tropisme, au hall de tropisme à Montpellier. Il y a une machine, tu sais, Christophe, c'est pour attraper les peluches, là. Les trucs de forain. Elle me fait, putain, trouve-moi 2 €. Nikita qui t'a demandé 2 €. Je donne 2 €, une pièce de 2 €. Alors, il y a la fin de la vidéo sur mon mur. Elle arrive. Sous la menace. Elle arrive. Elle met les 2 € comme ça. Elle est là, comme ça. Elle fait avec les mains. Elle appuie, c'est pour ça tombe. Pam. Et elle gagne. Non. Et là, la vidéo, vous pourrez regarder la suite sur Facebook. Quand vous allez sur mon mur, il y a la vidéo où je la vois. Elle a gagné un petit poisson. Un petit poisson. Elle a gagné un petit poisson. Un petit dauphin, non? C'était pas un dauphin? Le petit poisson. Oh là là. Vas-y, bon, allez, on nous dit c'est pas très grave de pas trouver. Ouais, c'est bon, on s'en fout. Continue, on va reprendre notre fil de discussion parce que j'avais quand même une petite question à te poser. Donc, je voulais dire qu'effectivement, avec Joy, on sent qu'il y a une connexion qui a l'air assez au-delà du normal parce que j'ai l'impression que quelle que soit l'époque. T'as eu plusieurs d'époques, on a des époques où on fait plutôt de la prod, plutôt du DJ, plutôt de l'organisation, il y a tout un tas c'est des cycles. Mais j'ai remarqué que puis il y a des artistes, on est très proches, après on se sépare un petit peu, on s'aime toujours, on se voit un peu moins, mais j'ai l'impression que si tu veux, avec Joy, il y a une relation qui doit apparemment être un peu à part parce que j'ai l'impression qu'il a toujours été pas loin. Et j'ai l'impression que dès que tu as la possibilité de l'inviter, de le voir, ça se fait, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'entre vous, il y a un truc quand même vraiment qui est différent. Peut-être je me trompe, l'impression que j'ai, moi, après... Écoute, moi j'ai toujours une éducation par ma famille et après par les gens qui m'ont formé et éduqué dans la nuit au respect des aînés et au respect des gens qui te donnent des choses. Et en fait, Joy, même quand je parle de Max, que je parle de Rix, que je parle de Stéphanie, de Misséry et de Alex, c'est des gens dont j'étais très proche. Et puis après, la vie a fait qu'on s'est moins vu, qu'on s'est plus vu, même qu'on soit fait la gueule parfois ou quoi. Mais je suis reconnaissant de ce qui a été fait. Et je effacerai jamais ce qui a été fait, même si demain on peut plus se croiser dans la rue, tu vois. Mais Joy, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup donné. Et qui a pas toujours été au top parce que c'est quelqu'un de très sensible et voilà quoi. Donc il y a un petit moment où on s'est un peu perdu de vue, notamment suite à mon accident là. Ah oui, la période qui a été très particulière pour toi aussi dans ta vie. Oui, j'ai pas vu grand monde à ce moment-là, mais notamment on s'est perdu. Et puis après quand moi je me suis dit bon, pour revenir dans le game, puisque quand j'ai eu mon accident, je faisais les premières parties de Carl Cox un petit peu partout en Europe, je jouais avec lui au Space à Ibiza, je faisais des gros événements avec lui, et quand j'ai eu cet accident, il y a tout qui s'est arrêté pour moi,
et ma carrière et tout. Et donc, quand je suis revenu dans le game, quand j'ai voulu revenir dans le game, la seule façon pour moi de brûler un peu les étapes, de rattraper le temps perdu, c'était d'organiser ou de me remettre à la prod. Mais je sortais d'un sevrage de morphine, donc je n'étais pas capable d'allumer un ordi pour faire de la prod. Surtout que ça avait pas mal évolué entre temps. Ou alors d'organiser des choses, d'être résident dans un endroit ou d'organiser un événement comme le faisait mon pote Mike Spirit sur l'Ukraine avec Kazantip, et qui rapidement était redevenu sur le devant de la scène. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer Family Picnic pour me remettre sur le devant de la scène. Alors c'était une idée audacieuse et folle, hein, parce que bon, j'ai été largué parce que ma vie elle a fait que j'ai lâché le truc, mais bon, j'ai qu'à organiser un événement qui va faire des milliers de personnes, et puis comme ça je reviendrai sur le devant de la scène. Simple, basique, une cible. Tu prends les choses en main. Voilà. On a fait, je t'avoue, je rebondis juste sur ce que tu dis. C'est avec Benjamin, on a fait pareil au niveau du label. C'est que si tu veux, à force de voir qu'on était ignoré quand on envoyait des trucs, on s'est dit on va pas attendre. On n'est jamais servi. On va pas attendre le truc. On va créer le bordel nous-mêmes, et puis on est content. On a bien fait de le faire. Donc je rebondis sur ce que tu disais. Ouais, donc j'ai eu la chance d'être bien entouré, d'avancer. À l'époque, c'était au début avec Nicox, qui était mon partenaire sur le démarrage, qui a souffert autant que moi pour la création de cet événement et pour la continuité, où bon, la première année je perds pas mal d'argent, mais bon, tout de suite après avec Guillaume Lopez, qui était l'organisateur de Electromind à l'époque et un ami, me dit il faut pas que tu laisses tomber, t'as perdu 40 000 boules, mais bon, c'est un concept unique, c'était loin d'être parfait, mais il y a quelque chose à travailler, donc continue-le. Et puis j'ai rebondi, je suis sur la ville de Montpellier à ce moment-là avec Hélène Mandrou, qui était le maire à ce moment-là. Et puis on a rebondi, et sur 2-3 ans après, on a pu récupérer les 40 000 euros qu'on avait perdus la première année, parce que même si un événement fabrique beaucoup d'argent, ça coûte énormément d'argent de faire un événement. Je vais vous dire quelque chose là, pour faire venir Paul Carbonner, ça coûte plus de 130 000 euros. Tu vois, on n'en parle pas, et c'est un petit peu déplacé de parler des cachets des artistes. C'est bien que tu le dises, parce qu'en général c'est entre nous qu'on le dit, et là au moins on le. Et là, je veux dire, ça c'est que le DJ. Après, il y a tous les hôtels, toute la backline, c'est-à-dire pour monter la scène, il y a tout le son, il y a toute la sécurité, il y a toute la déco, il y a toutes les équipes, il y a tous ces trucs-là tous les risques qui se cumulent. Tous les risques. On se rappelle de Borealis, ça marchait. Alors ça marchouille, ça marche à fond. Et puis après, écroulement parce qu'il y a eu cette intempérie. Nous aussi, on a traversé cette intempérie en 2018, où on perd 192 000 euros sur l'événement, parce que d'abord on traverse une canicule de folie. Voilà. Et après, à 19h30, il y a un orage qui fait qu'on est c'est vrai que t'as pris un orage. Ouais. On est obligé d'arrêter. Ouais. Donc là, c'était où on fait comme Borealis, comme Electromind, et puis on met la clé sous la porte. C'était quand même des gros événements qui étaient sur ce lieu-là. Pas loin de là, quelques dizaines de mètres de ce lieu où on était. Ou alors on rebondit. Là encore une fois, on a eu la chance de pouvoir rebondir. Moi, par mes années antérieures là, de relations avec Karl et les sorties que j'avais fait sur son label et les tournées que j'avais fait avec lui, où j'ai dit écoute Karl, il faut que tu viennes cette année parce que j'ai besoin de vendre du ticket pour récupérer la somme que j'avais perdue l'année d'avant, quoi. Et donc l'année se passe, Karl vient, c'est notre plus gros événement où on fait 23 000 entrées payantes, où on fait un budget de 1 million 125 000, un truc comme ça, et donc on paye les pertes de l'année d'avant et la prod de l'année qui est en cours, quoi. Et donc ce qui fait qu'on est à zéro sur un truc qui aurait pu nous assassiner. Et après 2020, il y a le Covid. Donc on arrête tout, la mairie de Montpellier nous tourne de l'eau, nous file pas du coup de main. J'ai vu ça depuis peu, j'ai vu ça. En 2020, ils nous donnent pas un seul coup de main. Heureusement qu'il y a les aides de l'État qui nous ont beaucoup aidés, le CNM, la DRAC et les aides du gouvernement. C'était lié à notre activité qu'on avait déjà déclarée sur les années précédentes, les chiffres d'affaires, mais ils nous ont beaucoup aidés. S'ils nous aident pas, on n'est pas vivants, quoi. Puis en 2021, on reste un événement référent, un des seuls événements à pouvoir faire ce genre d'événement. On fait plusieurs événements. Et donc, on sort de là bénéficiaire et en ayant traversé toutes ces crises de la meilleure des façons possibles. Sachant qu'en 2021, on rajoute la clôture dans les arènes de Béziers et que, savoir pourquoi cette année et pas les années précédentes, je décide de mettre un chapiteau pour
protéger les gens parce que les gens souffraient de la chaleur. Faut savoir que le lieu de Gramont, c'est génial parce qu'il y a des arbres et tout. Mais c'est un putain de champ de patates quand même. S'il y a des trous, il y a la poussière. La poussière, le sol, et puis ça. Les mecs souffraient. On est parti. Je vais pas cracher dessus parce qu'on a vécu des années là et que on a fait comme on a pu et que les gens ont eu des bons moments là. Mais la poussière, les trous, il y avait plein de mecs qui se faisaient des entorses, qui se faisaient des trucs graves, quoi. J'imagine qu'on appelle ça des insolations. Des insolations. Qui tombaient comme des masses. C'était vraiment compliqué. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de barrière, pas de plan Vigipirate sur la sécurité autour. Ça nous coûtait 70 000 € de le mettre en œuvre, ce lieu-là. Donc c'est des organisations vraiment particulières. Donc ce chapiteau que j'ai décidé de mettre en 2021 nous a permis le samedi de prendre une pluie énorme de 11h du matin à 13h et après dans la même journée à 17h de supporter une chaleur énorme dans la même journée si on met pas un chapiteau qui a coûté 28 000 €. Ça c'est le chapiteau. Et ben l'événement il est annulé, quoi. Tu vois, et on fait pas ce qu'on a fait sur la saison là. Donc tout est une question de, comme tu disais, tu parlais de risque, mais pourquoi ce jour-là j'ai décidé de mettre un chapiteau et pas 2 semaines avant, le 18 juillet? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je sais pas, tu vois, c'est des trucs, des intuitions. L'intuition du surdoué, comme on dit. Ou du chanceux, le mec qui a grave de chance. Mais bon, ça fait qu'on est toujours là et que maintenant on a plusieurs CDI, qu'on a plusieurs personnes qui ne vivent qu'à travers l'exploitation et l'activité de Family Picnic et des mecs qui se projettent à travers nous. On donne des cours dans l'université de Mende sur le développement durable. On donne des cours dans l'université d'ICEFAC, l'université de l'événementiel sur Montpellier. Parce qu'on est référent, donc à l'heure d'aujourd'hui, on n'est plus une petite association qui vivote avec sa passion et tout. On est tombé et je rejoins dans certaines personnes quand ils parlent de Family Picnic en disant c'est une machine financière. On a des contraintes, on a des frais, on a des salaires, on a des paiements, on a des artistes qui eux ils n'ont pas senti le Covid. Comme tu passes de Arbat qu'on a signé à 12 000 € l'Indeed pour quand ils sont venus, et là j'ai eu mon pote Nicolas Cuer qui est sur le théâtre Antique d'Orange, on lui fait un bisou à Nico, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure dans la matinée, qui me disait je sais pas s'il a déjà annoncé les dates ou si je vais spolier tout le monde, mais il fait Arbat, il a signé à 50 000 €. Ouais. Donc en 2021 c'était 12 000 €, 2022 c'est 50 000 €. Tout le monde. Bodzin c'était 22 000 €. Là Alcontraluz c'est 50 000 €. Donc il faut bien qu'on se dise que les artistes se mouchent pas du coude, c'est sûr. Donc bon, on est malheureusement on est dans une fuite en avant. Alors on peut pas s'arrêter. Alors juste avant que tu continues quand même, parce que quand même tu l'as balancé, je mets l'affiche quand même parce que effectivement PK, c'est-à-dire Paul Kalkbrenner, sera aux arènes de Béziers en octobre 2022. Donc ça aussi c'est un truc, on en reparlera si tu veux après tout à l'heure. Le 1er octobre, ouais. Donc on va en parler. Là j'ai sauté plein de coups d'un coup. Non, c'est pas grave parce qu'on va revenir. T'inquiète pas. Non, mais ça c'est toujours comme ça. Je te rassure. Donc on y reste. Je voulais te poser la question qu'en général j'appelle la question coming out depuis Michel The Hacker ou coup de gueule. Avant j'osais pas trop, mais j'ai osé parce que lui il s'en fout complètement. La question que je pose parce qu'on y est là. Qu'est-ce que tu détestes entre guillemets dans la scène électronique mais que tu n'oses pas dire? Quelque chose, un travers. Je pense qu'on n'est pas loin de ce que tu décrivais, c'est un petit peu ce qui revient souvent, mais qu'est-ce qui toi dans la scène électro te pèse et que tu trouves voilà. L'argent et c'est une punition, l'argent. Parce que vous avez vu des films, c'était le game, des trucs comme ça concernant le foot, concernant le baseball, concernant tous ces trucs-là. Ça devient des trucs, ça devient l'industrie, un truc fin. Et après, c'est les organisateurs qui se font taper dessus parce que nous, on n'a toujours pas augmenté nos tarifs. Et le tarif de nos événements en Allemagne, c'est le double de ce qu'on fait. C'est 80 balles ou 90 balles une entrée sèche pour un jour, mais avec les mêmes plateaux artistiques. C'est l'argent, on peut pas trop en parler parce que
on en parle, c'est déplacé de parler de ces trucs-là. Je sais pas si les artistes ou les agents vont mal le prendre, vont révéler des choses. Je fais une parenthèse. Guetta a su, les gens ont su que Guetta avait un contrat avec Marseille, un événement. Je crois, c'est des trucs qui ont été dit. Donc ce que je dis, c'est pas avéré. Hein. En tout cas, c'est pas été confirmé. Mais il y a une histoire qui dit que quand les gens ont su que Guetta prenait 400 000 euros à Marseille, ça a fait un tollé général. Et Guetta a dit non mais j'y vais pas, j'y vais plus. Ça a jamais eu lieu cette histoire. Voilà. Alors je sais pas si c'est vraiment vrai qu'il avait pris 400 000 euros ou pas sur cet événement-là ou pas. Mais dès qu'on parle d'argent, c'est un peu gênant. Attention, c'est un peu gênant. En France. Et c'est ce que j'allais te dire, parce qu'aux États-Unis, il n'y a aucun problème. Mais moi, je suis super content que si ce mec qui prend 400, 500 ou 600 000 euros, ça veut dire qu'il ne les a pas volés, quoi. Tu vois, il les a mérités. Tu l'as partout. Il y a quelques temps, tu l'avais partout, sur toutes les ondes, sur toutes les radios. Et Nicolas Cuer, quand il l'a fait venir aussi. Donc, il remplit, tu le mets à l'affiche. Que tu mettes, t'as une salle de 5 000, ça remplit. T'as une salle de 10 000, ça remplit. T'as une salle de 15 000, ça remplit. Je veux dire, Guetta, c'est Messi. Et Nicolas Guetta, nous avait raconté que quand il a fait Guetta là-bas, il a dit t'as des trucs d'entreprise machin qui appelaient est-ce qu'on peut avoir une loge spéciale et tout parce qu'on voudrait c'est exactement normal, alors que t'as fait Carl Cox ou que t'as fait Solomon qui sont des monstres ça bouge moins quoi. Mais tu mets Guetta bim t'as tout le monde qui s'allume comme un sapin de Noël. Mais je suis désolé mec, pour moi non seulement il a une culture musicale dont on parle pas beaucoup, mais il a une culture musicale de fou, c'est un compositeur qui est vraiment qui s'est sorti le doigt du cul, et en plus de ça il part sur un autre projet depuis un petit moment qui s'appelle Jack Black avec Kiko entre autres. Il a commencé avant Kiko qui est vraiment super intéressant, mais pour moi Guetta c'est Messi, c'est Mbappé, c'est un king quoi. Donc tu prends 500 000 balles, mais si tu fais 1 million d'entrées sur ton événement, mais tu peux donner 500 000 euros à un mec comme ça. Et puis Christophe, on a reçu Claude Monet donc il y a pas très longtemps avec Sébastien ici, donc qui nous a un peu parlé. On parlait justement des dates. Il nous a un peu expliqué un peu l'envers du décor en disant mais faut savoir qu'un quelqu'un comme Guetta, il y a rien que pour le planning, il y a peut-être 4 personnes. Là, c'est pas un agent. Ils sont 4 ou 5 pour gérer les dates. Et donc pour gérer les dates, il y a ceux qui vont gérer tout ce qui est com et machin. Donc ça emploie du monde parce que il est pas tout seul. Donc il y a quand même des salaires derrière qui tombent. Oui. Puis le show. Et quand on arrive là que tu peux pas, parce que nous, c'est une question de gens qui disaient, et là c'est un peu Claude qui nous a un peu dit, mais les gars, au bout d'un moment, tu peux pas tout faire tout seul. C'est-à-dire que tu passes un cap, tu peux pas gérer tes dates tout seul, tu peux pas gérer tes interviews tout seul. Il y a quelqu'un qui va gérer ça. Et c'est normal. Et quand on arrive là, c'est travail mérité. Ça veut dire que tu es arrivé à un tel niveau qui fait que tu deviens du très lourd et là tu crées une entreprise quoi. Et comme Martin Solveig, comme pareil, c'est un peu pareil. Donc c'est des gens. Après, on n'a jamais vraiment eu trop de haters d'eux dans nos interviews genre. Non, on est parce plutôt que, respect quand même. Parce que nous, en fait, on a une approche assez historique des choses. Et tu vois, comme là, on a parlé avec toi de New Jack au début, ce qui, je pense, c'est peut-être la première fois. Moi, si tu vois, le jour où on recevra David Guetta, on va parler 2 heures de hip-hop. Parce que à la base, David Guetta, c'est un DJ hip-hop. Après, il est basculé dans la deep house américaine. Il a son premier maxi avec Robert Owens, faut pas l'oublier. Donc moi, rien que ça, je te fais 3 heures avec ça, avec lui. Et si tu veux, je pense que personne n'a eu l'idée de le faire. Mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et après, on parlera de la période Garo, Fred Rister, etc. avec grand plaisir aussi. Mais on n'est pas du tout dans les trucs faciles de dire ouais Guetta machin, parce que effectivement là-bas c'est un super DJ hip-hop et un mec qui avait beaucoup de goût, qui a fait l'essai de faire de la deep house américaine pointue avec des voix de légende. Ça a marchouillé. Et après, il est rentré dans un autre style de musique qui est plus porteur, avec des mecs derrière en appui, avec des gars comme Joachim. Non, mais après, c'est une suite de bons choix, une suite de choix, de managers, de visionnaires de carrière. Tu sais, moi, je respecte autant ça, même plus ça, que des agents ou des managers qui aujourd'hui prennent des filles. Ils essayent qu'elles soient pas trop dégueulasses, qu'elles soient plutôt mignonnes, et ils la collent sur tous les festivals pour que son nom tourne partout, ou même gratuitement, pour créer un produit commercial. Il y a des filles qui touchent aujourd'hui 50 000 euros, qui il y a quelques années à peine gagnaient 2500 euros, voire même 500 euros. Les dernières filles que je vois mises en avant, là, parce que c'est la mode de mettre des meufs en avant parce qu'elles sont jolies. Enfin, je veux dire, ça fait. Est-ce que c'est aussi respectable que quelqu'un qui lui-même s'est
s'est construit, ok, accompagné avec ses propres choix, des mecs comme Joachim qui l'a filé un coup de main, que je salue parce que c'est un pote, des gens qui l'ont aidé, Cathy qui l'a filé un coup de main parce que il était pas tout seul en faisant ça. Mais mec, mais bravo quoi. On n'a pas la même musique et je sais qu'il a joué de temps en temps des morceaux à moi, mais on n'a pas la même musique. C'est-à-dire que lui il joue pas du hip-hop et moi je joue pas du hardcore, hein, mais on fait pas les mêmes trucs. Mais putain, chapeau, je te lève mon chapeau, t'as bien fait, t'as tout bien fait de A à Z. Et maintenant, si tu prends de l'oseille, il faut pas le dire en France parce que sinon tu seras un paria. Tu seras jalousé. Tu seras jalousé, on va dire que c'est pas normal, que toi tu gagnes de l'argent. Mais mec, toi tu fais des choses qu'il y a des mecs qui préfèrent rester dans leur canapé à se dire mais pourquoi ils ont pas de la chance de le faire. Non. Et puis je voudrais rebondir sur un truc, il y a un gars qui a une fille qui a dit c'est vrai qu'il y aura un challenger qui aura toujours un peu plus de niaque. Mais le problème c'est que le challenger, tu le mettras pas en tête d'affiche. T'as des mecs qui sont très très bons, des jeunes DJ, des mecs qui sont des autodidactes, qui sont des génies. Mais ces mecs-là, parce que être DJ, musicien, bon DJ, ça suffit plus depuis plusieurs années en fait. Il faut aussi être un commercial. Commercial dans le sens agent commercial. Il faut être aussi un visionnaire, un constructeur de carrière, un manager. Parce que si tu n'es pas ça, tu te retrouveras pas à jouer au moment où il faut, dans le cadre qu'il faut, tout ça. Alors oui, il y aura des challengers qui auront plus de niaque, peut-être qui seront pas entre 5 dates dans la même semaine, où ils auront gagné entre 40 et 180 000 euros par date, donc blasés par l'oseille et par le succès, grisés par tout ça, quoi, tu vois. Peut-être qu'il y aura des gens qui seront, enfin sûrement qu'il y aura des gamins qui auront plus de niaque que ces mecs-là blasés. Mais il leur manquera le fait que si tu mets le nom de DJ Niac sur une affiche, si tu vends une place, c'est bien. DJ si tu mets le nom de DJ Guetta ou Solomon qui prend au-dessus de 100 000 euros aujourd'hui, ou des trucs comme ça, ou Paul Carbonner, tu vas faire 10 000 ou 15 000 personnes. Donc oui, peut-être qu'il y en aura un qui aura plus de Niac, mais l'autre, il aura un nom. Et ça fera toujours la différence aujourd'hui. Bon, je vois que ça parle beaucoup sur le chat. Il y a pas mal de gens qui sont un peu, la course un peu à l'armement. C'est vrai que c'est pas trop, ça clive un peu. C'est après, vrai que... il y a les deux de toute façon. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des festivals. Puis, d'ailleurs, c'est pas une histoire. Je suis d'accord avec ce qui est dit. Pardon, je fais encore une parenthèse. Je vois que ce qui est dit, c'est vrai. C'est ça le coup de gueule. Les mecs, putain, mais si vous continuez à monter les cachets, même nous. Surtout nous, Family Picnic, même si on a 1,5 million, 1,6 million, même 2 millions de chiffre d'affaires là, on pourra plus payer. On pourra plus payer des têtes d'affiche pour aller. Il faudra aller voir Live Nation, qui ont un chiffre d'affaires de 7 milliards à l'année, qui sont alimentés par les pétrodollars de Dubaï et qui payent des artistes des millions d'euros. Quand tu vois nos amis de Delta Festival qui ont une subvention de 1 200 000 euros, 1 100 et quelques mille euros, parce qu'ils font des BDE, des trucs comme ça, en faisant, ils mettent Chamallow, Carl Cox, Michael Youn et Jeff Mills. On fait pas le même métier, quoi. On fait pas le même métier. Puis surtout, c'est pas financé de la même façon. Donc, s'il vous plaît, les artistes, si vous levez pas le pied, vous allez vous enlever tous les festivals qui font une construction artistique avec le mec qui fait l'ouverture avec de la deep house et une évolution et qui ça finir par de la techno avec un trip musical, quoi. On se retrouvera qu'à aller voir des concerts de 1h30 d'artistes qu'on leur a acheté 200 000 euros, 250 000 euros. Ouais. Il y a Nicolas 4 qui dit un truc intéressant. Aujourd'hui, tu prends un festival comme Family, justement, il n'y a limite plus vraiment besoin de tête d'affiche hors de prix. Le public sera présent. Pour se lancer, je comprends. Mais une fois en place, on peut sûrement retourner dans une optique plus artistique. Moi, je pense qu'il veut dire moins avec des grosses têtes. Je vois ce qu'il veut dire, mais après, à voir, c'est un risque à prendre aussi. Je sais pas, Christophe. Écoute, quand pour le 14 août, je vous donne un scoop. Vas-y. 14 août, on a Inela, Kolsch, Vorn sur le plateau. Vorn, lequel Joris. Vous l'avez pas vu parce qu'on l'a pas encore annoncé, que c'est un secret. D'accord. Donc c'était un secret. C'était un secret. Exclu Radio Punch. On attend la confirmation de la préfecture pour pouvoir faire l'événement dans le lieu qu'on a choisi. Mais ça sera pas à Lunel, alors du coup. Ça sera pas trop loin de Lunel. D'accord. Plus vers Montpellier, entre Montpellier et Lunel. Et c'est un lieu un peu particulier qui mérite beaucoup de mise en place et de contraintes. Donc on peut pas, faut qu'on attende un peu avant que tout soit ficelé. Mais on aurait très bien pu mettre le king du hardcore, pareil dans la trans psyché, et puis Nila Kravitz.
Et puis on avait les 3 têtes d'affiche des 3 courants musicaux. On faisait une scène comme ça et c'était cool. Il y en a qui font ça. Oui, bien sûr, on a des je ne veux pas dire de nom. Oui, on voit de qui tu parles. Il y en a qui font ça. Et Nicolas Cuer à l'époque à Villarouge nous l'a dit carrément dans l'interview, qui faisait la scène trans et ça lui payait son mini-festival à Villarouge. C'est cette scène-là qui lui payait le son que lui il voulait. Exactement. Donc tu as le choix, ou tu fais... Tu t'intéresses pas à la musique, t'essayes pas de construire un projet musical et tu mets Nina Kravitz, la tête de hardcore, la tête des psychés et tu vas faire 20 000 personnes, ou alors t'essayes de faire une construction un peu qui va ensemble, hein, et voilà, regarde. Oui, surtout que t'as à la Family, il y a toujours une scène avec des artistes house, des trucs. Toujours une évolution. Regarde le 31 juillet. Le 31 juillet, t'as les Who. T'as Hernan Cattaneo et Nick Warren en back-to-back, et tu finis par je vous le dis encore, ça n'a pas été encore annoncé, tu finis par un autre back-to-back qui est Colin et Dennis Horvath sur le back-to-back pour clôturer. Musicalement, ça colle, c'est une évolution, et t'es pris dans un trip. Ouais. Tu vois, c'est pour ça qu'on fait en fait plusieurs événements différents, parce que tu peux pas faire un festival. C'est risqué, trop risqué de faire un festival avec 5 scènes. 5 scènes, 5 musiques différentes. Quoi. Tu fais une musique progressive le 31 juillet, une techno et tech house, on va dire, mélodique, le 6 et le 7 août. Le 13 et le 14 août, vous le saurez bientôt. Ouais. Et tu finis avec un concert un peu fun le 1er octobre. Qui est toutes les musiques mélangées, parce que c'est sur un artiste type concert. Donc tu es obligé de faire ça. Sinon, tu fais, voilà, comme on a dit, sur des... si tout le monde faisait ce que tu fais, ou ce que font certains d'autres, dont on a des copains qui le font, peut-être que effectivement cette dérive n'aurait pas lieu. Mais c'est vrai que quand tu vois les gros festivals avec les pétrodollars derrière, ou des trucs où c'est complètement surréaliste, où émergent des artistes qui n'en sont pas, c'est des espèces de showman un peu décalés. C'est vrai que c'est ça qui doit créer ça fausse la donne en fait, parce que c'est vrai que si tout le monde faisait ça, j'ai une question. Florent, il demande si éventuellement Guetta, c'est quelqu'un que tu pourrais peut-être envisager de booker dans un de tes événements, ou pas du tout. Pardon. Ce petit sourire. C'est pas. Pour l'instant, c'est d'accord. Ok. Vous verrez. Bon, je pense que le sourire en dit long. Mais bon, voilà, tu vois, comme quoi ta question, Florent, elle était pertinente. Vous verrez en 2023. Ah, ok. Il y a Yann qui demande, après on va revenir, mais non, parce qu'on en a parlé, David, c'est un artiste. Oui. C'est un artiste. Donc c'est un artiste et qui fait du monde, et oui. qui la cerise sur le gâteau, c'est qu'il trique à mort de voir les gens en l'air quand ils mixent. Donc il y en a qui vont bosser avec leur attaché case, et puis il y en a d'autres qui vont kiffer. Voilà. Mais je pense qu'il faudrait faire. C'est pour ça qu'on le défend entre guillemets toujours un petit peu, parce que il faut pas mélanger ce que lui fait ou d'autres. Hein, avec effectivement les gars qui sont. J'ai même pas envie de leur donner leur nom. C'est les mecs qui se déguisent en une espèce de chamallow, pour pas le citer, ou des gars qui se déguisent en tennisman et qui sautent sur les platines, et qui viennent, ils prennent 100 000 balles juste pour sauter partout et animer une foule qui manque un peu je pense, d'un petit peu de culture et de goût. Pour moi, c'est pas pareil. C'est pour ça qu'il faut pas tout mélanger. Ah oui, Yann demande ce que tu penses de Tomorrowland. Tomorrowland, c'est un truc à part. Hein. C'est pas chez nous déjà, c'est pas en France. Comment tu veux jeter la pierre à des gens qui écoutaient Kraftwerk quand toi t'écoutais Claude François? Quand tu vas, moi je vais me permettre, Attends, on t'a pas forcément dit de jeter la pierre, hein, je pense. Non, mais moi encore une fois, comme je parle de David Guetta, que j'aime ou que j'aime pas sa musique, je veux dire que ce qu'il fait, je le ferai déjà, parce que j'en serais capable déjà parce que c'est pas sortir tube sur tube, c'est pas donné à tout le monde. Donc est-ce que je peux pas me permettre de donner un avis? Moi je donne un avis extérieur en disant putain bravo pour le côté musical. Moi j'ai toujours bu un coup, quand j'ai bu un coup et que je me suis mis un peu la tête, j'ai dansé sur la musique à Guetta, et puis businessment parlant, bravo mec. Et pour Tomorrowland, voilà, j'ai eu l'occasion moi une fois d'y aller, t'es là,
tu prends, c'est une claque démesurée. Alors, bien sûr, il y a une grosse scène EDM que je conchis profondément. Mais c'est un mot qui est à côté. C'est un mot qui est interdit. Ce que les gens savent, c'est qu'à côté, il y a des choses bien. On te le tolère, mais c'est un mot qui est interdit dans notre radio, ça. D'accord. Bon, alors que je chie dessus, quoi. Parce que moi, cette musique, là, ça me sort par les yeux. Mais ils ont un modèle économique avec un investissement qui tu vas là-bas, tu prends une claque, tu retrouves, tu es un enfant, tu as une décoration qui coûte plusieurs millions d'euros sur la scène, où tu te dis, les mecs qui ont fait ça, monstrueuse à chaque fois. Ils sont pas humains, les mecs qui ont fait ça. Tu parles de la scénographie, surtout. Tu te demandes combien ils mettent de temps pour le faire, surtout. Ça doit prendre un mois pour fabriquer la scène. Ah oui, pour la monter. C'est l'équivalent de monter une fête foraine je pense que c'est même un peu plus important. Et puis il faut penser à tout ce qui est à côté de Tomorrowland, parce que les gens pensent à cette scène principale avec cette musique-là, mais à côté tu peux trouver Macéoplex qui fait un set vinyle à l'ancienne. Que j'ai vu sur. Et puis tu retrouves Carl Cox qui fait l'ouverture de Tomorrowland avec quelques personnes devant lui. Alors c'est tellement immense que tu te dis, bon, il n'y a pas grand monde. En fait, il y a déjà quand même 12 000 personnes devant, quoi, tu vois. C'est le début, ça, c'est le warm-up. Ouais, après tu fais 220 000 personnes. Mais sur la totalité, ils font ça. Sur la totalité du week-end, ils font ça. Et ils font 2 week-ends. Donc 2 fois 220 000 personnes. Et puis le prix d'entrée c'est entre 200 et X euros le prix d'entrée. Ouais, d'accord. Et puis les boissons c'est un autre prix, quoi. C'est un autre prix. La bière elle est un peu plus élevée, pas beaucoup plus, mais elle est quand même un peu plus élevée. C'est des sommes astronomiques. Tomorrowland, bravo de faire ce que vous faites, parce que tout le monde, jeune ou moins jeune, à un moment donné a vu à la télévision sur un écran un truc comme ça, Tomorrowland, de dire waouh, c'est des ouf, hein. Il y a même des politiques avec qui j'ai discuté qui ne connaissent pas I Love Techno, ni Family Picnic, ni quoi que ce soit. Par contre, ils connaissent Tomorrowland, un festival en Belgique. Ça tombe bien, j'ai une question pour toi, Christophe, à propos de ça. Oui. Parce que moi, la question que je me demande, c'est justement, est-ce que tu penses que c'est faisable de faire un Tomorrowland en France, en parlant de la politique et tout ça? Il existe déjà, et ça n'a pas été fait par des Français, ça a été fait par Tomorrowland. Ça existe en Alpes d'Huez. Oui, voilà, ils sont arrivés. Parlé Florent à l'Alpe d'Huez, oui. Voilà, ils sont arrivés, ils ont dit bon. Ils ont eu les mots, ils ont eu les arguments, et l'expérience surtout, je pense. La crédibilité, en disant ben voilà, nous on est Tomorrowland, on fait tant de personnes, on fait tant de couverture médiatique. Si vous nous le laissez faire chez vous, eh ben on vous ramènera tant de statistiques. Donc les gens de la France qui gèrent ça là-bas ont allongé des subventions. C'est un débat sans fin. Hein. Pourquoi eux, s'ils ont donné de l'argent à eux, qui sont un business extérieur, ils ont enlevé d'autres portefeuilles comme des petites associations du coin. Du coup, on les laisse mourir, les petites associations, pour un gros mastodonte étranger. Oui, sûrement. Mais quand ils sont arrivés, ils ont fait travailler. Ils ont couvert, on appelle ça des ruissellements, ils ont recouvert complètement toute la région avec les dizaines de milliers de personnes qu'ils ont fait. Donc c'est une gestion de business. Si t'as tu remplis tous les restaurants, tous les campings, les hôtels, tout le monde participe, les boîtes de sécu, tout le monde, les taxis, tout. Si t'as un politicien qui a cette vision de dire attendez les gars, ça va nous coûter ça et ça va rapporter ça. Ils ont fait un peu ça, Barcarès, non, avec le Electro Beach. Je sais pas s'il faut en parler de ça, tu vois. Je sais pas. Là, c'est très compliqué. Là, on va vers un truc. Surtout que ça évolue. Ça évolue. C'est parti de tout début. Non, parce qu'on était à la première avec Benja, on était invité par Dafresh et Joachim. Et il y avait Arnaud. Ouais. On va en parler après. Et c'est là qu'on dans les backstage, on a vu Joachim Garraud qui a des images inédites de nous. Quand on l'invitera, il faudra qu'on lui demande de les ressortir parce que c'était génial. Et il y avait Antoine Clamaran, tout ça. Il y avait David Asco, il y avait Greg Serron. C'était qu'une scène au début. C'était un petit truc vraiment sympa. Au début, franchement, c'était vraiment un truc très sympa. Bon, après, je connais pas j'avoue, le connais pas le dossier. Après, ça c'est un peu politique américain qui était derrière. Après, je pense que Christophe Sort, on va pas en parler là parce que. Je fais une petite parenthèse. Fred Dumély, qui est avec nous, bien sûr, notre Fred, monsieur l'enfer de Dijon. C'est rigolo, comme ça a changé tout ça. Au début, on parlait sûrement pas de modèle économique, mais uniquement de musique. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu. C'est vrai qu'à l'époque, on parlait pas de. T'as les agents qui ont pris le relais. Hein. Après, je vois des commentaires. C'est vrai que Tomorrowland, ça n'a rien à voir avec une petite fête de 300 personnes dans un mas avec un DJ qui va faire une presta de ouf, de folie et tout. Mais encore une fois, on revient au nerf de la guerre. Il y a des artistes de folie
qui vont jouer, qui d'habitude jouent pour 100 000 euros, qui n'accepteront jamais de jouer pour 300 personnes. Parce qu'une date de perdu, c'est 100 000 euros de perdu. Mais attention, il n'y a pas que l'artiste, il y a l'agent, parce que lui, il est rémunéré sur ce que gagne l'artiste. Donc ça veut dire que tout le monde doit être d'accord à perdre des sommes astronomiques. Et moi, ce que je respecte dans certains artistes, c'est ceux qui justement sont tellement au-dessus de tout ça, que justement, ils se laissent la latitude d'accepter de faire des petits trucs quand ça vaut le coup. Tu vois, des mecs comme Laurent Garnier ou d'autres. Voilà. Laurent Garnier, c'est un long débat, hein, ce Laurent Garnier, parce que c'est un long débat que je ne terminerai pas. Quand je le vois, moi j'étais fan de l'état d'esprit du gars, de l'artiste, de l'éclectique, de l'engagé. Et puis ce qu'il a fait, bravo encore une fois, comme je le fais à Guetta, je le fais à Garnier. Bravo, c'est en plus un mec qui joue ma musique, qui joue nos musiques, et donc il y a un gros respect. Moi, j'ai une petite amertume parce que ça fait des années qu'on l'a demandé à Family Picnic et qu'il a jamais eu le temps de venir. Hein. Bon, après, il a un planning de ministre. Alors voilà, juste pour info, je passe le courant, mais c'est moi qui gère sa radio maintenant. Ok. PBB. Donc je l'ai souvent au téléphone. Et il doit 2 ans et demi de date. Ouais. Voilà, c'est un peu lui qui m'a expliqué, il m'a dit un peu avec tous ces artistes-là. C'est vrai que le Covid a bien foutu la merde. Mais si tu veux, Christophe, bien évidemment, la prochaine fois que je l'ai au téléphone, non, mais ça changera pas. Ça changera pas. Wow. Je suis allé le voir derrière ses platines. Je lui ai dit, mais on peut parler 2 minutes? Il m'a dit oui. Ton agent, il m'en veut, tout ça. Non, mais pas du tout. C'est que je suis à fond, c'est que si, c'est que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Disons que ça sera pas pour 2023. Bah, ça sera pas, puis après il va arrêter. Donc ça sera... Il dit ça, mais bon, est-ce qu'il va vraiment arrêter? Écoute, voilà. Ça sera toujours un truc. Voilà, on a fait des gens qui sont très bien, qui sont très potes avec lui et qui sont vraiment des pionniers de la musique, hein, parce que c'en est un, hein. Laurent Garnier, c'est un pionnier. Et c'est pour ça et nous aussi, on essaye de garder au maximum l'état d'esprit de la rave, on va dire autorisé. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces artistes qui viennent, ils sont des vieux de la vieille, hein. Tu regardes Carl Cox, 58 ans, 57 ans, Sven, pareil, Sacha, Digweed, il y en a pas un qui est en dessous de 55 ans, là, hein. Là, on fait Tenaglia, cet été. Dany merde, c'est le 13 août. On fait Tenaglia le 13 août. Tenaglia, il a 62 ans. Il est bien, là, il se lâche, il est bien. Il a 62 ans, donc quand je le vois qu'il va jouer dans des événements sur le Montpellierin où il a 10 000 pastillés de 16 ans à 22 ans devant lui, je me dis putain, quand il a écrit le bouquin, est-ce que c'est vraiment ce qu'il a vraiment dans la tête, quoi. Mais après, si je te dis ça, parce qu'il y a de l'amertume. Mais s'il me dit, oh gros, viens, on va parler, on va dire des trucs. Arrête de dire des conneries parce que je suis juste à bloc, quoi. Et je sais que t'as les boules, mais c'est comme ça, je peux rien y faire, quoi. Voilà, c'est pas le bon tempo, tu vois. Donc, voilà, c'est très possible. Et ou alors, un jour, il dira, je vais y aller parce qu'il commence à me gonfler, le gros, de dire n'importe quoi, et ça me gonfle. Parce que je suis pas comme ça. Mais c'est du vent, hein, ce que je dis, mais c'est juste j'exprime un truc. Oui, mais et voilà. Et il y a tellement de gens qui nous disent, mais pourquoi vous le faites pas? Mais il doit venir. C'est chez lui, Family. C'est quand t'as entre Sacha, Digweed, Carl Cox, Tenaglia, tous ces mecs là qui sont des pionniers, des dinosaures comme lui, parce que t'es un dinosaure, t'entends, Garnier? Non mais t'es des dinosaures, ce mec là. On va l'appeler. Non mais ces mecs là, il doit être assis à côté d'eux, il est en train de boire un petit verre de c'est vrai que ça rouge. correspond à l'état d'esprit. Mais oui, à donf, quoi. Et puis tu sais quoi, grâce à nos statistiques, parce qu'on est super hype dans le truc, et j'ai mon collaborateur Ludovic Rambaud qui est assez tordu des statistiques, pour te dire que l'âge moyen, c'est 34,8. C'est 35 ans. C'est 35 ans. L'âge moyen des événements où on fait. Donc 35 ans, je sais pas, il faudra lui demander un jour, dis, tu t'aimes bien jouer devant des gamins de 18 ans ou t'aimes bien jouer devant des mecs qui ont à peu près la même gueule que toi? En moins marqué. Et puis il répondra, et puis il dira. Puis bon, c'est toute une discussion, c'est un long débat, et c'est quelqu'un que je respecte tellement trop pour, tu vois, c'est une peine de cœur, quoi. Je l'aurai au téléphone la semaine prochaine, donc non, ne lui en parle pas. Pas comme ça, je vais pas ça sert à rien.
Je dirais juste, il y a quand même de la motivation. J'en parlais entre nous parce que personne nous écoute. Ouais, voilà. Ici, entre amis, là. Si tu savais tout ce qui a été dit pendant ces interviews, un jour on fera une compile. Et puis surtout, il n'y a pas de replay qui font quelques milliers de vues après, c'est pas grave. Alors, justement, quelqu'un en a parlé et j'avais prévu de te poser la question, je pense que c'est le moment, après, avant de revenir sur la prod, mais la meilleure soirée à laquelle tu as participé, en tant que, on va faire les deux, en tant que spectateur, soirée ou événement, et en tant qu'acteur. Qu'est-ce que tu pourrais nous sortir là, un souvenir? Alors moi j'ai la vraie réponse, mais je le dirai après. Écoute, il y a deux soirées qui ont été importantes pour moi. Une à Rosario, en Argentine, qui était assez important parce que je me suis retrouvé, je devais jouer 2 heures, de 2 heures à 4 heures, et que j'ai arrêté, c'était 9 heures du matin, au bord d'un fleuve qui s'appelle Rio de la Plata, et dans une espèce d'arène, d'un club avec des marches comme ça, et les gens qui étaient là. Et à la fin, ça s'est fini où les gars, ils m'appelaient Santa Pux, parce que c'était assez émouvant, parce que j'ai joué, tu vois, notre Santa Pux. Tech House. Il la mérite, il l'a bien inventé. J'ai joué une espèce de Tech House percussive, tu sais, comme on faisait chez nous il y a quelques temps, une espèce de... Et puis ça tombait très bien, puisque par contre l'Amérique du Sud, ils ont un petit peu un petit wagon de retard, et ils sont dans tout ce qui est très festif, hispanique, tout ça. Il y a quelques années, ils étaient là-dedans. Et donc ça a été vraiment une super fusion là-bas. Donc ça, c'était un super moment. Le public sud-américain, c'est vrai que alors on en parlait avec d'autres artistes, même dans d'autres styles de musique. Je sais pas si tu connais la scène EBM, la scène industrielle, tu sais, c'est une niche, mais moi j'aime beaucoup. Et c'est vrai que il nous raconte chaque fois que l'Amérique latine, c'est avec la musique électronique, c'est bizarrement, on pourrait peut-être penser que c'est pas le cas, mais c'est très il se passe quelque chose là-bas, quoi. Ils ont voilà, il y a un truc. Brésil, Argentine, Mexique. Bah, écoute, t'as Cataneo qui remplit des stades, t'as Digweed qui remplit des stades, et chez nous, Cataneo, si tu fais 1000 personnes, c'est que tu l'as mis entre des mecs super connus d'ici, quoi. C'est une autre sensation. Mais tu vas aux Pays-Bas, hein, tu vas sur une plage que mon ami Olivier Dahl m'a fait rencontrer il y a des années, qui s'appelle Woodstock 69. C'est dans c'est sur la mer du Nord. C'est sur la mer, ouais. C'est sur la mer Nord, là, la Manche, là. Non, la mer du Nord. Attends, le Manche, c'est avec l'Angleterre. La Manche, c'est au nord la mer de la Belgique et des Pays-Bas. Je pense que c'est la mer du Nord. Moi, je dis une connerie. Non, parce qu'après, t'as une mer assez intérieure aussi. Après, quand on arrive en Scandinavie. Ouais, bien avant. Et là, c'est Woodstock 69. Et Cataneo joue devant à guichet fermé. La première fois, c'était un jour, et puis là, il en est à 3 soirs d'affilée, où il est 3 fois à guichet fermé, où il y a 5000 personnes. L'âge moyen, c'est 40 et quelques, 43, 45 ans, parce que moi, j'ai halluciné là-bas. Et ça remplit, et c'est complètement un autre monde. Encore une fois, la France, on est loin, quoi. On est la 5e roue du carrosse. Les mecs, si t'es pas une tête d'affiche que t'as vu sur Spotify, encore, parce que si tu te mets à Spotify, mais t'y vas pas, tu vois. Donc c'est l'Amérique du Sud, c'est un pays de fous de musique. Tout à fait. Et en tant que spectateur, du coup, là, on a vu, t'étais acteur là-bas, on est d'accord. Tu mixais, tu faisais, voilà. En tant que spectateur, un truc qui t'a laissé un souvenir de fou. Après, on fera une petite pause musicale. J'allais te dire, comme je te disais, je te parle la première fois où j'ai pris une claque, donc au Rage Dingue, la deuxième fois avec Forfait, et puis je vais vous parler quand même du parrain de ma fille, de ma grande, qui s'appelle Josh Wink, et qui a été aussi avec moi pendant un petit moment. Un gars assez cool, j'aime bien le dire, et son seul défaut, il a 2 défauts. Il en a plein d'autres, mais il a 2 qui sont insupportables. 1, il est vegan, 2, il est américain. et c'est des blagues qu'on se fait un petit peu entre nous, et c'est quelqu'un. Mais non, c'est la règle ici. Non, mais Josh, c'est énorme. J'ai joué avec lui, je sais pas, peut-être 25-30 fois, et au platine, c'est incroyable. Des fois, je m'arrêtais, je disais, mais Josh, c'est quoi qui tourne là? C'est quoi qui tourne? Parce qu'il y a la table,
la table de mixage, il y a aucun potard levé et il y a un truc qui tourne, groove, qui nous loupe, un truc de dingue. C'est quoi ce que je comprends pas en fait. Excuse-moi, hein, je comprends pas. Mais dis, mais c'est le side loops. Avant, on avait, là maintenant, on a des CDJ et tout. Mais avant, il avait un side loop, c'est une espèce de petit appareil comme ça, avec plusieurs pads de différentes grilles où tu loupais sur un temps, sur un quart de temps, sur un demi-temps, ou alors 8 temps, 16 temps et 32 temps. Et en fait, tu branchais ça direct sur la table et quand t'envoyais, tu faisais une boucle. Et voilà. Sauf que lui, il a enregistré en temps direct aussi, ce qui tournait et il a enregistré des loops. Les 2 morceaux qui tournaient, il faisait une boucle de ça, et puis il y avait plus de potard qui était levé puisqu'il était branché sur l'autre voix. Et c'était groove, c'était acide, c'était c'était ouf complet quoi. Et avoir fait alors j'étais spectateur en étant acteur, c'est avoir fait des mix avec Josh de folie parce que c'était un artiste du mix, vraiment du remix, très bon compositeur. Et du mix, c'est un magicien. Vraiment, j'ai pris des claques avec lui. Là, notamment le dernier ping-pong. On a tous pris des claques avec lui. Donc, j'ai fait un ping-pong avec lui là en 2019, je crois. C'était pour Family Picnic à Montpellier, le jour où il y avait Karl qui était là. Et d'ailleurs, c'est Josh qui nous a présenté à Karl. Et Josh qui va pas présenter Karl, qui m'a présenté Sven, qui va présenter d'autres personnes aussi. C'est lui qui m'a vraiment introduit dans le haut milieu de la musique électronique. Donc j'ai sorti 2 morceaux sur le label de Josh, 2 morceaux sur le label de Karl. On va faire une pause musicale. Attends, parce que d'abord on va faire un gros bisou à Jack de Marseille qui nous a rejoint. Salut mon Jack. Oh Jacko le crocro. Un gros bisou. Et attends. Justement, ça serait peut-être l'occasion de faire une petite pause. Non. Attends. Quoi ? J'ai dit que j'allais dire la vérité. Alors, Christophe a dit en tant qu'acteur quel était sa truc. Mais moi, je vais vous dire quelle est la vraie soirée qu'il a fait. Putain. Oui. En plus, il y a Jack qui est là, comme par hasard. Ah, mais Jacko, parfait. Mon petit Jack. Bon. Alors, vous savez tous la meilleure soirée de Tom Poux, la meilleure. Attends, je vais l'annoncer. Qui nous a changé la vie. C'est pas la Family Picnic. Tout le monde pense que c'est. Voilà, l'Argentine. Boris Brejcha aux arènes, c'est quoi? Mais c'est rien par rapport à ce qu'on va vous annoncer. Ça, cette soirée, on en a parlé. Attention, cette soirée on en a un petit peu parlé dans certains. À la soirée de David Carreta. Tu lui donnes des indices, moi je lui donne pas des indices, j'ai les photos d'abord. Et après on va faire en photo. Et là on veut des explications. Alors vous voyez tout le monde, vous pensez tous que la Famille Picnic c'est le chef-d'œuvre de Christophe. Eh ben non, je suis désolé, il est très loin de refaire ce qu'il a fait un jour. Voilà. Alors, je sais pas si. Non, je sais pas. Je sais pas si. Flipper, j'ai tellement fait des conneries. Alors je vais vous montrer une petite photo de moi, de Jack de Marseille. Vas-y. Je sais pas si c'est Jeff. Ouais, c'est. Attends, pardon, vous la voyez pas. Jack Kimix, c'est mon petit Jaco qui vient d'arriver. C'est génial, il vient d'arriver sur le chat quand même. Jeff derrière, non ? Et c'est Jeff Strike derrière. Jeff Strike et Jack de Marseille. Allez, je vous en montre une autre. Regardez, c'est une soirée avec Jack de Marseille, avec un mec un peu bizarre espagnol qui s'appelle Jean-Bruce. Il y a un gars qui a une tête de pervers. C'est ce Mexicain là. Benjamin le Dauphin au milieu qui est avec tête de pervers. Qui c'est la tête de Mexicain à droite là ? Ouais, c'est bizarre. Il avait un bouc et des cheveux longs. Alors attendez, je vous montre un setup maintenant. Un setup d'un certain David Carreta. Oh putain. Un live de David Carreta. Et s'il vous plaît, un Allemand. DJL. Oh putain. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais où c'était ? Mais c'était un truc de fou, combien il y avait de personnes ? Dans un bar à pute. Dans un bar à hôtesse, s'il te plaît, merde. Soyons polis. Pardon, je me suis emporté. Alors comme il y avait de personnes à la soirée, un truc de fou, il devait y avoir quoi ? 20 personnes. Et c'est ça la meilleure soirée de Christophe. C'était s'il vous plaît, Jack de Marseille, David Carreta, et toi Christophe, donc Tom Poux, et DJL à Béziers au rond-point, là où il y a maintenant en face la Gorge Fraîche. Alors est-ce que tu peux nous rappeler il faut nous raconter pourquoi ça finit là-bas, parce que vous nous entendez bien que Christophe n'a pas organisé. On a eu la version de Carreta, on a eu la version de Jack avec une bagarre qui a éclaté à la fin. Il nous faut ta version. Mais surtout c'est toi qui as organisé ça. Attends, on va remettre les photos. T'as vraiment un trou de mémoire ou t'es confus? Putain les gars, il s'en rappelle plus. Ou alors j'ai écarté le truc parce que je voulais l'oublier. C'est ça, ouais.
C'est toi qui organisais. Je sais pas pourquoi j'ai pas la photo de toi. Je sais pas pourquoi. Il y a pas de photo de moi. Je considère que cette information est fausse. Cette information. Je comprends pas pourquoi. Je crois qu'il y a c'est moi qui organisais. Ouais. C'est toi qui organisais. Alors d'après ce qu'a dit David Carretta et Jack, je vous présente mes excuses. Ah non et non parce qu'en fait il y a une raison à tout ça. Il y avait une soirée que tu organisais. C'est où là? C'est où ça? Ça c'est. Tu vois la gorge fraîche. Tu vois le pont noir. Oui, la gorge fraîche. Ouais, tu vois le bar à hôtesse qu'il y avait avant, en face. En face. T'avais une discothèque gay qui s'appelait le Scorpion. Ouais. Bon. Ça je vois bien. Ouais. C'était là. Ah mais attends, c'était le Barabas. Non, le Barabas c'est sur la place d'Espagne. Place d'Espagne, non. Là on est au rond-point là. Là, tu vois la gorge fraîche. Tu vois la gorge fraîche avec le laser Quest en face. Oui. Et c'est juste là dans le rond-point. Il y avait une sorte de club. C'était un club gay. Après ça a été une espèce de bar à hôtesse. Et là, c'était l'époque bar à hôtesse. Et en fait, ça a été un repli pour toi parce que cette soirée devait bien sûr être dans un autre endroit. De gens que je dirais pas le nom parce que j'ai oublié qui t'ont mis à l'amende. Ça a été annulé au dernier moment. Et tu peux pas te retrouver avec DJL, Jack de Marseille, Carretta qui va avec son Atari ST et regarde le matos qu'il avait là. Oh, et tu t'es dit, il faut que je trouve un plan de repris. Et on s'est retrouvés là-bas et c'était fantastique. Il y avait Loloman. Il y avait Jeff Strike. C'était presque une soirée privée entre nous. Tu nous as fait ce cadeau. Je vous présente toutes mes excuses. Mais non, tu nous as fait un concert privé de Carretta. Tu te rends compte? Mais qu'est-ce qu'ils ont dû vivre ces mecs-là, Carretta, Jack. C'est un bon souvenir. Ils l'ont bien vécu. Et même Jack. Parce que c'est un souvenir, ça se finit par une bagarre de gitans. Putain. Les gitans ils se sont mis sur la gueule. Ma ville de Béziers, oh là là, putain. Bah c'est un bar hôtesse si tu veux, donc à la base. De toute façon, avec Jack de Marseille, ça pouvait que finir dans un bar hôtesse. Et dans un ancien club gay, donc parce qu'il c'est les deux. Jack il aime les hommes, les femmes, les chiens, les plantes vertes. Voilà. Il aime tout le monde. Et le tennis, c'est un grand sportif, Jack. Ouais, Jack, c'est un grand sportif. Bon, mais d'accord, t'as pas plus de ça à raconter alors, du coup. Sûr. Bah ça devait se passer. Parce qu'elle nous a marqué. Mais les gars, tu nous as mené DJL, Carretta. Mais nous on sort les archives, nous les fous. Non, franchement, je l'ai effacé de ma mémoire. Vraiment. Vous voulez me le rappeler? C'était quelle année ça? Quelle année? 98. Mon Dieu. 22, et ouais, 23, les gens. 24 ans. Paul Cabrenner aux arènes. Mais franchement, t'as fait DJL au rond-point. C'est pas le premier boss que je ramène. Du pont noir au rond-point. Moi, je trouve que c'est plus fort encore. Franchement. C'est sûr que c'est plus fort. DJL au rond-point de l'ours. C'est pour éviter de se finir pareil, ça serait bien. Bagarre de Noël. C'était magnifique. On va faire une petite pause musicale, c'est réclamé. Alors attends, parce qu'il faut que je prépare la pochette. Un morceau de. On va mettre un morceau. Christophe, il y a un morceau que tu. Comme ça, on fait une petite pause pipi, tout ça. Est-ce que tu as un morceau à toi qui te tiendra à cœur, que tu voudrais nous partager, un morceau à toi? Si vous voulez, c'est quoi que tu vas mettre alors? Alors attention, parce que c'est toi qui choisis. Me demande pas Lily parce que c'est le seul que je sais pas. Non, mais globalement, on a plus ou moins tes tracks, donc tu nous sors. Je sais pas. Amande douce, tu Allez, mais Amande douce. Allez, les copains, on met une petite pause musicale. J'aurai une surprise après la pause musicale, je vous le dis. On serait pas coupé, je pense, pendant ça. Attends, je cherche la pochette pour mettre Amande douce. Et je vais aller chercher à boire parce que j'avoue que j'ai faim. Alors Amande douce, c'était quelle année, Amande douce? J'ai cherché à boire parce que j'ai faim. 2007. Spécial. Ouais, ça c'est moi et mes lapsus. Il y en a des gens qui sont fans de mes fautes de. Alors c'est le Special 45. Amande douce. Il y avait. On en parlera après. De toute façon, on va arriver sur ta disco. Alors j'ai un petit message normalement que je mets. Attends. Parce que les gens des fois ils comprennent pas, mais c'est fini ou pas. Alors je suis obligé de mettre un message en rouge en gros pour préciser que non on va revenir. Nikita dit c'est post caca pour Christophe et pas pipi. Non, n'importe quoi. Nikita, fais bien attention, sinon je vais leur raconter l'histoire de Nikita chez moi avec des amis à moi. On l'appellera après pour le raconter. Avec des yeux bleus qui parlent italien, fais gaffe. Ah, on veut pas. Oh là là. Allez, on coupe les micros, on se rejoint après la pause. Allez, et j'ai une petite surprise après la pause. Petite pause, reste avec nous les copains.
Et on l'aura écouté jusqu'au bout. Tom Poux, Amande douce. On en parlera après, on va commencer à parler de la prod. Allez, un petit jingle et on reprend les enfants. C'est parti. Ah, c'est pas le bon. La question maximum. Moi j'écoute Radio Punch. Regarde. C'est génial. Regarde, fais ça. Radio Punch. Tu sais comment ils font? Oh putain, c'est génial. Radio Punch. Radio comme une radio. Et punch comme ça. Voilà, de retour sur Radio Punch. Ouais, je me suis trompé, j'ai mis la question maximum. Ouais, ça... Voilà. Michel Jingle maintenant. Ça aussi, ça va rester. Donc, de retour sur l'émission, juste pour vous rappeler que bien sûr, si vous préférez le confort de Twitch, vous pouvez, il y a le lien Twitch, vous pouvez vous cliquer dessus, ils sont 4, 5, 6 à être déjà. Je suis le chat, je suis les questions, il y en a certaines que j'ai zappées, mais parce que c'est compliqué des fois d'en placer une dans cette conversation passionnée. Donc on va quand même parler, on fait une petite pause aussi les gars, juste 2 secondes pour vous dire qu'il y a des choses qui vont se passer. Donc ça, regardez, c'est le 10 avril, c'est Nicolas Cad. Nicolas Cad sera notre invité le 10 avril. Vous savez que ça a été reporté parce que Jean et moi on se sentait pas très bien, faut dire. Donc il est sur le chat, Nico. Donc du coup on l'aura un dimanche, on commencera un peu plus tôt parce qu'on fera de temps en temps des émissions de dimanche à 21h. Il y a aussi autre chose qui... Attends, tu pourras parler après, on fera un lavé, tout bien. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des amis qui s'appellent Urnex Record, que tu connais, Christophe, il t'avait fait jouer, rappelle-toi, à Alès, là, on avait fait un truc, on avait joué ensemble. T'étais venu avec Fred de 7. Oui. Voilà, donc du coup, ils ont sorti une compile, et regardez, qu'est-ce qu'il y a sur la compile? Il y a Jean-Bruce et Dauphin, ouais, on a fait un petit track, voilà, ils m'ont demandé si on avait un petit track qui traînait, on en avait un. Effectivement. Donc c'est sorti aujourd'hui. Donc c'est le Common Step. Voilà, c'est sorti sur toutes les plateformes. Voilà, donc vous pouvez aller sur le site et leur page web et leur Facebook Urnex. Vous trouverez très facilement. On en parlera parce qu'on va les inviter bientôt dans notre émission. Deuxième petite annonce. Je suis désolé, il y en a beaucoup. Demain, on sera au salon du disque et du vinyle et de la musique. Vous pourrez retrouver un certain Jean-Bruce et Benjamin Dauphin. C'est à Agde. Donc ça dure 2 jours. Nous on sera là que demain. Et on va, parce qu'on a aussi une boutique de vinyle sur Discog, donc on va mettre beaucoup de disques en vente. Donc vous pouvez aller venir. Pendant que moi je vais vendre, Benjamin il mixera New Wave. Il paraîtra que je vais faire un set Synth-Pop New Wave d'1 heure en vinyle. Ouais, il paraît. Bon, je sais pas encore à quelle heure, entre 14h et 17h. Voilà. Ah non, Messenger. Un Messenger, mais attends, parce que Christophe essaie de m'envoyer un track depuis tout à l'heure, mais on va y arriver, on le fera en live, c'est pas grave. Voilà, juste qu'est-ce qu'on fait après demain, une fois qu'on a vu le salon du vinyle et de la musique, et on va au PZ City Club à Montpellier voir Tom Poux, B2B, Joy, Kitty Conti, toujours avec Cyril M bien évidemment. DJ Salade. DJ ou alias DJ, ça va rester ça, attention parce qu'on va là. on va le remettre. Voilà, donc du coup, c'était les petites annonces à faire de routine. Et puis j'ai aussi une petite surprise. J'ai reçu. On l'a reçu. Alors tu as reçu. C'est sûr. Mais je vais vous mettre. Regarde, je vais te mettre une vidéo. Quelqu'un à l'écran. Tiens, regarde, Christophe. Un certain bonhomme qu'on connaît, avec Christophe, regarde l'écran en haut. Ah. Oh bordel. Je crois qu'il s'appelle DJ Sébastien. Est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'il est là? De la bassline. J'étais même pas au courant. De la bassline. Est-ce qu'il nous entend le monsieur? Seb, je sais même pas s'il nous entend. Ouais, il t'entend. Oh putain, regardez cette voix de radio. T'as vu cette voix de radio, man. Est-ce que c'est pas Si ça, c'est pas les Kings. Et regardez, du bleu en bas, du rouge, quel studio, sans déconner. Wow. On se croirait dans un truc de cinéma, tu sais, un décor de cinéma de truc. J'étais pas au courant, je suis content, Seb, de te voir. Voilà, on a Seb, on reparlera. Bon, on va te reprendre, Seb. J'ai même fait on va te reprendre. Comme il n'y a pas de Joy, regarde, j'ai même fait une vue à 4. Regardez, on va pouvoir même. C'est magnifique. Voilà. Donc, écoute, Jean, on peut reprendre ce cours de cette émission. Et comme il y a Sébastien avec nous, on pourra même, du coup, revenir sur peut-être l'époque, Christophe, si tu as des choses. Ou si Sébastien a des anecdotes aussi. T'as suivi l'émission Il était avec un pote. Je sais pas si tu m'entends là. Je sais pas si m'entends. Si, t'entends. Il y a un petit excuse-moi, tu me disais? Ouais, je te disais, t'as écouté le début de l'émission? Pas du tout. Ah, voilà, non, il était en soirée. Chris te faisait un hommage et racontait l'époque où vous faisiez du son ensemble à l'époque du New York et ta virtuosité musicale, il en a parlé longuement.
Ah, c'est gentil, mais j'irai écouter le replay avec grand plaisir. Voilà. Qui sera posté, je vous rappelle maintenant, on poste le replay sur YouTube dans la semaine. Voilà, c'est la nouveauté. Parce que c'est vrai que c'est chiant de regarder des vidéos sur Facebook, c'est pas trop fait pour. Donc Moi, si j'avais su plus tôt qu'il avait été invité ce soir, je vous aurais sorti des vieux dossiers, donc j'ai pas eu le temps. C'est dommage. Eh ben, je suis bien content, tu vois. tu vois. Écoute, on en a sorti un juste avant la pause musicale. Donc Moi, j'ai juste eu le temps d'aller fouiner, mais vraiment le temps que j'arrive dans un petit truc. J'ai trouvé une vidéo, j'ai fait un arrêt sur image, j'ai fait une capture d'écran. Il faut que je te l'envoie. Ah ben, mais écoute, mais juste pour la forme. Vraiment. Je te l'envoie sur Messenger. Je leur ai tous dit que t'étais le genre d'artiste qui en quelques heures pouvait faire un morceau pour le cadeau d'anniversaire d'un pote. Donc voilà, donc tu faisais partie de cette élite là. Donc s'il te plaît, envoie pas des trucs trop pourris. Oh non, c'est gentil. Ouais. Est-ce qu'on voit un sexe? 2 minutes 15. Ah, pas du tout, non. Pas de sexe. Je rentre pas là. Non, parce que moi j'ai un certain Anthony Adam aussi qui m'a. C'est une capture d'écran d'une époque, voilà, où on traînait beaucoup ensemble. Enfin, il était pas du tout DJ à l'époque. Hein. C'est clair. Ouais, je t'ai envoyé la photo, Ben, sur Messenger. Ah ouais, attends, mais je vais la récupérer. Comment ça? Voilà, c'est rigolo. C'est une capture d'écran, mais il va peut-être reconnaître où c'était parce qu'il venait nous voir de temps en temps. Ah non, tu l'as envoyé sur quoi, sur Messenger? Parce que je l'ai pas reçu. T'as pas fait envoyer alors? Messenger Nocturbulus. Ah pardon, autant pour moi. Il l'a envoyé à quelqu'un d'autre, tu sais, à qui il l'a envoyé, il l'a envoyé. Ah, autant pour madame. Autant pour moi. Oui. C'est bon, je vais la mettre à l'écran. Je me rappelle de ce studio de Seb avec le sol en jonc. Ah oui. Qui était un vrai, qui était vraiment, tu vois, c'était un moment pour moi ces années-là, c'était un moment perché dans le temps entre le club où on s'éclatait et le studio où on finissait beaucoup de nos soirées de Seb et on prenait beaucoup de poppers aussi. Et d'ailleurs, c'est dangereux pour la santé, nous, évidemment. C'est très dangereux. Mais ça coûte pas cher, ça coûte 15 € en sexe shop. Non, mais ça dilate bien les veines et le sang. Et puis surtout, ça dilate le trou du cul. Et pour nous, c'était important à cette époque-là. Alors d'ailleurs, à cette époque-là, j'ai la photo de l'époque. Attention, on a passé minuit, c'est bon. Minuit. Attention, j'ai la photo de l'époque. On a passé minuit. J'ai la photo du trou du cul d'ailleurs. Je la connais. Oh nom de Dieu, putain. Je la connais, la fille à côté. Elle était au collège Paul Riquet. T'es sérieux là? 105 x 7 énergie. C'est où ça? Mais attends, ça c'est énergie ça. Ça c'est énergie. Ouais, c'est énergie. Ça c'est dans un bureau d'énergie. Alors, vous avez pris du Quick? Je sais pas pourquoi, je pense que vous preniez du Quick à l'époque à emporter. Ah là là, mais cette fille-là, elle bossait, je ne sais plus qui c'était, ça me dit quelque chose. Elle faisait de l'athlétisme. Elle était standardiste. Je la connaissais de l'athlétisme et elle était au collège Paul Riquet. C'était une amie d'une copine qui s'appelait Isabelle Martin. Et elle était copine. Et elle aimait les pommes, je m'en souviens. Ouais, c'est vrai. Non, elle aimait les pommes. J'aurais pas son nom, mais c'était important. Donc Sébastien, d'ailleurs, on l'a rencontré. Tu vois, moi, c'était la cerise sur le gâteau. Donc pour moi, artiste, compositeur, cheveux longs, blancs, dans le vent. La tu voix, vois là. Et quand tu le vois à la radio et que tu l'entends parler comme ça, salut, c'est Sébastien dans la radio. Je suis ravi de vous recevoir ce soir. J'espère que je pourrai vous montrer toutes les parties de mon corps que vous avez toujours voulu voir. Et je mets des lentilles parce qu'avec les lunettes ça fait trop intellectuel. T'as vu cette voix sexuelle? Ouais, mais lui il est en dessous, il a 2 tons en dessous. Alors Sébastien, on remercie parce que ce studio, c'est un peu grâce à lui qu'il est là d'ailleurs. Hein, je vous le remontre. Hein, donc on a quand même bien bossé ensemble. Donc encore une fois. D'ailleurs, vous avez tous une belle voix du coup. Ah ouais, et le traitement qu'on entend. Presque ta voix. Le traitement. Attends, parce qu'ils entendent pas le traitement. Attends, je vous mets le traitement. Oh putain, ça va nous péter les oreilles. Ils n'entendent pas ce que les gens entendent. Vous entendez le traitement là, la voix traitée, c'est un peu mieux ou pas? Là vous avez le traitement. Oui, mais là c'est trop. Voilà, ça c'est le traitement que les auditeurs entendent. Moi aussi j'aimais bien entendent. dire ça. J'aimais bien dire quand j'avais travaillé avec Sébastien sur un truc, alors que c'est lui qui avait tout fait. Hein. Je disais ouais, on a travaillé sur un truc, c'était génial. C'est toujours quand on travaille à deux, il y a forcément une personne qui est aux manettes et puis les idées arrivent des 2 personnes. Faut pas dire. Ouais, d'accord. Faut qu'on se parle. J'enlève le traitement du casque des invités. J'ai beaucoup travaillé avec Jacques de Marseille. Qui est sur le chat. Il est là avec nous d'ailleurs. Il est là avec nous. Sacré Jacques, le crocou. Il est là, Jaco. Ah là là, mon Dieu. Et alors des photos, on en avait sorti aussi. Bon, on va pas retourner dans le dossier Sébastien, mais putain, t'imagines tous les dossiers qu'il a, Sébastien quand même. Hein et surtout les archives qu'il a.
Les cassettes vidéo qu'il enregistrait au New York, parce qu'il enregistrait sur cassette audio à l'époque. Ouais. Ça encaissait bien et il a des archives de malade. J'espère que tu vas continuer à le. J'avais commencé pendant le Covid à. Ouais, je sais. La première Borealis, tu nous as mis un. Donc. Ouais, ça c'était J'ai énorme. mis les Borealis, j'ai mis une grosse partie des soirées des Pingouins. Oui. C'était quand Seb cette soirée où Francesco a joué avec un chapeau sur la tête et qu'il a envoûté tout le monde Mais là. c'était l'époque où il jouait tout le temps avec son chapeau en fait. C'est-à-dire que. Ouais, mais l'année où il a joué au New York là et qu'on a tous pris une claque. C'est lui qui avait joué le remix de Morricante, non? Oui, mais je l'ai cette soirée recordée. C'était 93 ou 14. Faut que tu nous la sortes. Mais je me demande si je l'ai pas posté. Moi, ça me dit quelque chose. Hein. Il faut que je regarde sur le. C'est Mixcloud ou Soundcloud quoi. J'avais créé un Mixcloud, je crois. Mixcloud exprès où je mettais toutes les anciennes soirées de la boîte et il me semble qu'il y a Farfa et si elle y est pas, je la mettrai parce que je sais que je l'ai. Ok. Et effectivement, il avait fait un set de tueurs parce que il nous avait sorti des trucs, un remix un morceau qui était sorti sur UMM à l'époque. Tout le monde le voulait. Je me rappelle plus du titre, mais à chaque fois qu'on joue ce morceau, il est intemporel avec des espèces de percus là qui assez minimalistes et c'était sa marque de fabrique ça. Je pourrais pas te dire. Par contre, moi, j'ai une anecdote à raconter maintenant. Alors Christophe, on va voir si t'as à nouveau de la mémoire. Alors du coup, tu me fais peur parce que si t'as complètement oublié que t'as fait venir DJ à la Béziers. Oh, mais il y a des trucs que tu fais exprès de les oublier quand même, tu vois. Donc, à propos de Francisco Farfa, donc à l'époque où Francisco. Francisco Farfa, faut italiano. It's not al dente, c'est pas al dente là. C'est vrai. T'as 25 secondes. 25 secondes trop tard, Christophe. C'est pas bon les pâtes. Bon bref. Donc du coup, c'était une boîte de nuit au Gros du Roi. C'était un after où c'était des pièces de maison. T'avais un côté salle de bain, t'avais un bar au central, t'avais un côté salle de bain, un côté chambre. Comment il s'appelait cet after, Seb ? C'était fabuleux. C'était une bac. Alors, j'étais à une soirée sur Béziers avec un certain Cédric Cossec, un certain Jeff Strike, un certain Chaotic Ramsès. Chaotic Ramsès. Et on était chez Cédric Cossec à 7. Attends, on était à Béziers. On finit chez Cédric Cossec à 7. On commence à vouloir jouer au tarot. Et puis là, qui c'est qui nous dit, ah non, mais attends, on va aller à la boîte, je crois qu'il y a Christophe qui va venir avec Francisco Farfa. Un after. Francisco, t'es sûr que c'était Francisco? J'arriverai pas. Bon, Farfa, voilà, Farfa. Je sais pas si c'était Francisco. Hein. Attends. C'était pas Francisco de Navarre ou Francisco. Non? Donc Farfa, ça sera plus simple. On va finir. Tout est enregistré, j'espère. Là, oui, bien sûr, toutes mes vannes. On va faire de l'argent. On va même faire une compile pardon. Fantasy. T'envoies des mauvaises vannes. Alors, tout ça pour dire que je me retrouve dans une espèce de boîte au gros dargue. Allez, merci. Alors, aujourd'hui, les entrecôtes. Oh putain. Elles étaient pas saignantes. Allez, donc du coup, j'arrive là-bas, Francisco. Je me retrouve dans le coin cuisine, donc un bar, et je joue au tarot avec Jeff Strike, Cédric et Chaotic Ramsès. Et là, t'as débarqué avec Farfa, je vais dire, ça sera plus simple. Et là, vous êtes mis aux platines. Et moi, je joue au tarot. Tu nous as vu d'ailleurs. Je sais pas, qu'est-ce que vous faites là, en train de jouer au tarot dans le coin cuisine là. T'avais un coin salle de bain, un coin salon. Tu te rappelles pas de cette boîte? C'était un after. C'est vers le Gros du Roi, mais c'était énorme. Le Gros du Roi. Ouais. Et c'était, il y avait un bar central et autour du bar, t'avais des pièces. Et là, t'as commencé à jouer avec Farfa. Et c'était, et moi, je joue au tarot avec mon ami Jeff, Cédric et Chaotic. Tu vois, c'est une époque que je regrette parce qu'en fait, tu pouvais te retrouver dans des petits endroits comme ça, avec des gens, des DJ connus, forts. Complètement improbable. Et Farfa qui te fait un mix de malade avec toi d'ailleurs. T'as fait un peu un ping-pong avec lui. Après, c'était fabuleux. Ben. Ouais. Tu m'entends? Est-ce que tu t'es pas fait légèrement dégagé de Facebook avec le scud que t'as passé juste avant? Je pense pas, on est encore là. Le amende de douce? Ouais. Pourquoi? Non, on est toujours là. Ah ouais, bah écoute, moi je vous vois plus. Parce que rafraîchis, parce que c'est Facebook. Non, parce que si Speicher, si jamais Zuckerberg vire du Speicher. Qu'est-ce qu'il y connaît en Speicher, Zuckerberg? On m'explique? Exactement, voilà. Donc il connaît pas BMG, Record, ou ça il connaît. C'est quoi qui fait chier à chaque fois? C'est BMG qui font chier, c'est qui sur Facebook? Sony Music. Sony, ouais, voilà, un gros. Warner et Sony, c'est les deux. Warner, voilà.
Oui, mais bon. T'imagines, il y a un gars qui, parce que faut savoir comment ça marche. Tu mets ton morceau sur Facebook et tu dis je ne veux pas qu'il soit partagé. Ça veut dire qu'il y a toute une équipe à Warner qui doit être payée pour rentrer les morceaux pour pas qu'on puisse les passer. C'est sale quand même quand tu réfléchis. Que c'est mauvais esprit quand même. Et payer des gars pour leur dire attendez, on perd des royalties, on n'a pas de sous nous. Je vais arrêter. Sinon je suis parti pour encore 2 heures et je vais encore faire des lapsus. Voilà. Allez, on reprend le cours de l'émission. Des questions. Il y a une pareil, ça a été réclamé, puis c'était ce que j'avais prévu de faire aussi, c'est de parler un peu de la... Alors, c'est vrai qu'il y a eu évidemment, ça correspond, il y a eu ton accident, après il y a eu la famille. Il y a eu une période où tu étais très actif en termes de production discographique. Ouais. Il y a eu une dizaine d'années là qui ont juste avant mon accident. Les années 2000, on va dire. Entre 2000 et 2008. Oui, mais même jusqu'à 2010, tu as été quand même assez actif. On va parler de cette période où tu as beaucoup sorti de tracks, de maxi, de remix. Tu as collaboré avec, pareil, pas mal de monde, pas mal de labels aussi importants. Ouais, il y avait Kling Klong, il y avait Compact, il y avait Spacer, il y avait... Hypnotic Music. Bon, on peut commencer à mettre des extraits, genre. Ovum, ton label que tu as créé, Movement aussi. Movement, ouais, que j'ai laissé tomber il y a quelques années, ouais. Pour quelle raison? Des amis. Parce que c'était trop compliqué de tout faire en même temps, que j'étais tout seul et que Ludo m'avait pas encore rejoint sur le label. Et là maintenant, le fait d'être une machine plus importante avec des investissements plus importants, tu as plus de personnes qui bossent sur plusieurs postes différents et donc tu peux assumer la gestion d'un label. Et même si on est souvent à l'arrache dans le rythme effréné des sorties. J'étais obligé. Là, j'étais tout seul. Donc, j'ai pas pu continuer. Tu veux dire un truc, Seb? Ouais, je reviens juste sur ce que Christophe disait tout à l'heure sur le set de Francesco Farfa. Je l'ai retrouvé. C'est pas Francisco? De Francisco Farfa. Je l'avais bien mis en ligne et le même soir, il y avait Paul Van Dyk. Ah oui, en plus, putain. Les soirées qu'il y avait quand même, ça plaisantait pas au New York quand même. Et donc, la session, il y a Paul Van Dyk et Francesco Farfa. Allez, sur le Miss Cloud? Ouais, et je t'envoie le lien dans le truc là. J'aimerais bien, comme ça je vais l'écouter. Et paf. Et elle est écoutable n'importe quand, la Seb? Oui. Bah, elle est en ligne, quoi. Ouais, elle est en ligne. Attends, tu me l'envoies par Messenger, par contre. Envoie-la moi aussi, comme ça je vais l'écouter demain. Ça y est. Tu l'as mis sur le chat, carrément. Voilà, tout le monde peut y aller. Tout le monde pourra écouter. Tout le monde pourra écouter. Mais c'était plus rapide que maintenant, non? Il me semble. Ah, mais de toute façon, à l'époque, la musique était... On va mettre un extrait. Tu peux me l'envoyer par contre, sur mon Messenger, parce que moi, c'est compliqué là, si je veux récupérer. Quand j'écoute tout ce qui se faisait dans les années 90, tout ça, on était minimum 130. C'était le minimum. C'était le début, oui. Ouais. Mais minimum, quoi. C'est-à-dire, quand tu joues un truc à 128, limite, tu disais que tu fais de la type, alors que maintenant, c'est du 119, 120, 122, 125 grand max. Même la techno est à 125, alors que la techno, avant, elle bastonnait à 134, 135, enfin voilà, quoi. Et 140, ça allait vite aussi, ça y arrivait. C'est pas plus mal parce que je m'aperçois quand on écoute des trucs rapides, on se dit, mais putain, mais comment on pouvait danser là-dessus, quoi. C'est clair. T'as Joy Kitty Conti qui te dit bonjour Seb. Oh, mi amigo. Attends, mais je vais dire bonjour de vive voix. Je suis là et je vais lui répondre sur le chat. Voilà. Alors, une question d'Olive qui est très bien. Je vais te la poser. Humainement, quel est l'artiste qui t'a le plus impressionné humainement? On oublie le côté hype, le côté même le côté technique. Le côté talent, le côté... À moi tu parles? Oui, c'est à toi, c'est toi l'invité de tu parles à c'est toi l'invité. Moi j'étais bien, j'étais à la maison, tranquille. Bonjour. Tu restes l'invité de l'émission. Humainement, un artiste qui... Hormis Joy? Ouais, voilà, t'en avais déjà parlé, donc de Joy. Josh. Ouais. Josh, et humainement est très... il veut pas faire un pas plus haut que l'autre. Il y a aussi Mark Romboy qui est une patte, vraiment et Karl. Karl, c'est un enfant en fait. C'est un vrai enfant. Il est tel qu'on le voit de s'émerveiller un peu de rien. C'est un enfant. Ouais, ouais. C'est un enfant qui vit une vie d'enfant en fait, de grand enfant. On lui fait tout. On le
le conditionne pour tout. Il suffit qu'il dise qu'il veut faire un truc pour que, si c'est pas gênant pour lui, pour sa sécurité, pour son poids, pour son machin, qu'on lui dise ok, on le met dans les meilleures conditions. C'est un enfant dont on prend très 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 grand soin, quoi. Il a deux passions, l'automobile, la moto et la musique, quoi. Et donc humainement c'est quelqu'un de très bien. Voilà. Moi j'avais apprécié, je rebondis sur ce que tu dis sur Carl Cox. Moi je suis pas trop fan de Carl Cox. Alors attends, qu'on s'entende bien. Hein. Je suis pas un grand fan d'un mix de Carl Cox. C'est pas un truc qui va me faire me déplacer, etc. Par contre, ce que j'apprécie beaucoup, c'est pareil. Tu vois, il y a des périodes qui sont intéressantes. Moi j'aime beaucoup le Carl Cox de l'époque où il jouait breakbeat en Angleterre, 90, 11, 12. Et quand il y a eu le Covid, il a fait un podcast. Et quand tu parles d'un gamin, c'est que il était chez lui, donc il y avait des vinyles, des dizaines de milliers de vinyles, et tu le voyais déambuler dans ses disques. Avec l'œil qui pétille tu vois qu'il se forçait pas. Hein. Ouais. C'était pas je me la raconte, j'ai des disques. C'était je suis un gamin dans un magasin de jouets. Et il a mixé breakbeat. Alors là, il m'a fait un kiff. Anglais en plus, à l'anglais. Breakbeat old school anglais. Moi, il m'a fait kiffer. UK, c'était fabuleux. Il m'a tué. Alors après, il s'est fait zapper par Facebook, par contre. Ouais, c'est vrai. Ça fait chier. 10 000, il est monté à 10 000. Non, j'exagère. Ah mais en live c'était énorme. Je crois 8000 un truc. Ouais, si, entre 8000 personnes en même temps qui regardaient. Voilà. Et culture musicale de notre monde. Voilà. Et en fait, si tu veux, ce qui ressort de ça, c'est pas qu'il a fait un mix technique, que ça. C'est toujours bien, mais tu sens, comme tu disais, une espèce de gamin qui vient, qui se dit on est dans le Covid là, c'est gratos, je vais me faire un set breakbeat UK hardcore. Et il a ressorti tous ses vieux scuds. Et j'ai trouvé ça, j'ai dit putain c'est génial de voir les mecs qui sont un peu en position un peu de force. Alors Jean, ouais, juste parce que il y a quelqu'un qui tousse là parce qu'il y a quelqu'un qui voulait nous dire au revoir. Je crois que tu peux retousser Aude pour voir parce que tu tousses bien je trouve. Qui c'est ça? Je crois qu'elle était au lit. Je crois que t'étais au lit toi. Elle voulait aller au lit, elle voulait une dur. T'es pas au lit? Oui, mais si je voulais y aller au Pourquoi tu prends une petite voix comme ça un peu Parce que je fais faire croire que je suis gentille. Mais ça marchera pas. Ah merde. Sorcière de merde, c'est pas vrai ça. C'est moi. Coucou ma princesse. Celle qui gagne des poissons. Coucou ma princesse. Salut, ça va? Et comment ça se fait que t'es pas encore au dodo à cette heure-ci? On dirait l'école des fans là, ça devient bizarre. C'est ça. Ouais, grave. On va éviter. Pour ton interview. Ouais. Est-ce que tu vas apprendre à conduire à des gens demain? Non, je suis en vacances. Ah génial. Oui, finisse la maison. Ouais. Oui, elle poste une photo, c'est trop bien, faut qu'on vienne. Très zèbre chez elle. Très zèbre. Très zèbre. Et la barre Doppeldance, elle est où, en fait? Je l'ai pas vue. Elle est dans mon ancien appartement, elle va arriver. On la mettra pour l'after quand tu viendras, Benja, t'inquiète pas. On va l'installer. Christophe, faudra que tu l'essayes aussi. Ouais, mais faudra que tu mettes, parce que tout à l'heure il a dit son poids, faudra que tu mettes des tire-fonds très. Ça tiendra, et au pire si ça casse, maintenant je suis proprio, c'est pas grave, j'assumerai. On le fera. On fera réparer un Bubble. Tu rajouteras une option à l'assurance. On fera réparer un Bubble. Exactement. Ouais, je prendrai une assurance non, tout ouais, risque. Je suis passé de 112 kilos à 100 kilos, les gars. J'en suis loin du poids qu'il faut. Tu fais pas plus 100 kilos, tu fais costaud, mais pas à 100 quoi. C'est le mec stock quoi, tu vois. Ben moi, c'est un peu bravo, et moi c'est un peu pareil, j'étais à 112 il y a un an, je suis à 93 aujourd'hui. Ouais, personne ne ment ici, d'accord? D'accord, bon, va falloir qu'on fasse un apéro pour fêter ça, les gars, du coup. Hein d'accord. Ok, voilà. On invitera Joy alors, Nikita. Nikita, j'ai une question. Ta gueule, Benja. Oh là là, mais c'est pas vrai ça, on peut plus dire des trucs alors. On peut plus dire le mot Joy sans que tout le monde s'allume comme un sapin de Noël, mais attendez. Il paraît qu'il a une coupe de cheveux. Énorme. Chacun dort avec qui veut, d'accord? Ok, alors on n'a pas regarde pas. Ça ne nous regarde Rien pas. Rien nous regarde. On ne regarde pas. On dit pas toutes les fois où Sébastien a dormi avec des gens que quand il s'est réveillé le matin, c'était pas le même sexe que quand il s'était couché le soir. Hein? Mais il y est pour rien. C'était une victime. Hein? Voilà. Alors hier j'étais au New York, je mixais et le garçon que j'ai pris dans la fille que non c'était une fille au départ à la base. Voilà, elle me dit Seb, est-ce que tu veux coucher avec moi? Alors moi qu'est-ce que je fais? Je dis oui. Benjamin, voilà, regarde la classe. Regarde-la. Attends, la blanche colombe n'attient pas le crapaud. Regarde-le, il est là, il est stoïque, la classe. Mais après, toutes ces conneries. Après, je vais dormir chez Jean-Yves à côté de la boîte. J'ai pas souvenir avoir pris une bite dans le cul, excusez-moi. Non.
C'était... Mais attention, miracle, qu'est-ce qui s'est passé? La fille, elle s'est transformée en garçon. Voilà, bon bref. Même s'il s'est passé quand même plein de choses bizarres. Ouais, il s'est passé des trucs. Si cet appart pouvait parler, s'il y avait des murs, il y en a plein qui feraient pas les malins. Des fois, ça a duré 2 minutes 15. Mais bon. Les draps s'en souviennent. C'est pas un SH5 qu'il y a derrière là? Alors, si on commence à parler des synthés de Seb, on n'a pas fini. On va rajouter 2 heures à l'émission. Moi, je vois une MC202 et une TB303, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Mais après, les autres synthés, tu les vois pas, ils sont de l'autre côté. Il y en a plus que ça. Oh, comment il fait Alors, le mal. Il y a Florent qui demande si Béziers c'est loin du Cap d'Agde. Non, c'est à côté. C'est à côté. Je suis sûr qu'il sait pas se servir de tout. Christophe, il connaît très bien les boîtes du Cap. D'ailleurs, t'avais fait une soirée avec qui d'ailleurs là-bas? C'était énorme. T'avais fait une soirée, j'étais mort de rire. Il y avait dans une boîte échangiste pour le dire. Ah, mais en fait, on avait fait. Non, oui, si, c'est vrai. Si, c'est vrai, mais bien sûr que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Pourquoi tout le monde croit pas? Ça m'a marqué, tu vois, je m'en souviens pas. Ah ouais, ça bizarrement, tu t'en souviens. On avait fait des soirées. La mémoire sélective. Au Tantra. On avait fait des soirées au Tantra. Quand il passe la barrière, là-bas, c'est un autre monde. On a fait des soirées au Tantra, Seb. Et en fait, le mec, il nous appelle et nous dit, avec mon pote Raphaël Martinez, et il nous appelle, il nous dit, ouais, voilà, venez faire de la musique au Tantra. Et on dit, mais. Oula, c'est quoi ce bruit? Je sais pas. Mais la musique, mais les gens, ils vont. En fait, ils font du sexe. Ah bah dit bah ouais, c'est un échangiste, hein. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à branler, enfin, si je peux dire. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre qu'on fasse de la musique? Et bien il a dit détrompe-toi, les gens ils sont dans une espèce de transe de parallèle où tout le monde s'emboîte dans tout le monde. Je dis ça, je vois bien le truc. Et ils sont portés par la musique, donc je suis sûr que ça va marcher. Et on l'avait fait 3 étés d'affilée, 3 soirées. Mais t'es venu avec pas n'importe qui en plus, t'es pas avec Joy? Une fois je suis allé avec Joy. Ouais. Mais Joy, il aime bien tout ce qui est tout ce qui est un peu tout ce qui est camp naturiste. Il est pas là pour se défendre. C'est pour ça que je vais l'assassiner. Je vais en profiter pour l'assassiner. Et donc puisque t'es pas là pour te défendre, Joy, qui te continue. On va l'appeler ça aussi. On va le rajouter à la conversation. Il aimait beaucoup le camp naturiste et quand il arrivait dans un camp naturiste, les gens l'aimaient beaucoup parce que quand il était très jeune, bon tant pis, hein, c'est 00:30, je peux en parler. Joy, posso parlare, Massimo, posso parlare un po'. Écoute, il avait une verge énorme. Un sexe de notre monde. Seb, je te jure, c'est simple, quand on se faisait des petits mots pour pas qu'on faisait comme ça. Écoute, et tu vas nous dire que Nikita peut confirmer, c'est ça? Alors, je ne sais pas. Il y a Joy qui vient de dire quelque chose sur le chat. Il a dit c'était une super expérience. Il a dit, il est allé chez Aude et il m'a dit c'est très petit, c'est très serré. Il a dit chez elle. je suis content qu'elle ait chez. Il parlait de l'appartement. C'était bien sûr. Surtout les toilettes. Non, il a dit quand je suis allé aux toilettes. C'est con, mais elle a changé d'appartement. Maintenant, c'est plus grand chez elle. L'analyse du jour. Voilà. Non mais c'est vrai, tu sais, Joy il a toujours été, on en discutait encore il y a pas très longtemps parce que c'est quelqu'un qui fait très attention à son corps et il est très très mince et très très fité et voilà et donc je me suis toujours posé la question comment il faisait pour avoir beaucoup de sang dans son corps assez pour pouvoir irriguer toutes les parties de son corps. Mais il s'évanouit. C'est-à-dire qu'à chaque fois il s'évanouit. Ou il a une demi-molle ou il fait une syncope en fait. Donc voilà, c'est-à-dire que tu commences à avoir une érection, tu tombes par terre d'abord parce que tu t'évanouis. Tu avais qu'à venir. Si t'étais venu, j'aurais pas parlé parce que tu m'aurais tapé. Maintenant, tu souffres. Tout le monde entend que tu es membré comme un cheval. Tu as compris? Donc le problème, c'est voilà, tu voulais dire un truc, Aude? Parce que je sais pas, ça. Non, tu l'as choqué là, tu vois, c'est les jeunes femmes comme ça. J'aime beaucoup les cheveux longs. Ok. C'était. Bon, Sébastien, il avait les cheveux longs avant aussi. Il avait les cheveux longs. Comme moi. Il avait les cheveux. Lui, les a gardés. Toi, t'avais les cheveux frisés. Voilà. Donc on savait bien que cette émission allait partir un peu en cacahuète, hein, c'était prévu. Tiens, tant qu'on est là, est-ce que je peux vous raconter une anecdote? Ah bah oui, tant qu'à faire maintenant, tant qu'on y est. Est-ce que je peux vous raconter l'anecdote d'hibernation? Ah oui, anecdote hibernation, il est bon. Arrête, il a dit arrête. Ok, Massi, je dis plus rien, promis. Bon, sachant que Aude va se coucher quand elle veut, t'as juste à raccrocher, tu pars quand tu veux. Mais tu peux rester, tu peux rester. Ouais. Alors, ce week-end, on a joué, enfin le week-end dernier, on a joué à Hibernation pour un festival de nos potes, donc de Hugo et toute la famille d'Andorre. Et on joue le même week-end sur le même festival que Paul Car Runner. D'accord?
Paul Carbonner qu'on reçoit le 1er octobre dans les arènes de Béziers. Oui. Attends, je te remets l'affiche. Un petit peu de publicité. Un petit peu de publicité. Dans la voiture. Voilà. Il vous attend là. Ouais. Allez, on va Béziers là. Allez, on va venir en voiture. Hein. C'est important que vous voyez bien sa tête parce que il a fait exactement la même. Alors je t'explique. On est dans la soirée, il joue à minuit et nous on est en mode pump it up parce qu'on joue le lendemain, on joue le samedi et là on est le vendredi. Et donc on est en mode pump it up, Bubble, Alcotaz, Pierrot, on est en mode pas super intelligent quoi. Et à un moment donné, je vais faire mon petit popo dans les toilettes. Tu vois que c'est sur la pause caca. C'était la 4e fois dans la nuit parce que moi souvent la nuit je fais beaucoup caca. Parce que j'ai beaucoup mangé. C'est un peu chiant, non? C'est un peu chiant. Tu commences à t'endormir. C'est pour ses amis. Je te l'accorde. Et donc, je dis à Pierrot. T'es de ceux qui aiment bien aller chier chez tes potes? Non, mais partout. Non, putain, mais c'est pas vrai, ne dis pas ça. Arrête. Et tu sais quoi, là, tu m'as grillé, je te grille. Il fait caca partout, les gars. Il t'invite à bouffer, il est une demi-heure dans les chiottes. Christophe, tu peux pas dire que c'est pas vrai. C'est pas ma faute, c'est la faute à Instagram, à tous ces trucs. Et là, quand tu vas caguer, tu ouvres ton téléphone, il s'est passé 4 heures, les mecs, ils ont mangé, ils sont partis de chez toi et tout, toi, t'es toujours aux chiottes. T'as fait la vaisselle et tout, il est toujours aux chiottes, en fait. Bon, Bon, allez, hibernation alors. Donc, je dis à mon Pierrot, Pierrot, viens avec moi, accompagne-moi aux toilettes, on va faire caca. Enfin, je vais faire caca. Toi, tu regardes. Et puis on arrive aux toilettes, et puis là, merde, ça ferme pas, putain. Donc je dis, écoute, Pierrot, reste dehors, tu me mets là. S'il y a quelqu'un qui arrive, tu dis qu'il y a quelqu'un aux toilettes, et je vais faire mon petit cacou. Donc je me mets aux toilettes. Les toilettes, c'était toilettes artistes, donc personne n'était à l'étroit encore, donc c'était propre. Je me dis, putain, nickel. Il faisait un peu froid parce qu'on était dehors, ce qui faisait moins de 2 degrés, tu vois, qui neigeait. Je me pose mon cucu sur les toilettes, et je prends mon téléphone. Et je commence à aller sur les réseaux, tout ça. Je tiens la porte d'un côté, je mets le tube sur le bord du machin, sur un morceau de papier pour pas qu'il traîne, et je fais mon popo. Puis c'était le popo de l'espace, là, tu vois, c'était le truc. Là, on y était, quoi, tu vois, il y avait tout, quoi. Il y avait tout, quoi. Et là, il y a un mec de sécu qui tape à la porte, comme ça, ouvre la porte. Je dis, non, les gars, 2 secondes, je peux pas sortir, là, je peux pas ouvrir la porte, je suis en train de caguer, là, tu sais. Si, ouvre la porte. Et Pierrot qui dit, vas-y, Chris, faut que tu ouvres la porte, c'est important, là, et tout. Je dis, Pierrot, je suis en train de caguer, tu crois que je suis en train de faire un truc? Et le mec de la sécu qui dit, je veux ouvrir. Je dis, je vous promets, je fais caca, je suis pas en train de faire de la drogue ou faire des trucs, je vous promets, je suis en train de faire caca. Et là, l'organisateur derrière qui dit, Chris, frère, allez, sors, c'est important. Je dis, mais combien ils sont derrière cette porte-là? Et là, je dis, les gars, putain, je suis en train de caguer. Et là, j'ouvre la porte. T'as déjà cauchemardé, là, de te dire la honte, tu sais, que de te dire, t'es dans les toilettes, il y en a un qui ouvre, et toi, t'es en train de caguer, mon Dieu, il te voit. Ben, moi, j'ouvre la porte, ils étaient 25 derrière la porte. J'ouvre la porte, et là, je tombe nez à nez avec Paul Carbonner. J'avais mon Bob Family Picnic sur la tête. Je le vois et Paul Carbonner et son agent qui me regardent tous les deux en faisant really? Et moi je dis really? Bien sûr, ça fait une demi-heure, je te dis je chie. Bien sûr, really, je chie. Je suis en train de chier. Désolé. L'autre, il éclate de rire et il est parti. Et il est parti sur scène. Et donc, moi je finis, je suis un peu mal à l'aise, tu vois, je m'essuie avec mon pull, enfin je fais mes trucs. Et puis je vais sur la scène et je vois il commence à mixer parce que c'était apparemment il voulait y aller rapido avant. Il voulait faire caca. Et là, je discute avec son agent, je dis écoute, je suis désolé, je suis un petit peu, je suis moins dans une situation un peu moins compliquée. Et je dis il me dit c'est pas grave et tout, il rigole un peu. Et je dis après en plus tu vois, j'enlève mon bob et je dis c'est un peu bizarre que tu me vois là parce que tu vois, je suis Family Picnic, c'est moi et je vous fais venir au mois d'octobre pour un festival pour lequel Paul y joue. Et il me dit mais quoi? Mais tu t'as booké qui? Mais où? Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais où t'étais? Où t'as fait? De quoi tu parles? Je dis le mec que t'as vu dans les chiottes tout à l'heure, c'est lui qui t'a booké le 1er octobre. Il fait je comprends pas, I don't understand, I don't know, I'm gonna see, we talk later, ok, d'accord. Bon voilà, 1 heure passe, 1 heure et demie passe, et je le revois,
Il me dit, I saw, yes, on the schedule and all. Et il me dit, oui, Family Picnic dans les arènes de Béziers. Yeah. Et j'ai dit, oui, les arènes de Béziers. Et là, il rééclate de rire. Et je dis, mais pourquoi c'est pas drôle? Il me dit, si, mais je t'ai vu chier. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Voilà, c'est de la merde. Donc, l'agent de Paul le tourneur de Paul Carboneur et Paul Carboneur m'ont vu faire caca. Et je saurais leur rappeler. Je pense que peut-être eux aussi. Je pense qu'ils s'en rappelleront aussi. On va pas les interviewer. On va pas l'interviewer. On peut applaudir cette anecdote. Bravo. Parce que je crois que. Voilà, on en parlera. Alors, tu me rappelles une anecdote aussi. C'est l'interview anecdote. Alors Fred de 7 qui est sur le chat. D'ailleurs Fred, ça m'énerve, mets un avatar là. T'as pas d'avatar Fred sur ton truc Facebook. Il y a pas de photo d'avatar, ouais, ça me perturbe. Fred, j'ai cru que tu t'es fait pirater ton compte. Hein, Fred, bon, quand t'avais booké cette soirée de Euronext, tu vois, Christophe, ouais, t'étais venu avec Fred de 7 et peut-être avec quelqu'un d'autre, je sais plus. Donc je t'avais réservé une place directement à côté de l'entrée. Et qu'est-ce qu'il me dit, Christophe? Par contre, je te préviens Ben, faut de suite que j'aille aux toilettes. Hein. Mais, Et j'ai réservé, je vous jure que c'est vrai, je suis allé réserver les chiottes. Il est venu avec ton papier, je crois, parce que t'as l'habitude, t'as toujours du papier toilette, je crois, dans ton truc et tout. Donc c'est un vrai professionnel du caca, Christophe. Alors, en temps, il y a DJ Salade et alors, je sais pas comment. On a DJ caca. DJ Salade aussi, il a des problèmes de toilette. Hein, des fois, quand il a besoin, il a besoin. Et t'es allé aux toilettes directement avant de jouer. Que d'être constipé, quoi. Il faut que ça sorte. Voilà. Alors tous ceux qui regarderont le replay, ne paniquez pas, c'est pas une émission spéciale. Oui, dans le midi, on est un peu particulier. Ne paniquez pas. Ils doivent se dire, mais dans le sud, ils sont particuliers quand même. C'est juste qu'on se rappellera que Christophe a un transit intestinal de parfait et au top. Qui fonctionne très bien. Vous imaginez la France entière, on nous regarde et ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils Ils sont malades. De quoi ça s'agit? Ils sont pas comme les Méditerranéens. Et on est beaucoup. Tu voulais parler de musique, non? Tu veux parler de musique? La musique, ça déjà. On en est où là? Mais alors nous allons reprendre l'interview. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend? On est un peu sérieux ou on est un petit peu? Si on parlait des toilettes dans les boîtes de nuit, genre la Villa Rouge à l'époque, on appelait l'écurie. On va revenir un peu sur la je vais vous laisser. Ouais. Allez Aude. Et attends Aude, comment t'as fait pour pas attraper le Covid dans le cluster où on était? Elle a gagné un poisson grâce à moi, c'est pour ça. Elle était dans le coin et jouait au baby-foot. Mais voilà, parce que elle fait pas 3 doses, elle fait pas 4 doses, elle en a fait 15. Mais tu as eu le Covid il y a pas longtemps, c'est pas possible, on l'a tous attrapé, même moi. Je suis allé dégoûter, il est jaloux. Non mais je comprends pas. Ouais. Moi non, moi elle a rien. Elle est trop forte. Moi non. On va te laisser aller au lit, Aude. Allez, gros bisous. Bisous. Nikita. Bisous. Ciao. Bisous. Et je t'appellerai parce que j'ai rien à te proposer, non sexuel bien évidemment, mais je t'appellerai demain. Non pas demain, je serai occupé, on sera au truc. Allez, dans la semaine. Après-demain. Ciao. Voilà. Alors, on va revenir sur la musique. Quand tu faisais la musique, qu'est-ce que tu as commencé à acheter? Comment tu as commencé à composer quand tu as voulu te mettre à faire de la musique? Qu'est-ce que tu as utilisé en premier? Écoute, moi, j'ai commencé à apprendre à faire de la musique moi-même sur un logiciel qui s'appelle Logic Audio sur Macintosh. Ah oui, c'est pas. Et c'est Joy qui m'a enseigné comment se servir du bordel. Et quand je suis arrivé dans son studio la première fois en 80, ça devait être 97, 80, un truc comme ça, 97, 98, un truc comme ça. J'étais familier parce que j'avais déjà traversé le studio de Seb et que le studio de Seb, on en voit. Alors c'est peut-être pas le même, mais on avait une photo du studio de Seb. Est-ce que tu as connu le studio avec tous les synthés là? Ah oui, bien sûr. Je retrouve je suis sûr qu'il faisait le malin, que tout n'était pas marché, qu'il marchait pas et qu'il savait pas tout servir de tout. Je vais voir si je retrouve la photo dans les archives. Attends. Mais c'était un studio de folie, tout bien rangé. En bois en fait. C'est du carton imprimé. Du carton. Mais non, mais ça a été sculpté, on a coupé des arbres et tout. C'était bien limité en tout cas. Des répliques, c'était bien limité. Mais il servait pas de tout, hein. Il servait de son ordi, le clavier qui avait devant. D'ailleurs, les câbles étaient pas branchés. Le SH101 et l'ATB, un petit peu le truc derrière. J'ai la photo. La 909, non, un peu quand même. J'ai la photo. Ouais, 808 aussi parfois. Attends, avant de l'afficher. Quoi, ça, il est bloqué là? Il a frisé. Oh, il a frisé. Ouais. Il a frisé. Rafraîchis ta page tout simplement. Sébastien. Alors je vais mettre la photo du feu. Alors il y a une ex de Sébastien, mais je l'ai floutée, je vous rassure. Une ex? Ouais, une ex, sa copine de l'époque. Il la connaît bien. Ouais, bah oui. Oh, mais je la connais pas cette photo.
Comment ça, tu la connais dirait pas? Elodie. Oui, parce que t'étais pas là à l'émission. c'est elle. toi. Ah, bah, c'est Elodie. Voilà. Donc voilà, c'était ça le studio. Alors, attends, j'ai pas de retour. Ah, il y a les sampleurs. Qu'est-ce qu'elle fout dans ton studio pendant que tu prends la Tu photo? retapes Sébastien, m'expliques tu rafraîchis, tu tapes Sébastien et tu fais rejoindre. Toujours la MC202, la TV303. Elle fait quoi? Alors, attends, je déconnecte Seb et je reviens. C'est Attends, moi qui- JD800, ça, non? Attends. À droite. Alors ça, c'était pas mon premier studio. Parce que à l'époque, et Christophe il l'a connu, l'avantage c'est que quand on allait en soirée au New York et on finissait à côté parce que j'habitais juste à côté. Et donc je me rappelle que systématiquement, d'ailleurs j'y avais composé un morceau vite fait, bien fait pour son anniversaire. Ah ouais, c'est qu'il en avait parlé en 3 heures. Voilà. Et de temps en temps, même à pas d'heure en semaine ou même le matin en rentrant, j'allais au studio. Avec du monde. Je me rappelle quand on avait fait mixer Garnier, Laurent à l'époque, pareil, il était venu, c'était juste à côté, donc c'était l'avantage, quoi. Tu traversais, tu faisais 10 mètres et t'étais dans le studio. Et là, il y avait un peu moins que ce que tu vois sur la photo. Et j'ai des photos d'ailleurs de cette époque-là. C'est rigolo parce qu'il y avait vraiment les premiers trucs, donc forcément l'Atari, parce qu'on a tous dans les années 90 démarré là-dessus. Et des sampleurs parce que on pouvait pas faire d'audio sur l'ordinateur, donc c'était des sampleurs et des synthés, boîte à rythme, tout analogique, quoi. Après voilà, moi la passion je l'ai eu, j'ai continué. T'as vu cette grande table qu'il avait là? Ouais. Elle est toute petite celle-là parce qu'après. Non mais je parle de la table, moi celle. La table de mixage. Non mais c'est tout le temps porté sur le truc. Non, c'était la deuxième de mon studio. Après, j'en ai eu une très très grosse dans mon avant-dernier studio, pardon. Que en fait, ça sert plus à rien. Du coup, je m'en suis. C'est le seul truc, un des rares trucs que je me suis. Et les sampleurs, c'est pareil. Parce que aujourd'hui, avec l'ordinateur. On s'en sert plus, mais à regret, tu vois, Jean Bruce a gardé son S950, il a bien fait. Et j'aurais dû le garder, mais t'en trouves encore, voilà. Oui. C'est pas le plus coté, hein, ça. C'est pas une 808, quoi, tu vois. 12 bits. Bon. Oui, c'est pas une 808, c'est pas 5000 euros, quoi. C'est pas un Jupiter 8. Voilà. C'est pas 5 ou 7 000 balles. Ça a coûté 300 balles ou 400 balles. Voilà, tu peux en trouver. Après, donc Paris c'est pas fait en un jour, donc voilà, il est passé par là, il a vu ça, et même déjà à l'époque avec le gros Chris, et à son âme, on arrivait à faire quand même des trucs sympas avec 3 bouts de machine, quoi, tu vois, une TB303, une 909, un SH101, et voilà, on a ça suffisait, comme ça. bien sûr. Et Christophe, il a connu cette époque-là quand on commençait à faire de la musique. Donc quand je suis passé dans son studio et que je suis allé voir Joy, qui lui était beaucoup plus numérique, informatisé, donc il bossait sur Logic Audio, donc c'était des machines plus importantes parce que lui il bossait sur Atari, puis après sur PC avec aide-moi, c'était pas Logic, c'était Cubase, ouais, c'est ça, Cubase. Joy était un peu plus, il avait avancé un peu plus dans le côté, tu vois, plug numérique, alors que Seb il était sur de l'analogique. Donc de l'analogique, ça veut dire que c'est pour ceux qui savent pas, c'est des vrais instruments, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas de la déco ce qu'il y a derrière, hein, ça marche derrière. Tous ces putains d'amplis qu'il y a derrière, rouge, ces traitements, ces filtres, c'est marrant parce qu'il a mis des couleurs. Alors ça c'est les synthés, c'est en rouge et le traitement c'est en bleu. C'est stylé. Hein. C'est stylé. Ah, c'est un peu ça, ouais. Après, tu peux mettre les couleurs que tu veux. Ouais, mais il y a beaucoup de traitements analogiques. Ah ouais, je vois ça, derrière moi. Ouais. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que dans toutes les machines pour faire du son, il y avait énormément de plugs de plugs VST, tous ces plugs-là, qui cherchaient à reproduire la couleur, la chaleur du traitement analogique, en fait. Mais qui valait pas le même prix qu'un filtre, qu'un ampli à lampe. Et qui était surtout à l'époque pas si bien émulé que ça, parce que maintenant, oui, c'est bluffant. C'est vrai. Maintenant, c'est assez. Mais bon, ça reste toujours moins cher, il me semble, non, Seb, qu'un analogique. Clairement, mais on a atteint des sommets où même moi, avec tout le barnum que j'ai derrière, je t'avoue que 90% des trucs, je les fais en plugin. C'est vrai, des fois ça va plus vite. Sauf si tu veux un son bien précis.
la vitesse d'exécution est pas la même. Et puis c'est surtout le recall. Quand tu passes d'un morceau à un autre et que tu as besoin de revenir dessus, tu récupères tes paramètres de suite. Derrière, les potards ils bougent pas tout seuls, donc il faut tout noter. Tout mémoriser. Si tu passes d'un truc à un autre, voilà. Effectivement, on est en train d'assister à la fin d'une période qui est de personnes qui utilisaient des instruments et des machines qui ont créé de la musique avec une couleur musicale et bientôt ça n'existera plus, comme quand on est passé du vinyle au MP3. Enfin bon voilà, moi ça me fait un petit pincement au cœur, même si l'avenir semble encore plus hallucinant, puisque tu dis Seb, les machines qui sortent là, les machines numériques qui sortent sont bluffantes sur même mieux que de l'analogique, parce que c'est une autre époque. C'est un autre monde. Et donc, quand je suis parti. Les sonorités que tu as maintenant, tu les as pas avec des vieux synthés analogiques des années 80. Il y a que Moog qui arrive, quand tu prends par exemple Stéphane Bonzig, qui a fait sa renommée musicale avec un synthé, tu vois. Et c'est vrai. Il y a des gens comme ça qui s'approprient une machine et qui arrivent à créer leur univers et leur couleur musicale. Michel et Kevin Saunderson avec le Juno 106. Et Michel avec le MS20. Le MS10, MS20 a mis The Hacker. The Hacker, ouais. Et ouais. Pardon. Et donc, je disais que donc quand je suis arrivé dans le studio de Joy, j'ai appris vraiment la composition, les repères, les filtres, les spectres analogiques, et c'est là que j'ai commencé à comprendre que les basses, pour que ça tape, il fallait que ce soit entre 32 Hz ou 30 Hz et 83 pour le kick, et puis un peu plus haut pour jusqu'à 110 ou 115 pour la basse, et puis un peu plus haut pour les autres fréquences, et c'était pas encore trop là-dessus, parce qu'il y avait quand même certains instruments qui rentraient dans la composition de l'utilisation de Joy. Et donc faut savoir que les instruments analogiques ont un grain qui est lui-même fait sans avoir besoin de beaucoup d'être retouché dans sa structure pour être utilisé. À l'heure d'aujourd'hui, il y a une coupure de fréquence qui se fait en dessous de 30 Hz et au-dessus au-dessus de 10 000, au-dessus de 12 000 Hz, pour peut-être un poil plus haut pour garder un peu de brillance, mais ça réduit vraiment de 6 000, 7 000, 8 000 Hz pour garder les morceaux dans un certain tube de perception sonore, quoi. Et je sais pas si j'ai pas un peu perdu tout le monde. Non, mais ce que je propose, c'est qu'on mette du Tom Pooks en même temps, non ? Ouais, bien sûr, ouais. Attends, alors, est-ce que tu veux qu'on mette justement un morceau que t'as fait avec Joy ? The Way. Allez. Oh putain, c'est le premier truc important qu'on a sorti ensemble. Parce que ça a été mis sur plusieurs. Très deep. Ça a été mis sur plusieurs compilations. C'est sorti sur Serial Record. Ouais. Et c'était en 80. Je vais te dire de 2003. 2003. Pardon. J'allais te dire 99. Et ça a été vendu à plusieurs milliers de copies à la période encore où on vendait beaucoup de J'ai la pochette qui déconne, je sais pas pourquoi. Alors, j'ai que le haut, je l'affiche, mais regarde, il y a que le haut de la pochette. Bon, et peut-être que si vous allez reconnaître ma voix dedans. Ouh, attends, on va attendre. Donc là, j'avais bien pris la voix sur le micro. You know that your brain is mine. Très deep, ça peut jouer dans cette deep house. C'est le concept Sexy Tom Pooks, ça que tu déjà il est pareil que moi à ce niveau-là. C'est très sexy. C'est un des morceaux les plus marqués d'une typologie musicale. C'est house. Après tous les autres morceaux qu'on a fait, c'est quasiment inclassable. C'est un peu techno, mais c'est un petit peu house, c'est un petit peu progressive, c'est une caractéristique particulière. Il y a Olive qui demandait qu'est-ce qui te nourrit. Enfin, je pense qu'il voulait dire qu'est-ce qui t'inspire pour composer. La piste de dance floor et ce que font les autres. C'est très important. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ça s'appelle l'énutrition. C'est prendre une donnée de quelqu'un d'autre et le transformer, le faire sien, lui donner une orientation, quoi. Seb est là pour me faire mentir, mais quand tu vas écouter un morceau et moi je vais écouter un morceau et puis on va pas l'écouter de la même façon, il y a un petit passage qui va te plaire à toi et moi il y en a un qui va me plaire à moi, et de ce petit passage là ça va me donner envie de débarrer sur autre chose.
Tu vois, donc voilà, un petit peu, il faut se nourrir, il faut écouter plein de sons différents. Écouter, quand t'as un morceau qui te plaît, il faut essayer de le refaire. Et de toute façon, t'arriveras pas à le refaire. Mais ça te fait partir des fois sur autre chose. Et ça va te faire partir sur autre chose. C'est une bonne base c'est une bonne base de création, de créativité pour pouvoir arriver. En tout cas, toi, ce morceau, je te le dis franchement, je le connaissais pas. Et j'adore, hein. Parce que tout ce que j'aime, pour moi c'est un morceau deep, ça, hein. C'est deep house, hein. La basse un peu FM, un peu pas moog, hein, les puces FM, genre cette basse, la bâton derrière qu'on entendait derrière là. Attends, faut qu'elle elle va revenir, hein. Et les petites nappes là comme ça, c'est tout ce que j'aime dans ce style de son. Je vais l'inclure dans mon set, ce morceau. Ah ouais. Ouais, donc Joy, Chris, ça, c'est le style à Ben. Non mais ça, moi. Et donc la voix féminine, c'est lui. C'est Joy. Ta voix féminine, c'est Joy. Moi, je fais la voix, mais Joy, c'est la féminine. Ah bah ça va. Ouais, c'est FM à fond. C'est FM à fond. Hein. Oui, c'est DX100. Très très bon morceau. Ça, je vais le mettre dans mon set parce que j'ai un set deep favori. Dis donc, tu t'imagines que t'es en train de parler d'un morceau qui a 20 ans, mec. Ah ouais. Eh ben, alors j'en ai découvert un moins vieux. La deep, ça vieillit jamais. En fait. Non, ouais, c'est vrai. C'est ça on en avait parlé la dernière fois. Ouais. Alors, ce qui est marrant, les gars, il y a Beatport qui ont sorti une compile de les 85 morceaux deep les plus vendus depuis l'histoire de Beatport. Sans surprise, je les avais pratiquement tous. Et je tombe sur un morceau de 2012 de Macéoplex. Ils étaient 3. Je connaissais un morceau du maxi. Et pareil, j'ai découvert ce morceau que là, c'est-à-dire, j'ai appelé Jean, c'était en début de semaine, ce week-end. Donc ça arrive. Et effectivement, je vous confirme, la deep ne vieillit pas. Je vais rejouer ce morceau à notre prochaine soirée. Tiens, d'ailleurs, petite annonce auto-promo. Hein. Sachez qu'on relance ceux qui nous demandaient, c'est quand vous refaites des soirées Nocturbulous, tout ça. Bah nous, on a un concept, Christophe, regarde, ça s'appelle les électrosés. Donc on va dans un domaine, donc ça sera au domaine de Coussergues ou de Bassan. Il y aura du vin, des tapas et de la deep house. Voilà, ça sera le 15 avril à partir de 19h. Hein. Donc venez nombreux. C'est pas cher en plus, hein. Franchement on fait des prix très corrects. L'entrée est gratuite, vous venez, vous dansez et vous pouvez goûter les vins du domaine de Coussergues. Il y aura du rosé, il y aura les trois. Hein. Il y a rosé, rouge et du vin blanc. Voilà. Et du rhum. Voilà. Donc ça c'est les trucs qu'on fait dans le Biterrois. On va peut-être faire d'autres domaines, mais là le domaine de Coussergues, on est très bien là-bas. Franchement le lieu est super. Voilà, donc ça sera le 15 avril. Voilà. Et je vais peut-être jouer ce morceau, Chris d'ailleurs. Je vais peut-être jouer. Oui, on va le jouer. On va le jouer. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. The Way. C'est normal. En plus c'est totalement le style de Benja. Ah ouais. C'est ça. Je suis très surpris. Très bon. Après ce track, on avait fait un morceau ensemble qui s'appelle Taliboujoua. C'était avant. On avait fait un truc qui s'appelait Taliboujoua et qui a été qui est sorti sur je crois que c'était sur c'était pas sur je le trouve sur YouTube. Attends. C'est plus sur quoi, c'est quel label c'est Hypnotic Music. Non, Taliboujoua, non, c'est sur Rationalisme. Attends, je vais chercher. Taliboujoua, c'était et là comment tu l'écris? Taliboujoua. Taliboujoua. Alors T-A. Fais gaffe, il est dyslexique. Hein. Alors moi depuis tout à l'heure, parce qu'avec après Francisco, Taliboujoua. Comment ça s'écrit? Si t'as à peu près la période, c'est au début ou à la fin? C'était Serial Records. Ah, c'était ça, c'est ça alors. Serial Records. Possible. Parce que l'île des femmes, c'était sur Serial. Ouais. EK House, il dit Joy. Ah voilà, c'est ça, EK House. Ah, purée, heureusement quoi qu'il est là. Hein. Il est là, ce Joy. On avait fait un truc. Attends, je vais aller sur Discord pour avoir le nom exact. Mais écoute, j'ai pas interdit de dire des conneries parce qu'il m'écoute. Hein. Bah ouais. Attends, mais il comprend parfaitement le français en fait. Attends. Il est bon ce Joy. Hein. Ah oui, il comprend très 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 bien. Il fait comme s'il comprenait pas, mais il comprend très bien. Molto bene. Alors, c'était avec Joy. Donc, du coup, mais alors, du coup, ça sera parce qu'il y a un avatar que c'est Tom Poux et Joy qui te contient sur Discord. Donc, ah oui, Tabi, ouais, je l'ai. Alors, c'est Taliboujoua. Ah, exactement. Voilà, allez, on va le Taliboujoua qui avait fait un gros carton en Angleterre et qui a été joué partout en Europe pendant un bon moment. Et j'ai souvent demandé à Joy de faire des remixes de ça et pour le ressortir, tu sais, comme quand tu vois
certains artistes qui font des sorties de leurs titres qui ont fonctionné, comme il s'appelle, Oxia avec ça marche pas, ça. avec Domino et tout ça, tu vois. Et en fait, bon, Joy avait plus le track, avait plus le morceau, quoi, puisqu'il avait changé. C'était un morceau qui était assez âgé. Ça doit dater de quelle année, ça? C'était 2000, un truc comme ça? 2001, exactement. 2001, on a fait ça. 2001. Et donc voilà, quoi, on n'a pas pu le refaire, mais ça c'est pareil, hein, ça sonne encore une fois de plus. Je me rappelle de ce morceau, tu vois la basse qui tourne derrière quand ça rentre. Ouais, on va l'attendre. On va attendre la basse. Elle est énorme, la basse. Bassline. La bassline. Je comprends pourquoi on l'appelle de la basse. Ah, il est groove ce morceau, tu vois la basse derrière. C'est comme ça. Tu vois. Allez, on monte un peu le son. Régalez-vous. Normalement, on sera pas coupé. Hein. Je pense pas que Marc Zuckerberg, je pense que là, ça, il sait pas ce que c'est là. Il réfléchit, il se dit je coupe, ça vient d'où là? Ça vient d'où ça? C'est quoi ça? Il sait pas. Ils savent pas. Tu vois, c'est très groove et puis hypnotique. Une petite progression. C'était très perché à cette époque-là pour le son, quoi. 2001, tu t'imagines? Juste un changement de basse, un changement de tonalité de clavier, et puis tu reviens sur la phrase initiale avec un son, avec une rythmique qui en plus qui rentre. Bon, c'est des constructions qui ont évolué aujourd'hui, mais ça marchait bien, quoi. C'est très bien. Après, tu vas en mettre un autre ou pas? Après, j'ai pas mal de. Après, j'ai continué un petit peu. Joy est parti. Il travaillait avec Metempsychosis, donc il travaillait beaucoup avec les Italiens. Et moi, j'ai commencé à faire un petit peu, ma route un peu plus seul en composition. Donc, c'est là que j'ai fait les morceaux sur le label de Josh Wink, de Ovum, de Intech sur le label de Carl Cox. On va en écouter. Donne les noms. On va les écouter. On les a. Ovum, ça s'appelle Trouble. Et Josh Wink avait fait un edit ouais, c'est ça. Avait fait un edit de ce track là, et ça avait été un morceau assez important. 2007. Ouais, un morceau important de ma discographie à ce moment-là. Mais à ce moment-là, je faisais que de la musique, que du son et que du DJing, donc j'avais vraiment une sensibilité du dance floor particulier. Et que j'ai du mal à retrouver, hein, pour être honnête, aujourd'hui, à part sur les derniers morceaux là, qui vont sortir et qui sont en train de sortir. Ouais, dont tu nous as parlé off. Ouais, il y a un morceau qui est en train de sortir. Sur le label Ovum, j'ai la pochette là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est plus dans le style d'ailleurs du label. Hein. Ce qui est logique. Oh, Jules. Remix de Jules. Et ça, c'est l'édit de Josh Wink. Ovum 182. Ouais. T'imagines? C'est très 2007. Hein. C'était dans le thème. Ça a une petite influence de la minimale. Hein. Ouais. Ça commençait à arriver là. Ouais, ça commençait à arriver. Et puis après, c'est un son qui rentre là, qui fait tout le track en fait. Et la voix qui rentre juste comme une rythmique, hein, et après un son qui rentre, qui monte et qui est assez perchant, quoi. Sébastien, faut vraiment que tu dises à notre ami de IP Studio qui dans le cartoucheur, il faut qu'on puisse avancer, hein, dans l'autre track. Ouais, je pose la question. Tu dis voilà, il est super, hein, c'est un super cartoucheur, mais par contre là, j'aimerais pouvoir avec mon doigt faire hop et avancer, mais on peut pas. Ouais, c'est ça, ce son qui rentre. Ouais, c'est ça, hein, on est vraiment dans de la minimale. Ouais, là, on est dans la voix et le thème. Ça a été joué, ça, sûrement. Ouais, ça a été joué. Bon, après, ça sortait sur le label du grand maître Josh Wink, donc. J'en ai quelques-uns des Ovum, hein, de l'époque. Hein. Ah ouais, avant ça, hein, dans les années 90. Hein. Ouais, après, ouais, voilà, c'est vrai que c'était un peu particulier ce son, mais quand tu sortais sur Ovum, c'est consécration, c'est pas tout le monde qui sortait sur Ovum. Ouais. Donc, après, j'ai eu d'autres moments un peu qui ont évolué aussi avec les Spacers là. Ouais, on va en mettre quelques-uns. Là, c'était le Intech aussi, on l'a, le Intech, je sais plus le nom. Joker. Compact aussi. Joker, hein, c'est en quelle année ça, Joker?
2006, c'était Joker, il doit être par là. On l'a remasterisé, on l'a réédité avec Joy. Il a fait un joli travail acide dessus. Là, qui est sorti, que Karl a joué sur Family Picnic 2019. Là, il a joué là. C'était avec Joy, hein, Joker, hein, c'est ça. Hein. Ouais, voilà. Moi, je l'ai commencé seul et puis il l'a bien fini. Et c'était sur Intech, c'est celui-là. Là. Sébastien Léger, c'est que Intech, non. Non. Il avait fait des trucs dessus, mais c'était pas. Joy va au dodo là. Il faut qu'il se repose. Il faut qu'il soit en forme demain. Allez, va au dodo, Joy. On passerait le bonjour à Sacha de notre part. Eh ben, il va au dodo sur son track, il est fort. Il va s'endormir sur. Ouais, sur le morceau qui est sorti sur le label de Carl Cox, là, Intech. Intech, ouais, voilà. Après, il y a pas mal d'autres choses qui sont sorties sur. Donc sur Compact, sur. Ouais, les Speicher, on en a pas mal. Hein. On a fait 4, je crois, sur Speicher. Là, j'en ai 4 à la suite. Il y a un truc qui s'appelle Docker qui est très très bon, qui fait partie des tracks que je préfère. Hein. Docker. Attends, laissez un peu tourner quand même notre ami Joker. Mais je vais le trouver, Docker, pas de soucis. Ouais, c'est bien Sida ou ça? T'es allé aux États-Unis chez Josh Wink? Non, jamais. J'ai pas eu l'occasion. Il habitait où lui? À Minneapolis, un truc comme ça, non? Philadelphie. Philadelphie, ah non, ouais, d'accord. Il est de Philly. Philly. Ça rentre bien, hein? Ouais, acide. Là, ça part pas dans le strident, ça reste. Groove. Ah ouais, ça passe. Tu le connaissais, Seb, celui-là? Ah ouais, on l'a entendu plus d'une fois. Ouais. J'imagine. D'un des plus connus. Et le Docker, je l'ai trouvé. Docker. Ça a bien fonctionné, Docker aussi, c'était bien perché, plus techno, un peu plus mainstream, un peu plus. Voilà. Bon, déjà, ça. T'as la basse là qui. On a la pochette, hein, c'est le Speicher 37, donc il est là. Imagine tous ces morceaux sortis sur ces labels de ouf. Ouais. Ah ouais, Pablo Hassan, putain, Pablo Hassan, c'était sur la même sortie. On l'a su. Pablo Hassan, pour la petite histoire. Pablo Hassan, c'est un morceau que j'avais fait en l'honneur de Carl Cox, justement. Pablo Hassan, c'est le nom qu'il porte quand il joue l'acteur, donc de Pablo Hassan, dans le film Human Traffic. D'accord? Il joue le tenancier d'un club, le patron d'un club, qui s'appelle, je sais plus comment le club, mais lui en tout cas s'appelle Pablo Hassan. D'accord. Attends, je vais le mettre, Pablo Hassan sera plus simple. Et Ah oui, d'accord, mais je le connais celui-là. Et en fait, donc je fais un morceau et je fais un morceau pour lui, ce morceau-là. En mode, puisque j'avais déjà joué au Space, en mode grande salle du Space, rave, mais en même temps, tu sais, lourd, fat, comme ça, là, hypnotique, ce que j'avais vécu au Space avec lui, et qui était, le Space, c'était une telle atmosphère, c'était lourd, les mecs, ils étaient dans des atmosphères hypnotiques et druggy et vraiment rave, tu vois. Et donc j'ai voulu refaire un truc là à ce moment-là, et en fait, je fais le morceau, je l'écoute, je finis, je vais dans la voiture, je l'écoute, je refais des réglages dans le studio, et je dis ça y est, il est fini, et j'imprime le CD, je rentre dans ma voiture, je vais à Barcelone, je prends un avion, j'arrive à Ibiza, et je trace, c'était 23h, un truc comme ça. Même pas masterisé, quoi. Je l'avais pré-masterisé chez moi, quoi, mais bon, c'était pas comme ça devait sonner, mais je l'avais pré-masterisé chez moi. Ça doit bien faire rigoler Sébastien quand je dis ça. Mais et puis je vais au Space, j'atterris, c'était 23h45, minuit 45 à Ibiza, puisqu'il y a des vols jusqu'à toute la nuit pour Barcelone-Ibiza. Et j'atterris à minuit 45. Et donc là, je prends un taxi, je loue une caisse et je vais au Space. Je partais de chez moi là. Je vais au Space
j'envoie un message à David, son tour manager et le public relation. Je dis je suis dehors, faut que je fasse écouter un truc à Karl. Ah ok, viens, rentre, je te fais rentrer. Je rentre par derrière, voilà, je passe et puis je le rejoins devant la cabine de l'autre côté là, et puis je vais pour rentrer et le mec de la sécurité il me dit non mais tu rentres pas. Et à ce moment-là, Karl se tourne. Et il me dit ah Tom et tout. Je dis bah le gros il veut pas me laisser passer. Donc il met de la sécu. Je dis mais attends, tu vois pas que c'est Tom Poux? La sécurité il dit qui c'est Tom Poux? Qui c'est Tom Poux en fait? Et l'autre il dit c'est mon pote, laisse-le passer. Donc je passe. On se prend dans les bras, c'est un gros câlin parce que Karl il est très très câlin quoi. Et je dis tiens. Il me dit qu'est-ce que c'est? Je dis bah c'est pour toi, c'est ton morceau. Il me dit mais tu l'as fait quand? Je dis il y a 6 heures je l'ai fini. Je suis venu te l'amener direct. Il me dit ok. Et là il met dans le CD et il envoie. Il écoute pas quoi, il met dans le CD, direct, il envoie et il est comme ça et il commence à danser sur ça là-dessus. J'ai un pote à moi qui s'appelle Olivier, comme je disais tout à l'heure, qui a filmé ce moment-là parce que Olivier lui était déjà à Ibiza. Il a filmé ce moment-là et c'est en train de tourner. On se retrouve lui et moi, Karl et moi au platine avec les bras en l'air. Et moi j'étais dans, imagine-toi dans quelle situation je suis à ce moment-là quoi. Et donc bon, on finit la soirée, on finit à poil dans la piscine comme des débiles. Et puis le lendemain, on va bouffer une pizza, on prend les motos, on va bouffer une pizza dans la pizzeria à San Antonio, là où il habitait. Et je lui dis qu'est-ce que je fais? Il me dit qu'est-ce que tu veux faire? Je dis mec, c'est pour toi que j'ai fait le morceau, tu l'aimes? Il me dit j'adore. Je dis est-ce qu'on le fait sortir sur une tech? Et on était à un moment donné où le vinyle s'arrêtait, était en train de s'arrêter, baisser. On passait sur l'MP3 et il me dit écoute, aujourd'hui Compact est beaucoup plus devant Intech, sors-le sur Compact. Et je l'ai envoyé à Michael Meyer et je dis tiens Michael, c'est un truc que j'avais fait pour Karl et je te l'envoie, si tu le veux tu le prends. Il m'a dit nickel, je le prends, je le fais sortir et j'ai envoyé le deuxième morceau qui s'appelle Docker avec et il a sorti les deux quoi. Donc c'est pour ça que ça porte le nom de Pablo Hassan et que Pablo Hassan c'est le nom de Carl Cox dans le film Human Traffic. Putain, on a eu vraiment toute l'histoire là. Ouais. Et c'est ça qui est bien. Mais cette sensation que j'ai eue à ce moment-là, c'était surtout que là le track là il est masterisé, mais même non masterisé avec les écus il a dû rattraper avec les écus, il a dû monter, ça devait être parfait quoi. Le son qu'il y avait là au Space, alors nous on n'y est jamais allé, mais il paraît que c'est complètement fantastique hein. C'était très bien. Alors ce côté rave qui rentre. Tu l'as fait avec quoi l'acide, le son acide? Tu l'as fait avec quoi le son acide? Je me rappelle plus du tout. C'était un plug. Oui, bien sûr, puisque je faisais tout en numérique. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'émulation de TB. Hein. En 2006. Non, mais t'avais beaucoup de synthé. Synthé son acide. Ah oui, t'as les synthés où tu pouvais tourner, tu bougeais le filtre et la résonance et ça tournait, ça donnait très bien, comme il disait. Et ça, c'était en 2007 2005 celui-là, c'est 2006. 2006, t'imagines, c'était il y a 15 ans. Il sortait déjà là. Donc là, il n'y a aucune machine comme il a Seb, il n'y a pas de TB, il n'y a pas de trucs comme ça. C'est le début où tu pouvais faire des morceaux avec des instruments virtuels quoi. Avec derrière, ça c'est fait pour triper. Et puis ça va très bien avec Spacer aussi. Hein. Ouais. Je comprends qu'il a dit je signe de suite parce que c'est tout à fait l'époque quand la minimale aussi est en train d'arriver. Spacer, faut dire qu'ils en ont fait quand même et Compact ils en ont fait quand même un paquet. Et, en fait, Spacer c'est une série du label Compact. Oui, c'est un sous-label. Avec un son particulier. Plus dance floor, plus rave. Plus rave. C'est comme nous avec Techno City. Voilà. Mais quand t'as tout le Space qui a les bras en l'air parce que Karl il a les bras en l'air parce qu'il joue ton morceau que tu viens de finir, qui est encore tout chaud, je le souhaite à tout le monde cette sensation. Ouais. C'était un moment extraordinaire. Ouais. Et après j'ai eu quand même, ça c'est des moments des mix, des sorties qui ont été super importantes pour moi. Et puis il y a eu une sortie aussi très importante. Il y a eu un remix que j'ai fait pour Darren Emerson. Ah oui. Oui, alors attends. Je sais pas si je l'ai pas mis. Si, il y est. Il faudra retrouver le nom. Attends, on va aller dans la Discogs.
Si. Bah, bien placé en Angleterre, tout ça. Mais tout ça, toutes ces sorties, ça a fait monter ma carrière de ouf, quoi. J'imagine. Jusqu'à mon accident, quoi. Et j'étais parti pour faire quelque chose d'intéressant parce que chaque fois que je me faisais un morceau à ce moment-là, c'était vraiment un gros truc, une grosse bombe, quoi. Et tout ça, t'imagines les spécials, les compacts et tout ça. C'est important. Il y a un remix aussi. Pour Darren Emerson, tu parlais. Là, c'était. Ben si, il est là. C'est Homme. Homme, ouais. Je l'ai envoyé. Ouais. C'était ça. Parce que Emerson, c'est pareil. Hein. Ouais. Bah oui, quand même. Surtout New York, hein, Seb, Darren Emerson. On connaissait. Ça a été l'hymne de la technoparade en Angleterre pendant 2 grosses années. C'était en 2009. Là, tu vois, il y avait une autre prod, quoi. Ça commençait déjà à ronfler, être un peu plus lourd, les kicks. Si je me trompe pas, c'était ça. Ouais, c'est ça, exactement. Olive, il dit que tu passes encore ça aujourd'hui, ça passe bien. Ouais, ça fonctionne. Tu repasses des vieux tracks à toi régulièrement ? Ça t'arrive ? Oui, bah, il y a ça, je joue pas trop parce que j'oubliais. Mais il y a un morceau donc, que je vais te parler dans quelques secondes que je joue quand je fais des sessions comme je vais faire par exemple au PZ demain. Je le joue. Mais celui-là, c'est un bon morceau aussi. Un bon morceau, ça, c'est un remix que j'ai fait pour lui, c'est ça, hein ? Darren Emerson. Oui, c'est ça. C'est Homme, Tom Pooks Mix. Oui. Darren Emerson, Homme, Tom Pooks Mix. Ça part un peu en couille. Alors, comment c'est passé ? C'est lui qui t'a demandé ou c'est toi qui. Putain, je me rappelle plus du tout. C'est ça qui est intéressant dans les remixes, parce que des fois, c'est. En général, on te demande, mais parfois, c'est toi qui dis tiens, j'ai fait ça. Si vous le voulez. C'est le label qui m'a contacté en fait. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, je faisais des gros morceaux sur Compact, Special et tout ça, et j'avais fait plusieurs remixes qui fonctionnaient, tu vois. Et alors, ce serait intéressant de regarder si ça c'est sorti avant. Je vais te dire. Ou après Deeply Infected. 2009. Ça c'est 2009. Ouais. Et Deeply Infected. 2009 aussi. 2009 aussi. Donc c'est question de mois, mais. Non, mais ça veut dire que c'était calé avant. Si c'est sorti en 2009, ça avait dû être calé avant, quoi. Oracles. Comment on prononce ça ? Oracles. Ah oui, alors. Qui reste aujourd'hui. Qui aujourd'hui il cartonne. Le morceau le plus joué de ma discographie, quoi. Ce remix là. Ouais, d'accord. Ça fonctionne, hein, ça tourne. Hein. Ouais. Ça tourne bien, hein. Je le rejouerai, ça tient. T'imagines, c'est des trucs qui ont 10, 12, 13 ans. 13 ans. Et donc, si ça a 13 ans, ça veut dire que je les ai fait il y a peut-être 14 ans, tu vois. Ouais. Et perché complet. Beaucoup tout. Ça va disparaître. C'est vrai que des fois, il y a un côté mental, c'est marrant d'ailleurs. Très mental, ouais. Mais pas tout le temps. Pas évolutif. Rafraîchi, Seb. Il y a des moments où tu es comme ça, et des moments où tu es plutôt deep et mélodieux. Et là, c'est très techno. Hein. Et moi, je te connaissais moins sous cet aspect techno, justement, mental. Ouais. Là, tu vois, tu m'aurais. Ils sont de l'époque. Tu aurais fait un blind test, je me serais fait avoir. Ah sûr. Ouais. Ah oui, sûr. Autant que sur les trucs plus mélodieux, j'aurais pu retrouver, mais là, non. Allez, on va mettre le Deeply Infected. Ça reste aujourd'hui l'écoute qui est la plus marquée, surtout les trucs type. Ça sonne la basse là. Ouais. Putain. Ça j'aime aussi. Parce qu'il y a le nom de Oracles, hein, parce que Kevin. Oracle maintenant, il cartonne. Il a plus besoin de moi depuis de bien nombreuses années, parce qu'avant, il me parlait. C'était petite anecdote, c'était que c'était un petit gars ravagé par la musique qu'il faisait et par les doutes qu'il avait, et il me parlait sur c'était pas WhatsApp, c'était Skype, où il me contactait 2-3 fois par jour, tout maigre, tout à fond de speed et de remise en question. Comment on fait ça, et puis bon, je l'ai dit, je lui disais je lui parlais de lui dire qu'il fallait qu'il fasse ce qu'il avait au fond de lui, quoi. Parce que il y a quand même un truc indéniable, c'est que ce garçon, il a un talent extraordinaire. C'est un musicien aussi. Et vous êtes resté en contact ? Oui, on reste en contact. On se parle beaucoup moins qu'avant. On doit se parler 1 fois ou 2 fois par an quand on se croise ou
que je vois une date, ou là, tu vois, je l'ai fait venir sur Family l'année dernière. Mais après, tu vois, même si on a une amitié profondément ancrée parce qu'on a eu des moments. Oui, surtout à une période de vos carrières où justement. Des tournants, voilà, où moi j'avais une carrière très avancée déjà. Ouais. Et en fait, toi, elle montait, et il y a eu une cassure. À cause de l'accident, ouais. Elle démarrait. Et puis là, hop, après, voilà. Et après, toi, c'est revenu, donc du coup, c'est intéressant. On est loin de l'activité, du dynamisme que j'avais à cette époque-là. Même si j'essaye de retourner dans cette productivité musicale, on va dire. Mais ça reste compliqué parce qu'il faut être bien dans sa tête. Il faut pas avoir des stress de savoir si on va pas t'annuler ton événement ou si on va pas si l'autre con de Montpellier va pas te dire ah mais non mais on t'aide plus parce qu'en fait toi tu fais des entrées payantes. Bref, t'as du stress. Si tu fais pas tes événements, nous on n'est pas subventionné, donc si on ne fait pas des entrées payantes et de la buvette, on n'a pas d'argent. Donc les salaires on peut pas les payer. Donc je me retrouve avec des inquiétudes de chef d'entreprise. Ouais. Qui des fois t'enlève ta créativité quoi. Plein de fois, hein, le stress. Ouais, la pression. Et oui, c'est très compliqué. Que ça se professionnalise à un certain niveau, qu'il y a un degré de risque et d'incertitude toujours. Hein. Ouais. Jusqu'au dernier moment quoi. Il y a que quand c'est fini que tu fermes tout le lendemain, que t'as tout parti chez la brique, et que tout la brique ça a bientôt embarqué. C'est là que tu te dis bon allez je vais peut-être aller dormir quoi. Ouais. Mais bon, écoute, donc du coup cette productivité je l'ai plus et j'essaye d'y retrouver, d'y retourner. Et heureusement que j'ai l'équipe que j'ai autour de moi parce que sinon je pourrais pas y arriver. Hein. Ludo, Linda, même Cyrielle, ma femme qui s'occupe de toute la merde, les filles, Marie, Sophie, Bubble bien sûr et sa femme qui font beaucoup de travail sur le montage, Pierrot, enfin tous ces mecs là c'est des mecs qui sont très importants quoi dans le fonctionnement et c'est grâce à eux que j'ai pu reprendre la composition quoi. Donc je sais pas si t'as le dernier morceau que je t'ai envoyé. Alors dis-moi. C'est Lily que je t'ai envoyé. Alors oui, j'ai le lien, on va l'écouter par le lien que tu m'as envoyé, ouais. Ça c'est un morceau que j'ai fini avant-hier. Le morceau très. Quel est le track dont tu es le plus fier, Olive demande sur le live? Olive, celui-là, donc on est en train d'écouter. D'accord. Celui d'avant, de Darren Emerson. Le maxi complet de Special 37 avec Pablo Hassan et Docker. Talibou Joua aussi. Tous ces morceaux-là, c'est des morceaux de moi en fait. Hein. Donc, te dire que si j'en aime plus un que l'autre, j'avais beaucoup de choses à apprendre encore de la tente en fait. Qu'est-ce que c'est ça? Attends. Ah oui, comment ça s'appelle? C'est Pac-Man qui parle. Oui, c'est Jérôme. C'est parce qu'il y a le YouTube derrière en cours. C'est l'interview de Jérôme. Voilà, hop, pause. Alors, donc je l'ai. Qu'est-ce qu'il veut lui? Accéder au catalogue complet, on s'en fout. Non, merci. Ça commence à 1€. Je m'en fous. SoundCloud. Ah, d'accord, je peux pas cliquer en fait. Offre spéciale. Bon. Ouais. Non, mais il me fait un truc, je sais pas. Je peux pas. Attends, je vais rafraîchir la page. Vas-y, rafraîchir. Ça y est. Tu vas écouter mon dernier morceau, Seb. Ça y est. Il est là. Donc c'est un hommage à ta fille, je suppose. Ouais. Ma petite fille Lily, 6 ans et demi. T'es fan de Tom Pouce. Je t'avais croisé. Je t'avais croisé au Quick à l'époque. Ouais. Avec. Fan de Tom Pouce. Elle est plus jeune que ma fille, c'est marrant, je pense. Je sais pas pourquoi. T'en as une autre qui est plus âgée. C'est une grande de 18 ans qui voilà. J'ai été son dieu vivant pendant quelques années. Et après, elle est partie habiter avec sa maman. Et là, maintenant, elle fait sa live, tu vois. Mais bon. C'est la vie, hein. C'est la vie. Ouais, c'est sûr. Bon, je me rattrape avec la petite qui ne voit que par son papa en ce moment. Et sa maman, mais son papa, c'est un DJ. C'était un restaurateur. Elle m'appelait Christophe de la Pancha. Elle m'appelle Tom Pouce. C'était bon, on se régalait. Hein. Ça me fait penser que mon fils est avec ton fille, il est en classe. Ah oui, Luca. C'est le fils de ton frère. Ouais, c'est ça. Ouais. Il est dans la classe de mon fils. Ah d'accord. Ils sont ensemble. Il a dit. Tout à l'heure, on mangeait le truc avec son fils et il disait mais Luca. Il me dit il connaît, c'est le parrain. Tom Pouce, c'est le parrain de mon copain Luca. Bon. Ça sonne un peu Seb ou pas? J'écoute.
Alors t'écoutes sur Messenger avec le retour Messenger ou le retour traité sur Facebook, parce que c'est pas pareil. Les deux, mon ami. Eh ouais. Ah, y a pas de, c'est d'être décalé. J'en coupe pas quand je mets l'autre. Il y a un travail de fréquence sur les charlets, sur la ligne charlet. Alors je t'explique, Christophe, Jean est un spécialiste du charlet. C'est-à-dire qu'il va te décrypter. Je suis très sensible. Ton charlet. Je sais pas pourquoi. Alors, il y en a, c'est les basses. Je suis très sensible au travail qui est fait sur les hi-hats, les close, les open hi-hats, et des fois je me focalise là-dessus et c'est plus fort. Ça donne une rythmique importante à la hi-hat. Et ça sort quand alors exactement? Je sais pas. Je sais pas. J'ai fini avant-hier. Tu as fini avant-hier. Bon, tu vas le sortir sur Family Picnic ou tu vas essayer d'autres labels? Federico de Mine Against m'a envoyé un texto pour me dire qu'il l'aimait beaucoup. Beaucoup. Bravo, c'est génial et tout ça. Donc, bon, de toute façon, ça sortira. L'avantage, comme on a notre propre label, au pire, tu le sors sur ton label et voilà. Ouais. Masterisé ou pas là? Pré-masterisé. Pré-masterisé, ouais. Pas par Sébastien. Ça va passer dans la moulinette à Sébastien ou pas? Ah ouais, sonne bien la basse là. Bon, l'avantage c'est que là on sera pas coupé. Non, pas de vocal sur le drop, non. Alors tu peux pas être bouclé, tu peux pas être bloqué là. Je l'entends sonner, c'est très spatial, mais en même temps il y a le traitement de la retransmission, mais ça ouvre beaucoup quoi. Moi j'aime bien, hein, c'est très. T'es en train de dire que t'aimes bien Sébastien? Sébastien Rexovis. Ouais, il aime bien, ouais, a priori. Et oui, aussi. Si, ça sonne. Ça ouvre. Là, tu vas avoir un break qui va arriver là dans quelques minutes, qui dure 2 minutes. Ouais. T'as Kylian aussi qui dit qu'il aime bien. Top. Kylian qui vient de m'envoyer une photo qui nous regarde dans son salon. On lui fait un bisou. Ah. On lui fait un bisou à Kylian. Qui a sorti un track chez toi avec André. Ouais, qu'on a bien mis en avant parce que c'est un bon morceau. Ah, et très bon morceau. Et le clip aussi, que j'ai pas vu encore. Ouais. Faudrait que je vois ce clip. On est très content que Kylian soit arrivé à mettre une nouvelle tête d'affiche dans son dernier événement Legend. Qu'il a envoyé il y a pas aujourd'hui, là, je l'ai vu. J'ai pas le fly là. Alors le break il arrive? C'est ça. Attends. Ah mais je le laisse, t'inquiète hein. Thomas qui dit que Sultan sorti sur Serial est un anthème. Ouais. Sultan, une petite histoire autour de Sultan. C'est une exclusivité les enfants. Ce track n'est pas encore sorti. On a eu pas mal d'exclus sur notre émission. On est bien content. On te remercie Christophe. Et c'est pas fini. Il reste encore je crois 63 questions et bientôt dans le top 100 de Beatport. Tu travailles les fréquences avec quoi? Des équaliseurs particuliers? Comme je te disais, on est obligé de couper entre suivant la résonance de ton synthé entre 5000 Hz et 10 000 Hz pour pas que ça prenne, pour pas que ça ouvre trop, pour que chaque son reste bien à sa place. À sa place, ouais. Et mec, je veux dire, c'est quoi comme équalo que tu utilises C'est le Fab Filter. Fab Filter, ouais, d'accord. Le Pro Q3. Pro Q, oui, voilà, c'est ce que j'utilise aussi. Le Q3, ouais. Il paraît que Seb, on parle sous l'autorité de Seb, mais c'est pareil que ça fait partie des meilleurs équalos du marché, quoi. Il n'y connaît rien, lui, Seb, il est sur Cubase. Bah, tu peux l'avoir sur Cubase. Je suis plus sur Cubase, moi. Je sais. Et sur Logic Audio maintenant. C'est pas le plus simple, mais il paraît que c'est le plus pro. C'est celui qui sonne le mieux, en tous les cas. Oui, voilà, ça c'est sûr. Moi, c'est trop compliqué pour mon petit cerveau, je peux pas. Cubase qui a sorti sa version 12. On peut écouter le break, les amis, gentiment? Ouais, écoutez. Vous savez quoi, je vais me chercher une bière en attendant.
met la basse à l'honneur avec le Charlie. Ouais, la bonne rythmique. Alors, je m'attendais pas à ça. Moi non plus. Tu t'attendais à quoi? Le gros truc qui monte? Parce qu'elle était tellement longue, ce putain de break, il était tellement long. À un moment, je me suis dit, il se passe plus rien. Enfin, il se passait des choses. Et puis là, ça s'arrête. Et là, on a l'impression qu'on passe à un autre morceau. Oui, c'est vrai, ouais, un petit peu. Mais on reconnaît quand même que c'est la basse du morceau. Mais ouais. Après, surprendre, c'est bien aussi de surprendre. Ouais, c'est toujours très compliqué de repartir sans avoir vu du déjà vu. Ouais, mais moi j'aime être surpris, moi ça me dérange pas. Si t'as été surpris Seb ou pas du tout? Ah oui, bah oui, parce que je m'attendais pas à ça sur la reprise. Mais c'est bien produit. Oh là là. Ah, c'est marrant. Ah oui, alors j'y ai pensé aussi. Alors Kylian, c'est marrant ce que tu dis parce que j'y ai pensé aussi. La basse, ça me fait penser un peu à la basse de Get Decor Passion. Sûrement t'as dû le faire. T'as dû le faire tout complètement pas exprès. Ah non, pas du tout. Si t'écoutes bien, Get Decor Passion. Ouais, le type de son, la manière dont c'est joué. Oui. Oui, le type de son, c'est ça. Et la manière dont c'est joué, c'est exactement ça. Exactement. T'as mis les bons mots. Ça m'avait. J'ai pensé, mais c'était inconscient. Et c'est Kylian qui m'a dit ah oui, c'est vrai, tiens, ça fait penser à la basse de Get Decor un peu. C'est vrai. C'est le dernier que je t'ai envoyé aussi là. Tu l'as envoyé? Je te l'ai envoyé sur quoi? Je te l'ai envoyé. Oh, faut que tu me l'envoies sur Messenger. Comme ça je peux directement cliquer dessus. Kicker, tu kicker? Il kick. Un très bon morceau hein. Ouais, écoute, je suis content. On écoute plus de musique que d'habitude là. Ouais. Ah, on est bien là. Bah ouais. On est bien installé. Ouais, c'est bien. Ça c'est le morceau que je t'envoie là, c'est un truc que j'ai fait avec un artiste russe qui s'appelle Cadillac. Si vous avez Cadillac, si vous avez déjà écouté des trucs de Cadillac sur Family Picnic Music. Pas du tout, non. Cadillac Express. Cadillac Express, ouais. Donc le label du festival. Hein, Il a un très bon son, lui. Ouais. Waouh. C'est pas encore sorti du coup. Non, c'est encore tout chaud. Il faut retoucher un peu. Allez, les amis, encore une exclusivité ce soir. Hein. Régalez-vous hein, pour ceux qui sont restés. 1h30 du matin, on s'écoute du nouveau son. Et ceux qui restent le plus longtemps sont les plus récompensés. Bon, il y aura le replay. Hein. Oh, mais t'as de la chance, pour une fois, on peut écouter de la musique sans se faire couper. Ouais. Ah bah là, c'est vrai. Ouais. C'est pas trop moins tranquille. Sache, Seb, qu'on diffuse sur Twitch en même temps. Hein. Donc je peux très bien dire, je coupe sur Facebook, je laisse sur Twitch. Voilà, ça sert à rien, mais on peut. J'en profite pour vous annoncer qu'on a une nouvelle émission. On cherche le nom, mais on va inviter des DJ à mixer les dimanches soirs. Ça commencera à 21h. Hein. J'ai fait un test, moi, la semaine dernière. Hein. D'ailleurs, Christophe, tu seras invité sûrement à faire un set. Ça sera le dimanche soir, ça se passe ici. Donc, en mode mix, on met les trucs. Et on fait un set de 1 heure, 2 heures, peu importe. Voilà, on va trouver le nom d'ici ce week-end, parce qu'il faut qu'on fasse ce jingle ce week-end. Ça sonne, hein. Oula, ça pète là. Il y a pas mal d'émissions qu'on va vous annoncer, des nouvelles émissions purement musicales. Là. Maintenant que Seb nous a fait un studio, faut l'utiliser. Hein. Très bien, Chris. Hein. Pourquoi il est marqué Pou à la fin? Bratan, Verilas Mix, Pou. C'est quoi cette histoire? Pourquoi il y a écrit ça? C'est la dernière version que j'ai faite et que j'ai prémasterisée. D'accord. Et tu mets Pou. Pou, c'est moi. Pou, c'est moi. Et ça, il valide le Seb ou pas? Voilà, quand je le vois avec sa tête de canard, sa bouche de canard là, c'est que il est en train d'écouter là. Il est en train de dire mais c'est pas mauvais ce qu'il a fait le gros pour une fois, putain. Bah attends, maintenant qu'il a un studio qui sonne. Que tu m'as fait sonner. T'as quoi comme moniteur? Là je suis sur du c'est du
Twin Focal. D'accord. Twin Focal plus un caisson de basse focal aussi. Qu'on a réglé à 4 pattes dans le studio, celle. Ouais, ça a pris du bol là. Et le casque? Je fais rien au casque. Rien au casque, jamais de petit contrôle. Non. Ah, c'est marrant ça. Non, par contre, je compare avec des morceaux. Il y a un plug qui s'appelle AB1, Magic ABI. AB. AB Magic AB. Ouais, c'est ça. Ou AB1, C'est quoi AB, je sais plus comment il s'appelle ce Ouais, plug. mais Magic AB, tu peux en plugger jusqu'à 16 ou 16, je crois. 16. Et t'as ton morceau d'un côté, et à chaque fois tu fais les comparaisons entre ce qui sort de ton mix masterisé et un morceau du commerce. Ah ouais. La comparaison. Ben, hors mastering, il faut toujours un ghost comme ça, un truc de référence de toute façon. Et comme il y a enfin tous les, enfin je sais pas moi, chaque fois que je mixe certains morceaux en DJ set, et j'ai l'impression que waouh, qu'il y a la caravane, les chevaux, que ça sonne, ça pète. Que c'est énorme quoi. Donc du coup et moi je trouve qu'il manque toujours là sur les, pas les derniers morceaux, parce que comme ils sonnent un peu plus qu'avant, et j'ai pas besoin d'appeler Seb en urgence, Joy en urgence pour que ça sonne un peu plus. Bah c'est quoi, attends, je vais te mettre le traitement là de Seb, parce que là, hop. Là il y a le traitement radio là. C'est ce qu'eux ils entendent sur Facebook. Au casque sans traitement. C'est mieux. C'est dance floor. Ah ouais. Alors si tu trouves que le traitement a chier, tu peux engueuler, il est là, et il s'appelle Sébastien qui l'a fait. C'est pas que ça a chier, c'est que c'est trop percutant. C'est radio, c'est traitement radio. C'est calibré radio. Ah, c'est violent. C'est voilà. C'est trop percutant. Mais c'est ce qu'ils entendent eux sur Facebook, faut le savoir. Bon, oui, et sur Twitch aussi. Comme ça, tout le monde entend tout. Voilà. Là, ce qui est bien, c'est que ça rattrape tout là. C'est vous, ça remonte. Bah oui. C'est fait pour. Bon, ça fait tout relever, ouais. Ça fait tout relever. Ouais. Ça va être traitement radio. Voilà. Alors Jean-Bruce, il aime pas avoir au casque le traitement radio, donc du coup c'est pour ça que j'envoie. Remarque, vous pouvez choisir normalement. Je sais, il y a A et B pour ceux qui veulent, mais bon. Bon, toi déjà apprécié. Est-ce qu'il y a une date de sortie? Cadillac Express, Dany et Russe. Et en ce moment, ils sont en guerre avec l'Ukraine. Et c'est compliqué parce que j'arrive pas à le joindre. Parce qu'ils ont coupé tous les réseaux internet et tout ça. Ouais, d'accord. Pas très longtemps, Ludo est rentré en contact avec lui sur Instagram. Il nous a demandé, on m'en parlait quelques secondes parce que c'est très triste. Il nous a demandé en urgence de lui envoyer de l'argent, 300 € à chacun, parce qu'il n'avait pas mangé, parce qu'il peut pas retirer d'argent, parce que tout est bloqué. Ouais, ils ont bloqué les comptes, le système, c'est des cartes bleues, tout. C'est un peu le bordel. Écoute, ils sont en train de prendre en otage tout un peuple. Qui sont pas obligatoirement dans le même état d'esprit que Vladimir Poutine. Et surtout qu'ils n'ont pas le droit de l'exprimer, donc c'est très compliqué. Faire souffrir tout un peuple alors qu'il suffirait d'y envoyer 2 commandos et lui tirer une balle entre les 2 yeux, et puis terminé, on n'en parle plus quoi. Ouais, après bon. Non mais bon, bref, en attendant il est là-bas, il ne mange pas, donc là aujourd'hui je ne parle pas de musique en fait. Oui, j'ai fini le mastering, le pré-mastering en touchant des choses un petit peu hier. Et je vais sûrement y revenir un petit peu quand j'aurai les oreilles propres lundi, mardi. Mais donc je sais pas du tout. Bon, ça va aller. Bon, on espère que ça va sortir, hein, donc qu'ils vont quand même. D'ailleurs, pour la petite histoire, en parlant des Ukrainiens, on a une artiste qui s'appelle Kiera qui a joué, qui a fait déjà 2 sorties sur Family Picnic Music, c'est une bonne sortie, qui a joué avant nous et Boris Brejcha l'année dernière à Béziers, dans les arènes. Elle a joué à Béziers, elle était enceinte, son mari l'accompagnait, et là en fait elle a quitté Kiev parce que ça pue du cul. Ouais, c'est comme ça. Et elle est allée se cacher donc en Pologne, je crois. Enfin, elle est allée se réfugier là-bas. Et son mari, lui, était sur le front, en fait.
Et donc c'était hallucinant de se rendre compte de se dire qu'il y a 5 mois, 4 mois, ces gens-là les bras en l'air et insouciance. En train de kiffer et d'être avec nous à Béziers. Et 4 mois et demi, 5 mois après, d'avoir une qui se cache. Tu es obligé de te barrer de chez toi, laisser tes affaires et partir en catastrophe. Pas mal de trucs qui ont été détruits et lui qui est en train de se battre, quoi, tu vois. Et donc là, j'ai reçu un message parce qu'ils sont en Pologne, donc ils peuvent communiquer, les Ukrainiens. Et donc ils nous ont envoyé un message pour dire qu'il y avait une petite fille qui était née et qu'elle se portait bien. J'ai plus Ludo m'a informé. On la félicite. Je me rappelle plus exactement, il m'a informé, je l'ai sur le message. Et son mari donc a quitté le front pour pouvoir l'accompagner parce qu'elle venait d'accoucher, quoi. Donc un petit bravo à elle. Jolie histoire. Et voilà. On aura de tout ce soir, hein. Des exclus, des histoires magnifiques. Ouais, on a de l'émotion, du rire, on a de tout. On est passé par toutes les phases. Et des bons morceaux quand même, hein. Parce que ça aurait pu être à chier, on pourrait le dire. Tu vois, par exemple, on dit, c'est pas génial, tu vois. Mais non, les morceaux sont bien, donc bon, on n'aurait pas dit. Ça parle de soi-même, tu vois, quand tu sais. C'est parce qu'il en pensait, puis il tourne autour de sa chaise. Pardon, tu. Je vais vous laisser, les amis, parce que il est tard et ma femme m'attend au lit, bordel. Ah oui, là, c'est par contre ça. Attends, je le reviens, on l'a raté. Sa femme l'attend au lit. Mais c'était pour faire plaisir à Christophe. Je crois que t'allais dire à ta femme. C'est pas une petite fille, c'est un garçon, il s'appelle Marc. Voilà, c'était pour vous le dire. Marc, bienvenue au monde, Marc. De la bass line. J'étais là pour te faire plaisir, mais je vais retrouver ma femme au lit. D'accord. Okay. Je sais pas si ça va lui faire autant plaisir que le plaisir que tu m'as fait d'être avec moi ce soir. Si. C'est pas. Elle doit dormir là. Qu'est-ce que tu nous dis? Ne me dis pas qu'elle nous attend, qu'elle t'attend. Enfin, pas qu'à nous, toi, tout seul. On vient avec Ben et Jean. On arrive, fais-nous un peu de place. Il est pas très loin, hein. Allez, on arrive. Il est partageur. Alors, on était à Béziers et on est parti. Merci Seb, bonne soirée, bonne nuit, merci d'être venu. Alors Seb, je reprends le travail la semaine prochaine. Il paraît que j'ai 2 gros cartons récupérés de notre ami d'un don qu'on remercie de Claude Monet. On a rempli la discothèque de Radio Punch. Voilà, on va remplir la discothèque. On a eu un don de Claude Monet. Voilà, et d'ailleurs Claude, si tu vois ce live, on te remercie encore pour tout. Un gros live Claude Monet, 5h20. Voilà, il va falloir que tu vas passer tes journées à ripper du CD. Tant mieux. Voilà. On a besoin de ça. Bon, écoute, mon Seb, merci. Parce que vous l'avez prévenu quand même. Je m'en vais là, je fais comme ça, mais je m'en vais là, j'ai les yeux qui se ferment. Demain soir, je joue au PZ, le vieux il va me mettre des claques dans la gueule. Sacha, il va arriver, il va lui voir arriver. Bon, les gars, c'est que le début, mon ami. Il reste encore 72 questions. Non, pour Christophe. 2-3, ça te va? 2-3 questions. 2-3, ça me va parfait. Bonne nuit, Seb. Bisous Seb. Ciao, merci Seb. d'être venu. Ciao. Bisous. Avec plaisir. Ciao. Question guilty pleasure. Qu'est-ce que tu écoutes en douce que t'oses pas avouer? J'aime beaucoup Archive, mais j'aime bien l'avouer, ça, Archive. Que j'écoute en douce. J'écoute hors en musique électronique, c'est Archive. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Non, mais tu veux dire que en cachette Moi, chaque fois je le dis pour mettre tout de suite. Moi, je suis fan de Benny B. Voilà. Je vais les inviter, je vais les interviewer, j'assume. Et voilà. Donc, si tu veux, c'est même pas guilty parce que je le dis, mais ça fait un peu partie du truc. C'est un coming out un peu, tu vois. Voilà. Donc, s'il y a un truc dans le genre qui te plaît, il faut pas hésiter à le dire. C'est maintenant ou jamais. Tu as le droit de tout dire avec tout ce qu'on a dit de toute façon ce soir. Il y en a, je sais plus. Hacker, il a dit qu'il écoutait Mylène Farmer. Je sais plus qui. Non, mais ça se voit sur ce frame, sur ses habits, à Michel. Les habits. Non, mais en cachette, je suis sûr qu'ils habillent en Mylène Farmer. Ça se trouve, c'est beau. Ouais, ça se trouve, il est beau. De toute façon, il est beau en ce moment, Michel. Ouais, d'ailleurs, son album vient de sortir avec Miss Kittin. Ouais. On va essayer de les recevoir, mais c'est pas gagné. c'est pas gagné. C'est compliqué. Non, mais il avait proposé, mais le problème, c'est que. Il me répond plus là. Donc, non, mais si. On va laisser passer du temps, un peu, ça ira. On verra si ça se trouve, si un jour on les fait venir sur Family dans les arènes. Ils pourraient peut-être faire une petite émission avant chez vous. Déjà, on l'a eu dans cette émission une fois. On l'a eu, Michel, mais c'est vrai. Il nous avait dit qu'avec Caroline, il essayerait. Bon, après, peut-être que c'est aussi elle qui dit non, c'est bon, lâchez. Je sais qu'elle aime pas trop ça. Non, mais je vais le relancer dans la semaine. Je vais le relancer. Moi, je l'ai relancé une fois. On va pas trop lui prendre la tête. Tu as relancé quand? Il y a 3 jours. Ah, d'accord. La semaine prochaine. Allez, puisque tu me dis ça, ma fille de 6 ans et demi, et c'est pas bien ce que je fais parce que je me cache derrière elle, me fait écouter du Vianney. Ah,
Tu te caches derrière elle, mais tu le dis, c'est bien déjà. Faut t'avouer à moitié pardonner. Non, mais je me cache derrière elle, mais. Donc, du coup, tu regardes The Voice le samedi. Oh putain, elles me font regarder ça. Alors moi, je dis parce on passe pas souvent des moments ensemble, donc dès que je fais un moment de libre, hein, tu vois, même si c'est devant The Voice, alors elles organisent tout un petit. Je dis des trucs intimes de ma vie privée. Mais vas-y. Donc elles font un petit canapé de télé. Un canapé de télé, ça veut dire qu'on fait à manger devant la télé sur la table. Donc ma fille, elle disait ça, elle appelait ça un canapé de télé. C'est génial. Et puis sur la période, dès là, je suis très content qu'il y ait eu le Covid et tout ça parce que ça s'est calmé, ça s'est évité, c'est passé en travers et tout. Mais c'était le samedi soir quand je jouais pas ou quand j'étais pas à droite à gauche, c'était allez, on regarde Machino là, comment ça s'appelle ? The Voice. Lui, il le regarde, moi je. Alors, je regarde PK Express. Guilty Pleasure, j'aime bien les auditions à l'aveugle. Je trouve le concept chouette. Ouais. Bon, après, voilà. Et Vianney, sachez que Vianney s'appelle Bureau. Vianney Bureau, comme moi. Son nom de famille, c'est Bureau. Bureau. Ouais, comme moi. Voilà. Bon, on n'est pas de la même famille. A priori, j'ai cherché, j'ai enquêté. Pourtant, mon père a 32 cousins germains. Il y en a trop. Il y a trop de bureaux. C'est comme moi maintenant. Ne rigole pas, c'est pas une vanne. Ah non, mais Christophe, c'est pas une vanne. Je suis tout oui. C'est pas une vanne. Ma grand-mère, hein, ils étaient 11 frères et sœurs. Voilà. Donc, 32 cousins germains. Comme on croit que les gens du voyage, il y en a qu'à Béziers. Ben là, regardez. Il y en a chez lui aussi. Bien joué. Voilà. Bon, mais merci d'avoir répondu. Allez, on va les faire un peu, on va les enchaîner. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ne referais pas pareil ? C'est la philo de 2h du mat. Un peu de philo à 1h, à 2h moins le quart, ça fait toujours du bien. Des fois, c'est là qu'on a un rebond, en fait. C'est marrant, on a remarqué ça. On fait question philo et après on fait une question. Je vais te faire la question old school, génération X. Et là, d'un coup, tu vas voir, les yeux vont s'ouvrir. Qu'est-ce que tu ne referais pas pareil ? J'essaie de trouver les bons mots pour bien le formuler. Disons que j'attendrai pas que ce soit. J'attends pas que ce soit aussi loin pour pouvoir me rendre compte que je fais une erreur. Que j'ai fait certaines erreurs. Voilà. Très philosophique, il faudrait la ressortir cette phrase. Corriger le tir plus rapidement. Ouais. J'attendrai pas autant pour corriger le tir. Ta plus grande force et ta plus grande faiblesse. Là, on est dans le moment philo, là, je suis désolé, mais. La plus grande force, c'est ma persévérance, mon opiniâtreté. Et puis aussi, qui va avec mon côté positif. C'est-à-dire, j'essaie de voir toujours, de dire, c'est pas grave, quoi. Il y a toujours l'espoir, tu vois, que ça va aller mieux, que ça va passer, qu'on va y arriver, qu'on va fonctionner, qu'on va s'améliorer, que t'es malade, mais c'est pas grave, tu vas passer par-dessus. Ma plus grande faiblesse ? Ouais. Faire confiance aux gens. Trop rapidement, peut-être ? Faire trop confiance aux gens, trop rapidement. Voilà. Le défaut que tu n'as pas ? C'est les nouvelles celles-là. Ouais. Le défaut que j'ai pas. C'est le moment philo. Après c'est fini, c'est la dernière. Je suis pas radin. D'accord, radin. Et la qualité que tu aimerais avoir ? Hormis la verge énorme de c'est ce que j'allais dire en Joy. plus. J'allais lui sortir. La qualité que j'aimerais avoir, j'aimerais. Je sais pas si c'est une qualité ou une compétence. Vas-y. J'aimerais une qualification. J'aimerais savoir jouer d'un instrument comme Seb sait le faire, comme Joy sait le faire, comme Oracle sait le faire. Ouais, c'est un truc que j'aimerais vraiment savoir. Je trouve ça absolument stupéfiant. Ça, c'était pas prévu. C'est bien ça, c'est bien. Allez, la question Nocturbulus. Avec quel artiste tu rêverais d'envisager un duo ? Que ce soit en prod ou un mix ? Un B2B de ouf ? J'adorerais mixer avec Karl. Ben, non, mais t'as déjà fait pas mal de trucs. Ouais, j'ai fait mais je veux dire vraiment le truc parce que bon, peut-être. Regarde, tu as fait des B2B avec des plus grands. Mais peut-être qu'au fond, il y a des artistes peut-être moins qui n'ont plus la renommée qu'ils avaient il y a 20 ans, ou des gars qui te fascinent, mais qui au fond sont peut-être plus dans le circuit. Mais que ces mecs au fond tu les as toujours en toi, tu vois. Moi par exemple je pense à Joey Beltram, tu vois. C'est des mecs, c'est intersidéral, mais aujourd'hui Joey Beltram il doit venir pour 2000 balles, il vient des États-Unis, tu vois. Donc peut-être même moins. Peut-être moins. Ouais, je crois que c'est ça à peu près, je l'avais eu, c'est à peu près ça, c'est à peu près 2000.
mais c'est pas la question, tu vois, de la cote du gars, de tout ce qu'on veut. C'est le truc, ton espèce de kiff de gamin, le truc, la collaboration que t'aimerais faire, quel que soit le style. Que j'aimerais faire ou que j'aurais aimé faire. Que tu aimerais, que tu aurais aimé, et si tu t'écoutes aujourd'hui, est-ce que tu peut-être te dire, putain, ah ouais, au fond, j'en ai toujours envie. Ah, j'en ai toujours envie. Parce qu'après j'ai envie de te dire, c'est moins intéressant de te dire avec qui les mecs d'aujourd'hui, parce que les mecs d'aujourd'hui tu peux les, j'ai envie de dire, tu peux les avoir. Moi je pense que c'est plus excitant de te poser la, surtout toi, ça serait plus excitant et plus, pour moi c'est plus, ça va plus loin de te poser la question hors contexte d'aujourd'hui, puisque tu peux avoir tous les plus grands, c'est le grand de ton cœur de il y a, je sais pas moi, le gars avec qui t'as rien fait et qu'avec du recul tu te dis putain, il est mort, il est plus dans le circuit, je sais pas, n'importe quoi, il a arrêté la musique. Moi j'aurais adoré, mais bon, je suis pas à la hauteur, mais pourquoi pas après, tu sais. Oui, voilà. Il suffit de travailler quoi. Enfin, il suffit pas, il faut travailler et avoir du talent. J'aurais adoré être dans la même. J'aurais adoré essayer de faire quelque chose avec Richie Houghton. D'accord. J'aurais adoré faire un truc comme ça. Parce que de prime abord, il est très froid, très distant. Mais j'ai appris par des personnes de mon milieu et de tous ces gens avec qui que je fréquente là, que en fait, quand il a une fiole de MDMA dans le cornet, et ben qu'il se détend complet et qu'il fait des trucs ouverts avec plein de gens quoi. Voilà. D'accord. Fiole de MDMA ou il fume un pet ou qu'il est détendu, qu'il est plus en mode business, je voulais dire, quand il était hors business. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Dernière question de truc. Le lieu où tu n'es jamais allé, mais où tu rêves d'aller jouer, parce que tu es allé dans plein d'endroits, il y a sûrement peut-être un endroit, peut-être même un endroit qui n'existe plus si j'y reviens, hein, parce que moi par exemple ça serait, tu me poses la question, ça serait pas le Space à Ibiza, moi ça serait le Boccaccio en Belgique, tu vois, par exemple. Ce serait le Twilo à New York. Le Twilo à New York. D'accord. J'aurais bien aimé y aller à Twilo à New York, et alors je l'ai déjà joué à The End en Angleterre, mais j'aurais bien aimé faire un ou deux clubs là-bas en Angleterre de plus. Parce que c'est un super endroit. Et puis j'aimerais bien kiffer aller jouer un jour sur les pyramides. Ah ouais. Comme Ayam a réussi. Eux, ils se sont fait le kiff Ayam, ils ont réussi. Ou Jean-Michel Jarre, Benjamin, je parle de Jarre. Jarre et Ayam. Guetta aussi. Et Guetta aussi, ouais, d'accord. Les pyramides et tu sais le côté Machu Picchu aussi là. Ah ouais. Bah là, c'est complètement fou. Après, faut amener le matos là-bas. Mais bon, tout est faisable. On va terminer. Avant-dernier truc, après tu auras le mot de la fin. Attends, j'ai quelques photos à passer quand même. Ah d'accord. De quoi ? Quelques photos à passer. D'accord. Alors je vais d'abord faire un truc. On change d'esprit, on change d'état d'esprit. C'est la question génération X. Nous sommes de la génération X, n'est-ce pas ? On est plein pot, fin des années 70. Je vais te poser des questions, tu réponds. D'accord ? Allez, on y va ? T'es prêt ? Je suis prêt. Allez, Fuse ou Plastic Man ? Plastic Man. Samantha Fox ou Sabrina ? Sabrina. Il répond très vite, ça me plaît. Mega Drive ou Super Nintendo ? Mega Drive. Prince ou Michael ? Prince. Mad Max 2 ou Blade Runner ? Blade Runner. Goldorak, Albator ou Capitaine Flamme ? Ah oui, génération X, mon pote. Hein. C'est possible de dire. Tu peux choisir deux, allez, vas-y. Goldorak et Albator. D'accord. Années 80 ou années 90 ? 90. Disco ou funk ? Disco. Non, c'est rien. Rock ou rap ? Ce n'est pas le rock parce que. C'est une question de. C'est une question. Rock. Rock ou rap ? D'accord. Soul ou reggae ? Reggae. Ok. Les inconnus ou les nuls ? Oh putain, c'est pas bien ça. Je fais exprès. Tu peux pas les séparer. Ouais, mais je fais exprès. Les inconnus ou les nuls. Ah, il y en a qui te sépareront sans problème. Hein. Ah ouais.
Ouais, mais c'est mythologique, c'est mythique, les mais deux là sont mythiques. Pour moi, les deux sont mythiques. Il y a une petite sensibilité, si tu veux. Benjamin, il les adore les deux, mais il a une sensibilité les nuls. Moi, je les adore les deux, j'ai une sensibilité les inconnus. Parce qu'il y a plus de moments cultes chez les inconnus avec leurs sketchs et tout ça. Oui, maintenant, il y a beaucoup plus de sketchs, ouais. Maintenant, il me semble que c'est un peu plus intelligent. Les nuls. Les nuls. Ok. Atari ou Amiga? Amiga. Alien ou Predator? Salopard. Eh oui, c'est fait exprès. Hein. Alien ou Predator? Bordel. Oui. Tu me fais chier avec tes questions. Ah, mais ça, c'est fait pour. Hein. Il y a qu'un mec de la génération X qui peut être emmerdé avec ces questions. Les plus vieux ou les plus jeunes, ils en ont rien à foutre. C'est clair. Ah, putain. Mais je te ferai remarquer qu'il y a eu un Alien contre Predator. Hein. Oui, mais Alien versus Predator, mais bon. Mais c'est pareil, tu dois choisir l'un ou l'autre. Moi, c'est très très dur parce que je suis un fan absolu de Alien 2, mais mon film préféré de tous les temps, c'est Predator 1. Donc, si tu veux. Mais moi, je choisis Predator. Pourquoi? Parce que c'est mon film préféré de tous les temps. Et qu'il faut choisir. Le Predator 2? Non, le 1. Ah, le 2. 1 et Alien 2. Avec Schwarzenegger. Qui est énorme. Eh bien, je vais prendre. C'est pas du tout pareil. Hein. Non, c'est plus une vue de. Voilà, c'est fait exprès. C'est un jeu de l'esprit. Allez, je vais dire Alien. Alien. Terminator 1 ou 2? Là, je rigole pas avec cette question. Terminator 2. Euro ou franc? Euro. Rave ou club? Rave. Classique ou jazz? Jazz. Ok. La question commuteur, on va l'appeler comme ça. Dépêche Mode ou Kraftwerk? Dépêche Mode. Parce que lui, ça, c'est la question horrible à poser à Laurent Commuteur, je sais pas si tu le connais. C'est un fan absolu de Dépêche Mode et de Kraftwerk. Et même à Michel, hein, tu poses ça à Michel, je pense que c'est la question cauchemar. C'est compliqué. Ouais. Ok. Question Back to the Future. Si tu pouvais choisir, alors c'est après, j'ai fini après. Mais c'est bon, c'est intéressant, ça me plaît. Donc, très bien. Alors, question Back to the Future. Si tu pouvais choisir. Attends, t'as oublié une qu'on a oublié, c'est Mac ou PC. Ah, ben si tu veux, je la rajoute. Oui, mais on devait la rajouter. Mac, évidemment. C'est bien. Question Back to the Future. Alors, je devrais pas dire Back to the Future parce que ça, l'autre fois, je l'ai posé à Anna la question, quand je l'ai interviewée en anglais, et je l'ai embrouillée parce que Future, elle était dans le futur. Donc, je vais peut-être pas l'appeler comme ça. Bon. Si tu pouvais choisir un lieu ou une époque passée, que tu as vécu ou que tu n'as pas vécu, un lieu, une époque, ce serait où et quand? Je vais te dire, moi, j'aimerais retourner en 1988 au Boccaccio dans une soirée New Beat. Je n'ai jamais vécu ça. J'aimerais aller ou à Manchester à l'Hacienda. C'est un exemple. Qu'est-ce que toi tu choisirais? Tu prends la DeLorean et tu vas là où tu n'es jamais allé. Moi, j'aurais bien aimé vivre un peu à l'époque féodale. Ah oui, carrément. Ah ouais, tu remontes plus loin. Ouais. Époque féodale. Féodal, ouais. Tu prends une épée, tu t'enfourailles. Féodal, ouais. Féodal, on va dire, tu vois, ouais, voilà, pendant l'invasion des Vikings, tout ça. Quoi. D'accord. Ok. Eh ben écoute, merci. Voilà, c'était le quiz Génération X. C'est toujours un moment qui me plaît beaucoup. Allez, on va se mettre quelques petites photos qu'on a trouvées. Alors, on va commencer par ça. Bon, ça, c'est il n'y a pas longtemps. C'est il n'y a pas longtemps. C'était quand Dafresh était venu avec Cory. Dafresh au Corrigan. T'étais passé Benjamin le Dauphin et Dafresh au Corrigan. Mais on est où là? T'étais devant le Corrigan. Devant le Corrigan. Il y a des travaux devant. Voilà, il y avait des travaux. Et pendant que Dafresh et Benjamin mixaient, toi et moi, on s'est retrouvés dehors, on s'est bu de la Larique tranquillou, on s'est rappelé les souvenirs. Alors attention. Bon, là, je vais mettre qu'il y a de tout, c'est mélangé. Peut-être un Mexicain que t'as quand même, c'est fou. Là, c'est un B2B que t'as déjà fait. Oh putain. Acidas, putain, j'ai pas capté le t-shirt. Énorme. Énorme. Putain, Josh, le t-shirt. Voilà. Master. Attention, c'est mélangé. Hop. Ah putain, qui t'a donné ça? C'est Bubble qui t'a donné ça? Non, c'était sur, tu sais, sur Facebook, il y a toujours des partages. Et puis moi, j'archive tout. Et puis nous, on est un peu les archivistes, on a tout. Les archivistes. Ah ouais, nous, on a tout. Après activiste, il y a archiviste. Voilà. Nous, ça, c'était la famille. Tu nous avais très gentiment invités en backstage et on avait pu aller voir un peu les artistes. Tu sais, nous, on aime bien signer des. Bon, maintenant, on aime interviewer, faire un peu du vrai, mais
disons que d'ailleurs, n'hésitez pas. Hein, c'est pas parce que j'y pense pas à vous inviter qu'il faut pas hésiter à me le demander. C'est juste que je suis à bloc la tête dans le guidon. Surtout que maintenant on aime interviewer les gens avant leur set. Ce qui nous intéresse, c'est quand tu vas faire des événements, pas tous, mais à certains, on te demandera si tu veux bien qu'on ait une espèce de passe presse et on viendra faire des interviews pas longues. Et on peut même couvrir des fois, on avait pensé aussi à couvrir l'événement. Vous voulez le faire avec Nicolas Cuer à la Positive. On fait un truc, on vient à une équipe, on est 2, 3, 4, on fait une vidéo photo, on fait un petit reportage et puis après on partage, ça fait un peu de com. Puis nous on aime bien, ça fait des actus, bien sûr. qu'on a un accès aux artistes, c'est un truc qu'on fait avec Fred B-Side, on le fait, c'est super. Alors, et tout. Génial. La photo suivante, je ne sais pas d'où sort cette veste. Vous êtes beaux là tous les deux. Oh là là. C'était quand c'était à la Yournex à Alès, c'était en quelle année ça? C'était pas longtemps. Le monsieur commençait à être sérieusement gros là, tu vois. Ouais. Ben t'as minci par rapport à cette époque-là. Et moi aussi d'ailleurs. À cette époque-là, oui. Vous avez minci. On a minci, putain. On est gros là. Ouais, vous avez minci là, vous avez minci. Benji, t'as vu comme on est gros là? Et pourtant t'avais fait caca juste avant. T'es un léger de 500 grammes. Alors ça, c'est Miss Bijou. Je déconne pas là quand je dis que c'est Miss Bijou. Ah non, c'est pas Bijou. Non, c'est pas Bijou ça. Non, c'est pas Bijou. Putain, elle lui ressemble. Allez, on va attendre un peu plus loin. Alors là, c'est compliqué, je les ai pas zappés. Ouais, c'était je reconnais ça. En fait, quand il y avait Nikita tout à l'heure. Ça, c'est AC2N, ça. C'était la période AC2N, c'est quoi qu'on en a pas parlé. La période AC2N, putain, le fut et tout. Regarde là, la Nikita. Et regarde là, maintenant, là. Je suis jeune et vierge. Comme elle est petite. Attends, fais une pause. Tu veux que je revienne avant? Attends, non, reste là. Attends, tu veux que je question? Attends, laquelle? Celle-là? Reste là. Pas de soucis. Là, il y a Aude, Nikita. À droite, il y a Vlad. Après, il y a Olivier Petit-Colin. J'ai oublié son pseudo. Petit Poisson. Voilà. Et les deux autres à côté, c'est qui? Alors, il me semble que celui de gauche, là, c'est Knud, il me semble. Ouais. Et celui du haut, je sais pas. D'accord. Tu peux... Alors, voilà, désolé. Attention, parce que j'ai une autre photo un peu... Alors, attention, on va descendre très loin. Tu peux évoquer rapidement la période AC2N, cette petite période des années 90, là Bah écoute, tu sais, moi, les années lycée. J'ai toujours souffert d'une marche seule, en fait. J'ai toujours été seul dans le développement de ma carrière de Tom Poux et de tout ce que j'ai créé, jusqu'à Family Picnic. Et les morceaux que je faisais avec Joy. Mais j'ai jamais eu de groupe, de crew qui ont travaillé ensemble sur un projet, pas uniquement sur un nom, mais sur un projet. Tu vois, j'ai toujours été fan, moi, des Good Life et de tout ça, qui se sont retrouvés tous plus ou moins sur le même palier de porte, hein, et travailler sur le label, à se tirer la bourre, à faire des trucs. Tiens, Kiko, Oxia, The Hacker, Miss Kittin et compagnie. Et tout ça, et j'ai toujours envié, moi, cette association de gars qui tirent dans la même direction, tu vois. Moi, j'ai jamais eu ça. Et quand j'ai regardé AC2N, où ils avaient l'air super proches, super compacts et tout, pendant un moment, je me suis imaginé qu'on aurait pu faire des choses, faire un bout de chemin ensemble. Surtout qu'il y avait du talent, parce que Vlad en prod et Nikita en mix, après les autres, je les connais pas trop. Enfin, je connaissais Olivier, parce que pareil, c'est rigolo, Olivier, on n'était pas au collège ensemble, parce que lui il était à Henri IV, mais par contre mon père m'avait inscrit à un voyage en Angleterre, à Londres, premier voyage à Londres, et je m'étais incrusté avec des gars de Henri IV, et je me suis retrouvé chez un pasteur à Londres avec Olivier Petit-Colin et Frédéric Bobin. Tu vois le trio qui va bien, quoi. Et voilà, quoi. Donc du coup je le connais de là. Petite anecdote. Allez, là par contre on va remonter très loin. Ah, voilà. Et bien là mon Christophe, c'est mon Christophe. Là, alors là, c'est vrai que c'est bien que Benjamin l'ait fait, parce que j'aurais presque pu l'oublier. Là, tu vois, on est ensemble au collège. Hein. On est dans le préau, le fameux préau où on faisait un peu de taekwondo, kwankido, car américain. On est à la Trinité, là? Non, la Madeleine. La Madeleine, oui. C'était quand on était ensemble, là, tu vois, t'as Jérémy Patrac de dos, t'as Olivier Ferrer, t'as, il s'appelle Fabien Sanzé. Ah oui, qui est de trois quarts à la face à nous. Voilà, Johan Mata, tout ça. Et on se faisait un peu chier, donc du coup, on joue au ping-pong, tout ça. Regarde le beau gosse, regarde la dégaine, la coupe de cheveux, le mec classe, quoi. Je peux la balancer, l'anecdote, Christophe? Une petite anecdote. Ce jour, c'était un peu dans la même ambiance, là, il y avait un poste de musique. Moi, j'avais fait une cassette techno, tu sais,
Mais techno, moi j'aimais la techno belge, techno américaine et techno un peu truc. Mais déjà en 91. Toi, techno, c'était pas trop à l'époque parce que c'était assez dur, c'était pas trop ton truc. Et je me rappelle, j'avais appuyé sur play, j'avais mis une cassette que j'avais faite. Et toi, t'es arrivé, t'as mis stop, t'as dit non, c'est trop, ton truc là, c'est trop dur. Et tu m'avais sorti la cassette de la plus grande discothèque du monde. Et tu avais mis la plus grande discothèque du monde. Et là, t'as commencé à faire à danser tout. À danser comme ça et tout. Mais tu m'as pas mis des claques. Pourquoi tu m'as pas mis des claques? Pourquoi tu m'as mis mais ta gueule? C'est la petite anecdote qui me marquait. J'ai dit merde, putain, c'est de la techno. Je crois que c'était des trucs. Si je te fais écouter même encore aujourd'hui, tu vas dire ah non, Jean, moi c'est pas mon truc ça. C'est des techno hollandaises au Illinois, des trucs. C'était juste avant le gabber. Très rapide. Voilà. Après, il y avait de la techno aussi américaine un peu. Tu vois, genre UR mais un peu sombre. Tu vois les UR avant l'époque Jeff Mills, tu vois. Et j'avais fait une petite cassette. C'était. Mais je t'avais pas montré cette photo. J'ai dit c'est l'occasion. T'as retrouvé cette photo. Ouais. Et Fabien Sanzi, il est devenu quoi? Je sais pas. J'ai juste vu Grégory Reboul. Je sais qu'il était sur Agda. Ouais. Il y a François Marty, qui est comptable sur le Cap d'Agda aussi. Donc je dois le contacter pour prendre des contacts. Tard, lui, il est dans des grandes sociétés de finance en Côte d'Ivoire. Il y a qui d'autre après? Jérémy Patrac, je sais qu'il travaillait à Confo, mais je l'ai pas revu depuis un moment. Il faisait des dessins de fou, des mangas, des dessins de fou. Et qu'est-ce qu'il y a encore après? Fabien Sanzier, j'ai pas eu de nouvelles. Je sais qu'il était sur 7. Ah ouais. Ouais, il avait été sur 7. Olivier Ferrer, lui, il était sur Perpignan, j'ai jamais revu. J'ai pas trop d'affinité avec lui. Toi, t'étais assez proche des filles, toi. Moi, j'ai toujours été très proche des filles, moi. Tu t'étais fait virer, rappelle-toi. T'avais fait le quoi? T'avais fait le mur. Entre midi et 2, il y avait la cantoche. T'avais fait le mur avec une fille, là, comment elle s'appelait? Il a fait des bêtises. Brune, les cheveux un peu courts, là. Ouais. On rentre dans l'intimité, excusez-moi, on rentre dans l'intimité de Jean Bruce et la Madeleine, ouais. La Madeleine. Ouais. Toi, on avait quel âge là? 15 ans, 16 ans. Non, pas autant, si. Ah si, c'était. Écoute, c'était collège là. Non, pas 16 ans, non, 14-15 ans. Voilà. Ouais, 14-15. Putain, si le gars là, il a 14 ans comme ça, tu m'étonnes pas. Non, mais moi, Giron, le mec. Moi, à 14 ans, j'étais comme ça. Lui, t'es comme ça. J'avais fini ma croissance, moi, donc 14 ans, et puis j'étais costaud un peu. Tu te rappelles, j'étais un peu gros, pas. Un peu bobo, un peu confortable, quoi. Ouais, voilà, ouais. Et mais c'était une bonne époque, Ouais. C'était sympa. Ça fait connaître plein de gens de changer d'établissement scolaire comme ça. C'était très bien. Ah oui, et je me rappelle une fois, et après on arrête l'émission. Je me rappelle une fois, un prof était pas là, et il y avait tard. On avait fait un petit buff. Moi, je faisais une sorte de beatbox parce que j'arrivais à faire le. Tu sais, avec ma voix, donc déjà à l'époque, donc je faisais une rythmique. Tard, il faisait un rap, et toi, tu faisais une espèce de beatbox un peu, mais tu sais, plus tout ça. Et on s'était mis tous les deux à faire un beatbox, et Tard rappé. Et t'avais toute la classe qui était mise autour de nous, et on était là, et on se faisait un petit buff. Putain, je me rappelle de ça. T'as plus de photos c'est lui qui les a, moi je sais pas les photos. Mais j'ai d'autres photos par contre de la Madeleine, si tu veux je t'en montrerai. J'en avais récupéré. Bon, on fera une autre émission. J'étais allé voir Monsieur Dufermont qui travaillait dans une association pour les gens qui allaient amener leur famille dans les prisons. Il s'occupait d'eux à la retraite. Et un jour, j'ai dit, attends, tu me connais, enfin, moi, tous les trois, quand on veut un truc, nous, on est mangeurs de cerveau, nous, quoi. On a ça en commun, tous les trois. Et, j'ai dit par la porte ou par la fenêtre, il faut que je retrouve, parce qu'il venait nous prendre en photo, comme ça, ça vient de lui. Et j'avais des photos, je suis allé tard, on joue au billard, tu sais, dans la salle de billard, tout ça. Et, je suis allé, il m'a prêté ses photos, il m'a fait confiance, j'ai tout reproduit, je lui ai tout rendu, et j'ai scanné, et voilà. Petite anecdote. Bravo. Voilà, c'est le truc de copain. On va faire juste les petits. Je vais aller très vite parce que j'ai beaucoup de trucs là. Allez, rappel avant qu'on se quitte. Dimanche 10 avril, il est là, les beaux gosses. C'est Nicolas Cade, donc qui a sorti son single chez nous. Hein. Donc on en reparlera. Depuis aujourd'hui, vous pouvez, si vous l'écoutez du Jean Bruce, on a fait un truc un peu actuel. Donc c'est pour ça que ça sort en dehors de Nocturbulous. C'est Your Next, donc Common Step, c'est la compile de Your Next Record. Le 15 avril, Electrosé, domaine de Coussergues, voilà. Donc, du vin, des tapas et tout. D'ailleurs, Christophe, si tu fais rien le 15 avril, vendredi 15, viens avec plaisir. Demain, on est à Agde, au salon du disque. On va être frais.
Ah ouais, on va être frais, ouais, on va être bien. Putain, c'est vrai que c'est dans 6 heures, on se revoit, quoi. Bon, bref. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, le soir même, le samedi, vous allez voir Christophe et Joy Kitty. Voilà, c'est chez Sacha OPZ City Club. La Family, voilà, bon, j'ai sorti un peu les dates de 2022, hein, donc voilà. Avec des exclus, parce qu'il y a des infos que personne ne connaissait jusqu'à présent. Voilà, ça se passe à Lunel, voilà, cette année. Voilà, donc du coup, voilà. Joli les Et puis le 1er octobre, ce lieu, les top. Ouais, et au 1er octobre, il y a un autre lieu qui est sympa avec un DJ qui débute aussi, qui est très sympa. Il s'appelle Christophe va casser Béziers. Paul Kalbrenner, retenez ce nom. Vous entendrez parler. Voilà. Qui m'a vu faire caca. Et voilà, qui a vu Christophe faire caca. On peut dire que vous êtes intime. Hein. Maintenant, vous êtes intime. Il a vu mon caca. Quoi. Vous êtes intime. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter parce que cette émision, moi, elle était suivie par nos amis, tout ça, mais après, il y a des replays, il y a des milliers de vues, donc c'est un peu un truc historique, si tu veux, tu vois. C'est comme ça qu'on le voit. C'est une espèce de, tu vois, ça sera archivé sur YouTube. De trace. Exactement. C'est ça. C'est le but de l'émission. C'est un peu un côté historique. On le prend très à cœur, cette vision des choses. Qu'est-ce que je sais pas, quelque chose que tu n'as pas comme évoqué. Michel, quoi. Comment? Comme Michel. Voilà. Très à cœur. Très ça. Mais pas hacker. Hacker. Voilà, il arrive encore à 2h du mat à faire des vannes. Et voilà. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Quelque chose que tu n'as pas évoqué? On a survolé pas mal de petites choses, quoi. Déjà, je voudrais vous faire un petit clin d'œil parce que c'est chouette que vous fassiez une émission régulière et aussi pro. Et de faire des recherches et tout ça par passion en plus, donc c'est. Ouais. Moi, je suis toujours très admiratif. Et t'as vu qu'on va loin. Ouais. On n'hésite pas. Je suis toujours très admiratif de ça et je pense que déjà on devrait se rapprocher au niveau de la com pour qu'on file un coup de main, hein, pour que les gens vous voient plus ou sachent plus ce que vous faites, parce que avec plaisir. Déjà Joy, on va travailler sur Joy, c'est-à-dire tu vas revenir avec Joy, on cherchera la date. C'est vrai que tout ce qui peut nous permettre de voilà, que les gens ça existe régulièrement à chaque invité, ça amène un peu sa tribu et les gens putain, vous connaissez pas tout ça, donc ça doucement ça grossit. Écoute, c'est important parce que tout ce qu'on pourra faire et qui pourront donner des opportunités à des gens qui restent dans le noir ou qui n'ont pas toute l'aide qu'ils devraient avoir, ça sert toujours. Tu vois, il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte que la ville de Montpellier pouvait avoir décidé de moins nous aider parce que il pourrait être possible que la date qu'on ait fait à Béziers soit pas trop appréciée. Ah oulala, oui, j'ai bien compris. On connaît très bien le problème. On connaît très bien. En 2 mots, on a effectivement nous aussi, parce que le Covid a un peu cassé la dynamique. On faisait des petits trucs, évidemment pas à la hauteur de ce que tu fais toi, mais on faisait des petites activités. Et c'est vrai que il y a des lieux qu'on ne citera pas, qui sont gérés plus ou moins par des gens qui gravitent autour de Montpellier. Effectivement, même si nous on a politiquement rien à voir, tout ça, il faut choisir son camp. En gros, tu es sommé de choisir ton camp. Si tu fais un truc à Béziers, t'es un facho, donc tu dois subir les conséquences. Et si tu fais tout ailleurs de Béziers, t'es un peu à l'abri aussi qu'on te jette et que tu te retrouves sans rien, tu vois, donc un peu la situation, qu'on appelle ça le cul entre deux chaises. Alors que nous on est apolitique, je pense que c'est pareil un peu. Évidemment. Donc il faut ça s'appelle politiser la culture, là, ce dont on parle. Et je pense que c'est l'échelon le plus bas que l'homme, à part le non-respect de l'être humain, quoi. Mais c'est l'échelon le plus bas pour les politiciens parce que ils se servent de la culture. Comme un argument pour récupérer des électeurs et faire penser que ce sont des bons politiciens qui prennent en considération la culture. Mais dire à un artiste ou un chanteur ou un organisateur, tu vas chanter dans une ville où j'aime pas le maire, ou j'aime pas leur fonctionnement, si tu vas là-bas, tu viens plus chanter chez moi. C'est sauf French. C'est dégueulasse. Il y a pas très longtemps, pour refaire un rebond sur David Guetta, qui a joué d'ailleurs à Avignon, au Théâtre Antique d'Orange, qui est le clone de Béziers, on va dire. Il y a pas très longtemps, il y a eu une espèce de gros buzz qui a été fait sur les réseaux parce que il y a eu un émirat qui s'est payé tous les artistes en faisant un gros festival là-bas, Dubaï je crois, ou un truc comme ça. Et il y a sur les réseaux, il y en a qui ont alpagué, qui ont harponné leurs artistes préférés en disant ouais, vous allez jouer là-bas, ils respectent pas.
l'homme, la femme, les droits de l'homme, tout ça. Et puis Guetta a répondu, écoutez, si je devais aller jouer que dans les endroits où je suis raccord politiquement, je jouerais pratiquement pas en fait. Donc mon métier, c'est de ne pas faire de la politique. Exactement. C'est d'être un artiste. Et donc quand on se retrouve, comme j'ai tout dit et j'ai bien insisté sur le conditionnel de mes propos, quand on se retrouve avec de telles situations, vous l'avez vécu, on le vit. Si tu sors de ta ville natale, Béziers, pour avoir le respect et la bénédiction des autres villes, eh bien, tu tournes le dos à ta ville. Exactement. Et pour moi, c'est pire. Exactement. Et si tu restes dans ta ville et que tu es un fervent défenseur, il y en a d'autres qui te tournent le dos. En tout cas, ceux du Montpellier. Qui te ferment des portes, oui. Et tu fais comme nous, je suppose, on fait que jongler un peu sur des œufs, nous, pareil, à chaque fois. Moi, je jongle plus. Moi, je jongle plus parce que nous avons un nom, nous avons une crédibilité. Et quand on va voir un maire d'une ville limitrophe à Montpellier, en disant, voilà, on a des statistiques, on a fait 30 000 personnes sur 2021. Sur ces 30 000 personnes, il y en a 62% qui viennent pas du département. Donc ça veut dire qu'il y a 62% des gens qui sont venus, qui ont eu besoin de manger, de dormir, de se déplacer, d'acheter des clopes, de mettre du carburant. Voilà, c'est un ruissellement qui est très important, une couverture médiatique extrêmement importante. Donc à un moment donné, il y a des maires d'autres villes qui se disent, mais on s'en fout complet en fait. Ils chantent où ils veulent chanter, ils organisent là où ils veulent organiser. Moi, j'ai besoin de les avoir chez moi parce que il y a une couverture médiatique, parce qu'il y a une mise en avant, parce qu'il y a un attrait touristique. Et localement, c'est un truc de fou. Et un ruissellement sur tout l'économie, c'est très important. Ruissellement, j'aime bien ce terme que tu as appris. Il y a ça qui est très important. Et autrement, ça, et je reviens sur le Biterrois, si j'étais resté dans l'état d'esprit de ces gens, on n'aurait pas fait d'événement sur Béziers. Déjà, on est allé voir le maire de Montpellier, on lui a dit, voilà, on va faire 4 dates au lieu de 2, parce qu'il y a eu un transfert des artistes de 2020 à 2021, il nous fallait plus de dates, on n'avait pas eu d'aide de Montpellier, donc il fallait qu'on compense. Il y avait déjà 3700 personnes qui avaient d'acheter des billets en 2020, donc c'était des gratuités pour 2021. Bon, toute une gymnastique comptable, et il fallait qu'on ait 4 week-ends et pas 2. Et donc on est allé le voir, il a dit non, mais moi je vous en donne 2. Donc on a dit bon, on va ailleurs alors. Si vous voulez pas nous les faire, on va ailleurs. Donc on est allé à 7, qui a dit oui. On est allé à Béziers, qui a dit oui. La discussion a duré 3 minutes. On avait donné 4, en 3 minutes c'était ficelé. Parce que on peut dire tout ce qu'on veut sur Ménard, c'est loin d'être l'abruti. Écoute, pour vous dire, nous, depuis, on n'a rien contre les anciens maires, mais depuis que jamais nous a autant ouvert les portes. Les électrosés qu'on a fait au plateau des poètes, on n'aurait pas pu le faire avant. Et après, on n'a jamais autant ouvert les portes. Il n'est pas tombé amoureux de la musique électronique. Non, ça non. C'est qu'il a fait son calcul, quoi. Comme le maire de Sète, comme le maire de Lunel, comme le maire de la Grande Motte, comme celui de plein de gens qui nous ont proposé, nous ont donné des perspectives et tout ça, quoi. Tu vois. Donc ça, c'est le premier truc. Donc il faut vraiment comprendre que politiser la culture, c'est vraiment dégueulasse parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas la force de David Guetta, qui prend 100, 200, 300, 600, je sais pas combien il prend. Enfin, je sais, mais je le dis pas. Il gagne de l'argent. Si lui, il dit non, qu'il va ailleurs, bon, mais il dit non, il va ailleurs. Par contre, il y a plein de petits artistes qui gagnent 200 balles, 500 balles, 1000 euros, qui eux n'ont pas l'opportunité de dire non, mais je vais pas jouer là parce que ça plaît pas à lui, je vais pas jouer là parce que ça plaît pas à lui, je vais pas jouer là. Ces mecs-là, il faut qu'ils remplissent leur frigo. Il faut qu'ils achètent à manger, des habits pour leurs enfants et qui accessoirement achètent de la nouvelle musique, des disques, des morceaux pour qu'ils puissent mixer. Et donc là, je voudrais faire une parenthèse en disant voilà, si j'avais pas fait cet événement pour préserver le positionnement politique de certaines personnes, on n'aurait pas fait d'événement. Et si on n'avait pas fait ces événements-là, il y a des gens comme par exemple Nikita, qui est une amie, mais outre le fait d'être une amie, parce que moi j'ai jamais fait de cadeau là-dessus à Nikita, c'est quelqu'un que j'aime énormément, mais à qui j'ai jamais fait de cadeau, de la mettre à une place qu'elle ne méritait pas. Et donc on l'a fait jouer. On l'a fait jouer cet été, l'été dernier, en sortie d'été dernier. Et donc depuis qu'elle a joué, non seulement elle a pris un kiff
totale monumentale, mais elle a appuyé ce mix par une vidéo qui est le top, où elle joue ce morceau de Fatboy Slim, et du coup, ça lui a donné de la détonation, un coup de pied, tu vois, elle a tapé en bas et elle est montée parce que ça lui a donné une visibilité, et elle a pris des dates dans plusieurs événements. Elle est rentrée dans une agence de booking. Elle a joué avec Anna. Elle était positionnée. Elle a une carrière qui a commencé à 45 ans, 46 ans. D'accord. Donc si nous on fait pas ça, Nikita, elle reste que, sans vouloir être péjoratif, elle ne reste que monitrice d'auto-école. Alors je dis pas qu'elle va faire sa carrière en étant DJ. Je dis qu'elle va kiffer sa vie. Tu vois, qu'elle va avoir un moment de sa vie aura vu nouvelle maison, propriétaire. Elle aura mérité d'être vécue parce qu'elle aurait des sensations que plein d'autres personnes ne pourront pas avoir. Rien que pour ça, parce qu'on leur a donné une vie artistique, une vie culturelle. Rien que pour ça, il faut qu'on continue à faire des événements, même si ça plaît pas. Parce que le maire de la ville dans laquelle on est en train de faire l'événement, est un con ou est un ignoble, ou peut être un concurrent à la région, ou aussi, ou ça, ou ça. Donc, tant qu'on pourra le faire, on le fera. Et j'espère qu'un jour, le karma fera que tous ces pseudo acteurs de la culture se prendront en retour de boomerang en disant les gars, vous nous avez saucissonné avec votre culture, votre ville de culture, tout ça, alors qu'en fait, vous faites que de la politique, vous faites pas de culture. Oui, c'est de la politique, bien sûr. Dans le sens péjoratif de la politique. Voilà. Ouais, parce que si tu défendais vraiment la culture, tu défendrais toutes les organisations qui donnent des opportunités à des artistes. Parce que la ville ne donne pas d'opportunités à l'artiste. Tu vois ? Que ce soit Béziers ou Montpellier. Ils ne donnent pas d'opportunités à des artistes, ils donnent des opportunités à des gens qui vont mettre en avant des artistes. Si on leur laisse pas la place, tu peux pas les mettre en avant. Le public, après, on le laisse sans rien, il n'y a pas d'événement, il voit rien, il sort jamais, et puis on s'en fout. Exact. Donc c'est important de prendre ça en considération. Hein. Bon, après, c'est un coup d'épée dans l'eau, hein, parce que les politiciens resteront politiciens, ils resteront. C'est un métier qui est. Il suffit que tu fasses une vidéo en disant que tu veux faire de ta ville la capitale de la culture en 2028, pour que tout le monde dise mon Dieu, que c'est bien ce que tu fais. Ouais. Bref. Sick. Voilà. Bah écoute, Christophe, on a été ravis de t'accueillir. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Et ça faisait un moment qu'on attendait ça, donc on s'est régalé. On l'avait mis de côté, on avait mis les éléments. On avait les éléments. On habite dans la même ville, donc c'est pratique. Depuis un moment. Et on a, voilà, c'était. Et puis on se reverra sûrement. On reparlera pour Joy, mais on refera une émission. Et puis même si t'as d'autres artistes un jour qui viennent à Béziers, n'hésite pas, tu nous préviens. On peut faire ça, tu sais, aux alentours du 1er octobre. Alors je te dis pas que Paul Caruana reviendra. Mais il y a d'autres artistes. Non, mais tu vois, il y a Jet of Time, il y a. Oui, bien sûr. Avec plaisir. Simela Gregorio, il y a plein d'artistes. Nous aime bien ça, le côté, les interviews, c'est un truc qui. Voilà, t'as vu, on peut recevoir du monde, 5 personnes et 6 avec moi, donc ça fait, on peut recevoir du monde quand même, donc on a bossé le studio au millimètre près. Hein, il y a que le son qui est pourri, il faudra s'en plaindre assez bas, ça on lui dira. Ton traitement est pourri. On a encore 8 fadas qui sont en train de nous écouter. Là. Et non, sur Twitch, ils sont partis sur Twitch. Voilà. Bon, allez, en tout cas, il y a le replay. Bonne nuit les gars, bonne nuit d'être restés. Voilà, le replay dans la semaine, parce que maintenant on met le replay sur YouTube, avec le confort de YouTube, c'est quand même mieux. C'est directement dans la semaine, il sera d'ici mercredi, il sera en ligne. Allez, on se finit sur un jingle et on vous dit demain. Demain au salon du vinyle. On va être frais là demain. Voilà, regardez. À bientôt tout le monde. Merci d'avoir accueilli. Jingle et on finit. The rhythm. The shit you're listening to is sponsored by Radio Punch. Punch.